L'interview Radio Punch. Le replay. Hip House Radio Punch. Come on and dance. Come on. Come on and dance. Hip House style. Come on. En exclusivité sur Radio Punch. The best radio. Salut à tous et bienvenue sur Radio Punch pour une nouvelle émission hors série. La deuxième qu'on a fait. La première, c'était avec notre ami Laurent Garnier et Scanix. Et ce soir, on va parler histoire. Ça tombe bien, on adore l'histoire à Radio Punch, donc on va se régaler. Et c'est pas Jean-Bruce qui va me contredire. Est-ce que Jean-Bruce va bien ? Salut, ça va. Je suis ravi de vous retrouver tous sur Twitch et sur Facebook. Et puis notre invité, Christophe. Voilà. On fait un tout petit coucou à Christophe avant de te présenter. Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à toi. Avec plaisir. Bonsoir à vous. Une petite information importante avant de commencer. J'avais envie de commencer par ça. Normalement, on aurait dû recevoir notre ami Space 92 Mathieu vendredi prochain, c'est-à-dire je vous mets l'affiche. Comme vous pouvez le voir, c'est reporté parce que Mathieu est un peu maintenant une star internationale et comme il jouait dans un festival en Hollande et qu'il n'a pas pu décaler, enfin il a dû changer ses horaires de train, si vous voulez en gros. Donc du coup il pourra pas être là vendredi soir, on a décalé à dimanche, un peu plus tôt, donc ça sera dimanche 24 juillet à 21h. Je tenais à le préciser dès le départ parce que voilà, c'est une information très importante. Voilà, donc avant de commencer cette interview, comme d'habitude, on va faire quelques petits rappels d'usage. Vous savez que vous pouvez suivre cette émission en direct sur Twitch. Il y a le lien dans la description de Facebook. Si vous êtes déjà sur Twitch, tant mieux pour vous. Il y a un avantage. Alors l'avantage sur Twitch, c'est qu'il y a moins de latence. C'est-à-dire qu'au moment où je dis bravo 1, 2, 3, il va se passer 2 secondes. Sur Facebook, il y a encore 8 secondes derrière. Voilà, sachez-le. Sachez aussi que quand on va mettre des extraits sonores, ils seront au début sur Facebook, mais des fois je vais les couper sur Facebook. Mais ils ne seront pas censurés sur Twitch. Voilà. Parce que vous savez qu'il y a toute une équipe de milliards de gens qui écoutent en direct et qui nous zappent si jamais, en fait, c'est des robots automatiques. Et c'est très relou de se faire striker. Ça nous est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Je vous rappelle aussi que pour nous soutenir, vous pouvez envoyer des étoiles. Voilà, vous savez faire sur Facebook, on fera bientôt aussi sur Twitch, mais bon, pour l'instant on fait avec Facebook. Ça fait toujours plaisir et ça nous fait du bien, donc voilà, si vous avez envie, ça oblige à rien. On vous rappelle aussi qu'on a toujours un objectif d'avoir 1000 abonnés, gens, sur notre YouTube. Voilà, il y a le lien en permanence, voilà, on en parlera après avec notre invité. Parce que pour monétiser la chaîne, il faut 1000 abonnés, on n'est qu'à un peu moins de 200. Donc on compte sur vous. Si tu es nouveau sur ce live, tu n'es pas abonné à notre chaîne, tu vas t'abonner à notre chaîne YouTube. Et de suite. Voilà, s'il faut on attend 2 minutes. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Je vais laisser la parole à Jean-Bruce qui va présenter notre invité parce qu'aujourd'hui on va parler d'un invité, on va parler d'un livre dont je vous mets dessus de la pochette. On va parler d'un livre qui s'appelle Comment la France est devenue électronique, qui sortira bientôt. Avec comme sous-titre une histoire de la techno et de la house de 1990 à 2000. Allez Jean, je te laisse présenter notre invité. Bon en fait c'est plutôt pas mal parce que soirée spéciale vu qu'on aborde la musique électronique sous son aspect historique, il nous paraissait important de donner la parole à Christophe pour son initiative. Écrire un livre, ce n'est pas rien. C'est vrai que la musique électronique on en parle un petit peu, mais c'est souvent très éphémère. Et quand on sort la musique électronique du monde de la nuit pour lui donner une dimension historique et culturelle, c'est un peu ce qu'on essaye de faire depuis quelque temps. On va dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc j'ai pris connaissance de l'initiative de Christophe et j'ai tout de suite souhaité le contacter et surtout lui donner la parole parce que pour une fois qu'on parle un peu d'histoire, c'est vrai, comme vous le savez, la mémoire est un peu courte dans notre milieu. Une chose chasse l'autre et on oublie. Donc c'est important de se rappeler de comment ça s'est passé. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours une approche, nous, dans les interviews historiques et chronologiques. Donc là, c'est marrant parce que c'est parfaitement le cas d'un livre. Donc, quelque part, ça va matcher. Donc, merci Christophe d'être là. Mais avant si tu veux, de parler du livre, on va faire quand même ce qu'on a l'habitude de faire avec tous nos invités. C'est qu'il faut quand même qu'on sache un petit peu qui tu es.
Donc on aimerait bien savoir quelles sont tes influences musicales. Tu as été DJ, tu as été dans le milieu hardcore à un moment, house funky à un autre, etc. T'as touché pas mal de spectre. Donc on aimerait que tu te présentes et que tu expliques un peu d'où tu viens, la musique, etc. Éventuellement le DJing et tout ça, chronologiquement. Voilà, je te laisse la parole. Ben, carrément. Bonsoir à tous. Alors, comment j'ai découvert la musique électronique? Vaste question. Bon, en fait, ça a commencé très tôt. Enfin, très tôt pour un mec de mon âge. Parce qu'effectivement, maintenant, avec les réseaux, Internet, etc., on a accès à tout le temps. Chose qui n'était pas forcément évidente à l'époque. Je me souviens, comme beaucoup de DJ, notamment de producteurs que j'ai pu interviewer, ça remonte à Virgin et la Fnac. Je découvre des compiles, je vois marqué techno, etc. J'écoute, je deviens ouf, c'est-à-dire que voilà, je craque. Les premières compilations techno, c'est Techno Beat avec Joey Beltram, voilà, les Acid Tracks de Chicago, et donc et c'est un leitmotiv qui revient très fréquemment, puisqu'effectivement depuis un an, plus de 12 mois maintenant que j'interviewe des DJ, des producteurs, même des organisateurs. Effectivement, je crois que à Paris en tout cas, bien sûr, Fnac et le Virgin restent pour beaucoup, pour une large majorité, une origine commune. On découvre des compilations et on devient, voilà, ça vous prend au corps sans même le savoir. Moi, j'avais 13 ans. J'écoute ça, voilà, premier lecteur CD. À l'époque, un lecteur CD valait une blinde, il faut le savoir. Nous sommes en 90, voilà. Il fallait économiser les anniversaires, les Noëls, vous voyez, donc ça valait 1500 balles. Ça valait 1500 balles. Exactement. C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc voilà comment je découvre. Mais je dois avouer que avant de découvrir ces compilations, c'est Maximum que j'avais découvert au hasard sur la bande FM. Il a spoilé la question. Alors attends, tu spoil la question. Alors tu te bouges pas et Benjamin appuie sur un bouton. Eh ouais, parce que regarde bien ton écran. La question maximum. Maximum. Eh ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Et regarde, on met le logo. Ah ouais, non mais alors là, on en parle de suite, vas-y, je le mets en haut à gauche. Ah là. mais je suis touché. Pourquoi je suis touché? Parce que en 89, j'écoutais Maximum sous la couette. Parce que à l'époque, j'en ai un autre qui a le même âge que toi là, à côté de moi, là, juste là. Voilà, c'est une époque où les parents nous sommaient d'aller se coucher à 21h, 21h30 parce que nous avions collège le lendemain. Et donc j'écoutais Maximum, j'écoutais Hauteville, Eric Hauteville, j'écoutais Joachim Garraud en cachette sous la couette. Rassure-moi, c'est grâce à Maximum que j'ai découvert un pan de la musique électronique. Rassure-moi, tu enregistrais les cassettes. Tu enregistrais les cassettes quand même. Est-ce que tu en as gardé? Malheureusement, alors au gré des déménagements, je les ai perdus, bon. Mais elles subsistent malgré tout mon esprit. Et je pense que c'est le principal. Mais effectivement, toute la journée, après on y reviendra plus tard, mais on y viendra certainement plus tard. Après, c'était FG. Donc, mais de 89 à 90, c'était Maximum. J'enregistrais tout ce qui passait, même les productions locales de Joachim Garraud. Je vous passe les titres, je m'en souviens encore. Super Jimmy est dans la cheminée, le Père Noël va pas tarder. Enfin, il créait en live des productions. Mais à côté de ça, on avait 808 States, on avait The Orb, on avait Black Box, Adeva. Et d'un coup, bah voilà, tu te prends ça en pleine gueule, tu vois, et tu comprends pas ce qui t'arrive. Ouais, et surtout voilà, avant les autres radios, c'est-à-dire que Steve Austin ne va pas tarder. On en parle très souvent dans l'émission, c'est que Maximum, faut savoir qu'après, les autres radios passaient les tubes qu'après. Si on prend le Dormir doivent se réveiller, si on prend Plaisir Game et tout ça, c'était d'abord Maximum. Et après, les autres médias. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de radio, à part si peut-être des radios locales, ADR. On attend toujours dans nos éditeurs. Si vous avez des exemples de radios qui tournent encore aujourd'hui, genre locales qu'on connaît pas d'un truc, n'hésitez pas à nous en parler, bien évidemment. Voilà. Ah mais Maximum, ça reste un Edzart de la bande FM. C'est-à-dire qu'en 89, c'était juste impossible d'avoir une radio telle que Maximum. Il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, Maximum disposait d'un budget presque illimité à l'américaine.
avec un matos vraiment hyper sophistiqué. Et il nous présentait toutes les nouveautés en temps réel. Donc que ce soit New Beat, House, un peu de garage, et même notre cher taulier, Laurent Garnier, avait son émission Rêve Max. Donc pour un gamin de 12 piges, qui se prend ça en pleine gueule sous sa couette, c'est du lourd. Bah, ouais, franchement, c'est du lourd. Point commun avec la personne à ta gauche, là, sur l'écran, qui s'appelle Jean Bruce. Bah voilà. Donc l'émission risque d'être longue ce soir, les enfants, je suis désolé. Steve Austin ne va pas tarder. Alors, c'est ça. Sachez qu'il fait très chaud aujourd'hui en France. 42 cet après-midi. Il a fait 42. Ici. Je sais pas chez vous, ouais. Mais 42. Alors, je suppose que tout le monde a une piscine comme moi, que tout le monde a pu se baigner juste avant l'émission. Tout le monde. Voilà, donc tout le monde a des piscines. Tout le monde est au frais. Voilà, donc du coup, il a fallu se mettre au frais. Et l'émission va être longue et en plus il fait chaud dans le studio. Non, je rigole, dans la clim en fait. Tout va bien. On va pouvoir faire l'émission. Bravo. On va pouvoir faire l'émission comme il faut. Et on va se régaler. Et d'ailleurs, comme j'ai envie de dire, presque époque maximum, genre, un petit exemple de son. Maximum, en fait, j'en parle dans mon ouvrage également parce que Maximum, en fait, c'est vraiment une bulle d'air, non seulement sur la bande FM, mais sur le territoire français, quoi. C'est-à-dire que ils émettaient sur tout le territoire, avec des stations dans quasiment toutes les grandes villes de province, avec un budget encore une fois illimité. Il fallait le faire. À l'époque, Joachim Garraud, qui a été le ghost, voire le producteur de Guetta, dormait à même les locaux. Enfin, il y a toute une histoire comme ça qui crée une légende, qui crée vraiment des anecdotes de malades. Et ça se ressentait. Pourquoi j'en parle? Parce que ça se ressentait à l'antenne, en fait. C'était, on sentait une connivence, on sentait un enthousiasme, on sentait une espèce de comment dire, d'ambiance, mais que on ne pouvait trouver nulle part, encore une fois, sur la bande FM parisienne. Et qui a tellement marqué que même aujourd'hui encore. Alors, est-ce que tu as été il y a 2 ans à la soirée Maximum à Paris au Rex? Alors, non, je l'ai suivi de près sur les réseaux, puisque moi-même, je suis inscrit à des groupes Maximum. Les mêmes que les nôtres, sûrement. Voilà. On doit être en commun. J'aime relire les anecdotes, revoir les playlists, revoir les logos, les jingles. Alors effectivement, on parle d'un temps, encore une fois, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais à l'époque, quand vous aviez très peu d'informations et qu'il fallait aller chercher soi-même les informations, pour quoi que ce soit, pour un disque, pour un titre, il fallait se déplacer ou il fallait vraiment le vouloir. Et Maximum, voilà, c'était un peu ce médium qui nous permettait de découvrir des titres qu'on n'aurait jamais découverts en temps normal, surtout lorsqu'on a 12-13 ans en boutique, etc. Puisque à 12-13 ans, en 89-90, on pouvait pas se déplacer. On n'avait pas d'Uber, on pouvait pas se déplacer comme on le souhaitait. Voilà. C'est clair. Surtout si tu habitais à la campagne. Disons que si on cumule tout, c'est-à-dire être mineur, il n'y a pas Internet. Exactement. Nous, on était dans le sud, donc à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, ça faisait beaucoup, effectivement. Et donc, comme tu disais, alors heureusement qu'il y avait les radios, notamment une des radios comme Maximum. Moi, j'écoutais aussi un truc que j'aimais bien aussi, c'était parce que des fois Maximum ça passait pas à Béziers. Je l'écoutais chez mes grands-parents à Montpellier. Oui, effectivement. Ouais. Mais en fait, il y avait bien le Top Dance. Tu sais, il y avait Skyrock, Fun et Énergie qui se tiraient la bourre le samedi soir. Il y avait des Top Dance, en fait. Ils appelaient ça des Top Dance. Et alors, de mémoire, il me semblait que c'était de la dance, mais au sens propre du terme. C'est-à-dire de la dance music, en fait, Capella, Culture Beat, enfin des trucs comme ça, quoi. Il me semble. Si on part dans là, je parle de 89-90. Ouais. T'avais en fait c'était quand même intéressant d'écouter le top de Fun, de Skyrock et d'Énergie, parce qu'il y avait, si tu veux, dans ce qu'on appelait à l'époque la dance music, il y avait une espèce de gros gloubi-boulga. Il y avait de tout, quoi. Il y avait vraiment des trucs. Il y avait du Adamski Killer, t'avais du W Found Love, t'avais du Snap, t'avais du Benny B. Après t'avais un truc anglais là, type exactement. Je sais pas moi, Together ou Hardcore Uproar qui sortaient du lot, des trucs un peu comme ça. Tu pouvais très bien te taper un LFO. Donc en fait il y avait une espèce de mélange où t'avais en fait quelque part, on était un peu formé à l'ouverture d'esprit quelque part, parce que t'avais de tout en fait.
dans ce top dance, c'était tout mélangé. T'avais de la house, quand c'était la fin de la new beat, t'avais de la hip house, donc un mélange de rap et de house. T'avais le tout début de la techno, t'avais des trucs un peu gnang dance, t'avais des trucs un peu italo, c'était très très varié. Donc moi je trouve ça très intéressant. Maintenant rien de comparable avec la programmation de Maximum, comme tu disais, c'était complètement Skydance, je me rappelais pas de ça. C'est je regardais sur le Skydance, il me semble 89-90 Skydance. Ouais. Alors t'avais le Top Dance qui était le classement des boîtes de nuit. Parce que pas confondre. Il me semble que c'était un peu plus tard. Et Top Dance aussi, t'avais le Top Dance, Skyrock Top Dance, tout ça, parce que c'était avec Media Control, qui existe encore, je crois, ou ça existe plus Media Control. Où à l'époque, les DJ envoyaient leurs cassettes à Media Control, en audio, et Media Control se chargeait de faire le classement des boîtes de nuit. Donc à l'époque, il n'y avait pas Internet, et Sébastien d'ailleurs le faisait. Absolument. Il enregistrait en cassette audio, et c'était un truc, vous vous rendez compte, il fallait envoyer des cassettes audio à Paris, voilà, et eux ils faisaient le classement, ils écoutaient tout. Enfin, ça serait intéressant d'ailleurs qu'on trouve quelqu'un qui travaille à Media Control pour qu'il nous explique comment ça marchait à l'époque. Ça serait vraiment bien. Alors si je peux me permettre, en fait, c'est que en parallèle de Maximum, je pense qu'il y avait une diffusion, comment dire, sur tout le territoire. Il y avait le magazine de la dance. Oui. Le magazine de la dance relayait. Je l'ai collectionné. Voilà, absolument. Et donc de la dance relayait le classement des discothèques, plus ou moins généralistes, parce qu'à l'époque, effectivement, en 88-89, en province, on parlait pas de discothèques ou de clubs spécialisés, quoi. Et donc de la dance, c'était un peu le pendant écrit de ce qu'était Maximum en radiophonie, quoi. Ouais. Et j'ai été coupé dans mon truc là. Excuse-moi parce qu'en fait il y a Facebook, je suis obligé de rafraîchir toutes les 2 minutes et je vois d'un coup tous les messages. Alors merci beaucoup pour les étoiles. Merci à Audrey, merci à Flo, merci à Brigitte pour nous avoir envoyé des étoiles, et je suis obligé de rafraîchir toutes les 2 minutes parce que ça bloque à un moment, je sais pas pourquoi. Parce que a priori, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Brousse, indépendamment de poser des questions, il check aussi les questions sur Facebook. Il check les questions et il vire les marabouts, robots marabouts aussi. Voilà, la modération. Alors, faut savoir que moi aussi, je check, vous inquiétez pas, on a une double lecture. Quand ça, il y a un flux, c'est pas de souci, mais quand tu es obligé de relancer toutes les 2 minutes, c'est quand même un peu casse-pied. Ça me fait perdre un petit peu le fil. Mais il y a pas de problème, je vais retomber sur mes pattes. Ah oui, t'as raison, moi aussi, ça. Ouais, tu vois, faut rafraîchir toutes les 2 minutes. Si vous Facebook avez sur les lives, si vous avez vous rappelez le nom des émissions sur Fun, sur Énergie, tout ça, parce que il y en avait pas forcément un qui était meilleur que les autres à l'époque. Enfin, quand je parle de l'époque, je parle 89, début 90. Où là, ça se valait tout. Après, il y en a qui ont été un peu meilleurs, un peu moins bons. Ah, il y a Sébastien qui vient de répondre. Salut Sébastien qui vient nous rejoindre, qui nous explique qu'il enregistrait effectivement les cassettes l'après-midi. Voilà, donc il trichait un peu, quoi. Il faisait les enregistrements séparément, mais en fait, Media Control, on en reparlera de ce truc. C'était vraiment un système de malade qui avait été fait pour. Et c'était que les boîtes de nuit, hein, c'était pas les radios. Hein. Et c'était intéressant. Et moi, j'étais passionné de ça. Je me régalais de l'écouter. Qui est premier. Et j'enregistrais moi aussi, pareil, mes cassettes. Et moi, j'avais pas Maximum parce que j'allais très rarement sur Montpellier. Il y a que Jean qui revenait, qui nous faisait râler avec des enregistrements de ses cassettes. Ah les gars, j'ai le dernier Pleasure Game. Quoi? Comment ça? T'as le cerveau des ténèbres? Pas le dernier, le premier. Non, le premier et le dernier. Le Seigneur, ouais, c'est nouveau, quoi. Ah, qu'il avait entendu qu'il avait attendu toute la nuit. Game, hein. On va en parler parce que j'ai des anecdotes, vous allez voir. Sache mon cher Christophe, qu'on a interviewé, que maintenant Jacques et Maurice de Pleasure Game est un ami. Qu'on a interviewé dans notre émission. On a interviewé aussi, sachez aussi, il y en a faut le rappeler, notre ami de Edge of Love, Bruno Sanchoni, qui a été interviewé aussi dans cette émission. Sachez que ces replays-là, on va aller bientôt les remettre sur YouTube, parce qu'il n'y a pas tout encore sur YouTube. Tous les replays sont pas encore. On y travaille, hein, on les monte au fur et à mesure. Voilà, donc on fait en priorité en sorte que par exemple ton replay, Christophe, sera normalement dès lundi, même pas dès dimanche soir, en ligne sur YouTube. Voilà, avec le confort et sans strike. Voilà. À savoir que Sanchoni demeure un très grand producteur de la proto-techno. On développera peut-être. On va développer, mais déjà tu peux le raconter. La notion de proto-techno, mais Sanchoni, effectivement, au même titre que certains producteurs de l'époque, ont un peu façonné la techno et d'abord la new beat, et ensuite ont façonné la techno européenne, telle qu'on pouvait l'écouter en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Puisqu'effectivement, aux États-Unis, ils avaient quand même
une bonne longueur d'avance et qu'on faisait pas le poids à cette époque-là. Et au Royaume-Uni aussi, ouais. Évidemment. Alors, on faisait pas le poids contre eux. Alors moi, attention, j'ai pas oublié que tu avais une anecdote peut-être sur plusieurs games. Parce que là, avant que tu l'oublies, je te le rappelle. Je te rappelle cette anecdote. C'était quoi alors ? Bah alors, on va rentrer dans un vif du sujet. Alors c'est une petite aparté, bien entendu, mais effectivement, donc Yann de USA Import. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Yann, c'est un mec qui a créé la première école de DJ française, la FNDJ, en 77. Et donc, cette école servait d'intérim. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y avait une discothèque de province qui n'avait pas de DJ, ou qui était lorsque le DJ était mauvais ou co-caisse, il faisait appel à cette école pour avoir un DJ. Donc, le mec, il a commencé comme ça. Et c'est lui qui, accessoirement, qui a créé une boutique de disques en 90, où Bertrand, Armand, Guillaume la Tortue, etc., allaient, et Pac-Man, bien entendu, allaient chercher leur vinyle. Et Yann aussi organise des soirées, les Space, au Rex. Et au Space, donc nous sommes en 90, la New Beat passait. Enfin, c'est-à-dire que les gens, les Parisiens, et je parle bien pour le coup du microcosme parisien, adoraient la New Beat. Et effectivement, donc Pleasure Game, le dormeur, doit se réveiller. Le tube, en tout cas le tube avant qu'il passe en radio, passait très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il passe, en fait, pour la petite histoire, Yann fournissait le boy. Donc, relation avec Maximum, Joachim Garraud qui mixait également au boy, et nous avions également des retransmissions du boy en live, ouais, sur Maximum. C'était l'époque Brainwasher ou Marco ? Là, c'était Marco. Et donc, Marco, lorsqu'il est parti, c'est Xavier qui a remplacé Marco. Brainwasher est arrivé un tout petit peu après. Et donc, c'est Yann, indirectement, qui a commencé à fournir le boy par ses vinyles, puisqu'il partait régulièrement en Belgique, puisqu'il a ouvert USA Import à Paris, la première boutique USA Import, avant que Pascal et Laurent Garnier ne reprennent la boutique. Et donc, il passait régulièrement ce genre de titres. Et effectivement, dès l'instant que Fun Radio et Skyrock ont commencé à passer en rotation extrême le dormeur, les Parisiens ne voulaient plus danser là-dessus. Ah, d'accord. Petite parenthèse, parce que ça passait à... petite parenthèse, après on développera, hein, je vous laisserai développer ou vous poser des questions. Un an avant, Laurent Garnier se plaignait, puisque effectivement, les Parisiens voulaient absolument des tubes radio. Voilà. On en parlera de ce fameux paradoxe. Ouais. Mais après, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait... alors ça, c'est vrai que... on a peut-être pris l'occasion d'en parler de temps en temps, mais il y a toujours eu... moi, j'ai toujours aimé, si tu veux, dans mes influences, il y a autant des sons britanniques que des sons américains, que des sons plutôt belges ou hollandais. C'est une espèce de triptyque qui fait partie de moi et j'ai pas vraiment de préféré. Et par contre, à un moment, j'ai renforcé mon désir en fait du côté Benelux, parce qu'il y avait une espèce de phénomène un peu de snobisme qui voulait un petit peu se dire que en gros la seule techno elle était américaine. Souvent c'est des gens qui l'ont découvert tard qui disaient ça. Et tout ce qui était belge, on retournait d'un revers de main parce que c'était bourrin, c'était de la merde. Et voilà. Donc c'est vrai que du coup j'ai un peu renforcé, mais un peu plus assumé le fait de me régaler des productions belges et néerlandaises, et qu'il n'y a pas de raison que voilà quoi, Détroit évidemment, Chicago bien sûr, New York carrément, mais il y a aussi Manchester, Londres, il y a Bruxelles, il y a Rotterdam, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, et que bon au final il y en a qui ont fait des trucs vraiment excellent dans tous les styles. Mais voilà, tout ça, je rebondis sur ce que tu disais parce que ça m'a un peu gonflé le côté un peu, Détroit. Alors, Détroit, on s'appelle Nocturbulus. C'est-à-dire, on peut pas faire, Nocturbulus Behavior, voilà, Suburban Night, James Pennington, bon, voilà, on peut faire difficile. Absolument. Il est pas de Bruxelles, hein. Mais voilà, je veux dire, du côté belge et néerlandais, les néerlandais, parce qu'on les oublie très souvent, mais ils ont fait des trucs de fou. On en parlera. Ouais. On en parlera. Voilà, c'était notamment avec certains DJ, effectivement, si on les reçoit ce soir, on sera amené effectivement à parler de la scène hollandaise, notamment amsterdamoise, qui a été vraiment, déterminante
pour une partie des DJ français, en tout cas les pionniers. Oui, bien tout sûr. à fait. Alors, justement, parce que. Juste un petit coucou. Donc, c'est Émilie qui nous a envoyé des étoiles. Ah, voilà, mais tu vois, il faut que je rafraîchisse merci à toi. encore. Rafraîchissons ce soir, les amis, rafraîchissons, parce que c'est vrai que là, j'ai loupé encore pas mal de trucs. Nous rafraîchissons. Ah, il y a Actarus aussi, tac, il est sur le quai. Ouais, Actarus qu'on prendra tout à l'heure au téléphone, mais il est dans le train, il a raté son train, il en prend un autre là. Il est sur Avignon, il faut qu'il rentre à Nîmes, donc on va attendre qu'il rentre tranquillement à Nîmes. Ça va se faire. À moins que ce soit très calme dans son compartiment, qu'il n'y ait personne, on l'appellera dans le train carrément en direct. Olive Verte nous dit chaque pays avait sa touch, de quoi rassasier tout le monde. Et oui, c'est vrai qu'à une époque, et ça c'est, je paraphrase Laurent Garnier dans une vieille interview des années 90 qui disait quand tu entendais un son, tu savais que ça c'était voilà, ça c'est Manchester, ça c'est Rotterdam, ça c'est Anvers, ça c'est Bruxelles, ça c'est Détroit, ça c'est Chicago, ça c'est New York, ça c'est l'Italie. Et voilà. D'ailleurs, Laurent a classé ça. Si vous regardez la première émission qu'on a fait avec Laurent Garnier, on s'est amusé à la fin, Christophe, on a fait un petit jeu, on a mis un chronomètre. Il était dans sa salle avec tous les vinyles. On lui a dit, ben voilà, c'est bien beau est-ce que t'es bien rangé? Alors on lui a donné un challenge. On lui donnait un disque et on chronométrait combien de temps il mettait pour le trouver dans sa collection. C'est assez rigolo. Je vous invite à aller regarder. Je vous invite à aller regarder l'extrait. On l'avait fait avec Pac-Man. Et on l'a fait avec Jérôme Pac-Man. Il a été bon aussi. On a improvisé avec Jérôme Pac-Man. Et tout style de musique confondu, même du rap. Alors il nous a expliqué son classement. C'est par pays et par style. Voilà, donc c'est assez marrant. Ben, l'Angleterre c'est là-bas, la soul c'est là-bas, et c'est par pays. Voilà, et Laurent il nous avait expliqué, Laurent Garnier, c'est pas dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Lui c'est dis-moi comment tu ranges ta collection de vinyles et je dirai quel DJ tu es et quel collectionneur tu es. Et c'est vrai, il me dit chaque personne a sa façon de collectionner et de ranger ses disques. Eh ben tu vois comment. Et la preuve c'est que Jean et moi on n'a pas du tout la même manière de ranger les disques et c'est souvent d'ailleurs un problème quand on écoute des disques. Il me dit mais tu vas le ranger où celui-là? Bah je sais pas, par là. Et ça l'énerve parce que lui il est très précis. Moi je suis un petit peu trop et lui il est un peu pas assez. Et un peu trop large. C'est ça. Voilà, moi je suis un peu trop large, mais bon c'est pas grave. Pour revenir sur toi Christophe, et là Ben va mettre le petit truc Record Shop. Toi tes disques, alors tu les achetais où? Parce que toi, voilà, explique-nous, tu nous as parlé de la Fnac, les compilations. Je te mets quelques exemples sur l'écran. Mais est-ce que tu achetais du vinyle, toi, par exemple, ou des CD? Attendez, vous allez vite en besogne, les amis. Là, effectivement, on parlait de la Fnac et du Virgin. Donc là, c'était que du CD. Je vous rappelle que je n'avais que 12-13 ans. Donc, à part, moi, j'avais pas encore les moyens de m'acheter des platines, ne serait-ce des ETP ou des BST. Les techniques, ça restait du fantasmagorique, hein, voilà. Donc au début, c'était vraiment que du CD. Donc c'était des compilations essentiellement Chicago, voilà. Donc j'ai découvert Future, Acid Tracks. Là, je me prends une tarte, mais une tarte, comment dire, multidimensionnelle, mais vraiment. J'entends ce son acide, une basse minimale. Je sais pas ce qui se passe. J'entends Energy Flash de Joey Beltram. Pareil, qu'est-ce qui se passe? Tous mes potes autour de moi, ils étaient très hip-hop, Notorious Big, LL Cool J, etc. Donc ils détestaient. Et moi j'étais le seul, je me disais putain merde, qu'est-ce qui se passe? Je dois être bizarre, je dois être chelou. C'est marrant parce que t'as la même vie que Jean, vous êtes nés à la même année. Regarde, comme quoi, et vous avez la même histoire en fait. Hein. Il y en a un qui était. Alors t'étais où à cette époque? À quelle année? Et t'étais à quelle ville? Moi j'étais à Paris. Ouais, mais toi t'étais à Paris. Imagine-toi voilà, moi. Lui, à Béziers. Il arrivait avec ses disques du Noobit, on le rigolait. Qu'est-ce que c'est ces trucs là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah mais c'est ça. Voilà. Et en fait, alors pour revenir au vinyle, en fait, c'est que en 91, il faut savoir que j'étais en fait à l'époque, c'est pareil, hein, ça fait très vieux con, hein, mais malheureusement je vais devoir en parler. J'étais fan de Shenify. Voilà. Donc vous savez les Shenify, tuner, double cassette, amplificateur. Oui, les Sony, les modulaires là, avec les modules posés les uns sur les autres. Absolument. Et donc moi, comme un garçon passionné, je collectionnais, je découpais dans les catalogues les Shenify et je repérais les marques, Akai, machin. Donc j'avais des catalogues. Donc je les avais pas à domicile, mais j'étais content. Moi j'avais juste un magnétophone, parce qu'au début il faut savoir que j'enregistrais avec un magnétophone maximum, donc c'était compliqué. Si ma mère passait et qu'elle me disait va ranger ta chambre, j'entendais sur la cassette. Mais bon, je ferme la parenthèse. Ah ouais, c'est une époque, époque, voilà. Ça fait son charme 40 ans. Si t'avais un chien, les dormeurs, ouais, c'est pas mal, ouais. Non mais c'est ça, exactement. Et donc en fait, avec un pote qui était également fan de Shenify, mais pas de techno, on allait régulièrement à Darty et
on testait toutes les chaînifies en rayon. Et je me balade sur le tuner et j'entends un son que je n'avais jamais entendu sur Maximum. Un son assez hardcore. Maintenant, avec le recul, évidemment, j'ai identifié, mais sur le moment, je comprends pas ce qui se passe. Je fais et je reste bloqué comme ça, mais genre une demi-heure. On est en 91 et je reste bloqué une demi-heure, 45 minutes. Le vendeur vient me voir. Bon, monsieur, vous achetez? Non, t'as vu, j'ai 14 ans. Non, désolé. Et en fait, j'ai su 5-6 mois après, que c'était FG. À l'époque, FG ne diffusait pas encore 100% de techno, ni de house, ce que vous voulez. Il y avait encore des émissions très, très communautaires, etc. Et donc, 6 mois après, j'apprends que c'est FG, une radio qui diffuse de la techno. Alors, en 91, elle diffusait de la techno, on va dire, à 40%, parce que c'était ponctué quand même par pas mal d'émissions communautaires, etc. Et j'ai jamais retrouvé la fréquence. C'est-à-dire que ça s'est fait machinalement sur un coup de tête. J'étais à Darty comme un gamin en train de chercher. Et c'est 6 mois après qu'on me dit non, mais en fait, c'est une radio techno qui s'appelle FG et la fréquence, c'est 98.2. Et avant, c'était 94.4. Et là, alors là, comment vous dire, vos chakras s'ouvrent. Vous répétez vos mantras du matin au soir. Vous faites chier votre père et votre mère pour acheter le maximum de cassettes vierges et vous passez votre temps à enregistrer du matin au soir. Et je ne dormais plus. Je séchais les cours pour enregistrer des DJ. Je me souviens encore sécher les cours en contrôle de maths pour enregistrer Tanit. Tanit, ouais. En 92, un DJ berlinois. Tanit. À l'époque, il mixait pas encore hardcore, il mixait assez progressive. Et voilà. Et ça a été ça. Là, à partir de ce moment-là, j'ai été mordu complètement. Donc forcément, qui dit FG, dit émission 92 et dit BPM. Et je salue Romain BNO, que j'ai interviewé récemment. Et pour le coup, c'était El Gringo qui m'a reçu. Ah oui. Et c'est là que j'ai acheté mes premières galettes. Donc là, nous sommes en 93. Est-ce qu'on a le logo? Là, je mets le petit truc. Je me permets de continuer pour finir. J'ai dû faire chier tout le monde pour juste récupérer 60 francs, ce qui à mon époque était une fortune, pour pouvoir m'acheter un vinyle. Voilà. Lequel? Et mon premier vinyle, c'était un Trésor avec Jeff Mills. Voilà. Et je l'ai encore. C'est un Sky Scratch que j'ai encore actuellement. Voilà. Voilà comment j'ai acheté mes premiers vinyles en 93. Ok, et donc là, Benjamin va te remettre, je ne sais pas si ces magasins t'évoquent ou évoquent à nos auditeurs aussi, si vous pouvez aussi réagir. J'en ferai un autre parce qu'il n'y a pas tous les. Je collectionne les étiquettes de magasins de vinyle. Mais c'est merveilleux. Mais j'ai pas tout. Alors, tout là. Champ-Disque, boutique historique sur les Champs-Élysées, parisienne bien sûr. Dès la fin des années 70, disco à fond, import, qui valait une fortune. Seuls les DJ ou les mecs très riches pouvaient se permettre d'acheter des imports chez Champ-Disque. Laurent Garnier, il économisait 3-4 mois pour pouvoir aller à Champ-Disque et s'acheter, pouvoir se permettre de se procurer 2-3 imports chez Champ-Disque. Disco Parnasse, Montparnasse, Galerie Marchande, pareil. Très, très ciblé dance. Mais dans la dance, tu avais du Get Decor, Passion. On en parlera peut-être, mais Passion de Get Decor reste une absolue référence de la progressive. Vraiment une production aboutie. Pour 92, c'est du lourd. USA Import Lille, forcément, directement affilié à USA Import Anvers. Voilà, c'est forcément Techno Import Mazen. À l'époque, ils étaient rue des Thaïlandiers, juste à côté de TSF. Malheureusement, lorsque Oz a été annulé par la préfecture, TSF, qui était en fait les mecs de Coda Magazine et de la boutique, ont dû fermer la porte, mettre la clé sous la porte. Et c'est Mazen, qui était juste à côté, qui a repris le bail et les locaux de Techno Import. Disco Smash, pareil, référence. Disco Ball, enfin voilà, tout ce que je vois là, c'est que des souvenirs. C'est le gamin qui va acheter ses disques
avec son argent de poche, avec ses petits francs, tu vois, et il achète un disque et puis il va le poncer pendant 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, parce qu'il a que ça. Voilà. J'ai essayé de faire toutes les régions, mais il y a pas tout. On en fera d'autres. Ah, mais là, déjà, effectivement, il y a des boutiques de province, malheureusement, que je ne connais pas, mais qui doivent susciter la même émotion que moi sur Paris. Ouais. Il y a Karine qui dit qu'il y a une page Chant-Disque sur. Effectivement, je suis abonné à la page Chant-Disque sur Facebook. Elle est très bien. Il y a très souvent, il y a des photos souvenirs de cette boutique. Qui était monstrueuse. On n'avait pas des boutiques comme ça dans le sud aussi spécialisées, à part les Virgin, les Fnac et autres. À l'époque, la spécificité, Benjamin, si tu préfères, la spécificité de Chant-Disque, c'est que c'était ouvert 24 heures sur 24. Et c'était sur 2 niveaux. C'est-à-dire à 3 heures du matin, les DJ, mais ça, je savais pas. Ils allaient se procurer des disques. Comme au Royaume-Uni. Alors ça, t'es comme au Royaume-Uni. Alors ça, t'es le premier à nous moi dire. aussi, Alors moi, j'ai connu ça, mais à Manchester, effectivement, t'as des galeries marchandes sur 3 étages. T'as 2 magasins de disques par étage et c'est ouvert jusqu'à minuit ou je sais pas quoi. Et les gars achètent des disques toute la journée. 24. Ouais. Alors je pourrais pas vous dire effectivement la fréquence ou la période, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était ouvert à un moment, à une période donnée, 24 heures sur 24. Les mecs, voilà. Mais après, effectivement, ce qui revient, c'est que c'était hyper cher. Alors peut-être que au fil de l'interview, on en reviendra, mais les imports, fin 80 à Paris, et j'imagine en province, c'était excessivement cher, c'était une vraie fortune. Ouais, tout à fait. Oui, moi je me rappelle très bien, j'allais acheter des disques. Ça y était, là c'était New Sound Import à Béziers, avant Music Factory. C'était là où j'allais passer mes samedis après-midi, parce qu'il n'y avait rien à faire dans ma ville quand j'étais jeune, à part aller à New Sound Import et prendre des claques en écoutant attendre que les DJ qui avaient un gros budget se posent, tu sais, avec un tas comme ça. Toi, tu te mettais dans le fond, tu t'asseyais et là, tu avais le vendeur de disques qui maintenant est sur Toulouse, qui était un peu le mentor de Loloman dont on a parlé là, dans une émission, et ils parlaient tous les deux entre, tu vois, DJ Ferru plus le gars du magasin de disques, et moi j'écoutais et il passait des nouveautés. À l'époque, il fallait avoir un petit carnet parce que sinon tu pouvais pas noter. Alors, petite parenthèse importante et petite anecdote aussi, sachez que c'était, comme dit Clarisse, donc c'était Claude Monet qu'on a reçu dans cette émission, qui était vendeur à Chant-Disque pendant un petit moment. Et Claude Monet, donc on avait reçu Jérôme Pacman avant, qui avait expliqué que ça, et les faux, tu te rappelles, c'était il avait entendu, puis c'est Claude Monet qui avait trouvé le dernier dans le stock et tout ça. Et on a raconté cette anecdote à Claude Monet, qui se rappelait plus forcément, et qui dit oui, ben ouais, voilà. Et justement, on a un petit remerciement à te faire de la part de Jérôme Pacman, à qui tu as trouvé le dernier, parce que bon, les faux, après il en a reçu d'autres, mais donc c'est rigolo. Et d'ailleurs, on reparle de Chant-Disque dans l'émission de Claude Monet et de Jérôme Pacman que vous avez sur le replay sur YouTube. Abonne-toi. Voilà, c'est juste ce que je voulais te dire. Il y a aussi, des petits messages que je voulais dire sur. Attendez, je me tourne parce que je vais avoir un torticolis à force. Donc il y a donc Karine qui nous disait qu'il y avait un magasin. Attends, je remonte le. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que tu disais, Karine? Il y avait une boutique côté Place Opportune Châtelet. Top à l'époque, ça te parle, Christophe? Pas du tout. Voilà. Mais si tu as le nom de la boutique, Karine, ça pourra. Non, avec plaisir, ouais, avec plaisir. Parce que nous, on recherche tous les lieux de l'époque. S'il nous en manque, comme ça, Jean les note et après, on les a. Dans mon ouvrage, en fait, effectivement, je parle forcément de US Import à l'époque, rue du Faubourg Thibourg, avec Yann, que tous les pionniers et que tous les anciens, si toutefois ils nous écoutent, connaîtront, puisque c'est là qu'ils se fournissaient. En fait, ensuite, nous avions Bonus Beats, la fameuse boutique de Salle Rousseau, devenue Dr Beat sur les ondes d'FG. Pareil, premier vendeur, Serge Macho. Ensuite, nous avions Romain Béhénaud et ensuite Olivier Le Castor. Donc voilà, du lourd. Ensuite, ils ont refermé, ils ont rouvert sur la boutique BPM, le label, etc., le distributeur, donc ça tout le monde le connaît. Il y a eu US Import, TSF, et effectivement, toutes les boutiques qui étaient historiquement dévouées à la cause dance, Disco Parnasse, etc. Je peux même parler, par exemple, de New Rose, parce qu'ils mettaient beaucoup de rock indépendant, là où les Daft Punk allaient se fournir un peu plus tard. Elles ont été un peu mis de côté. Et en fait, c'est vraiment le centre névralgique de la techno à Paris, début 90, c'était la Bastille. On avait 1, 2, 3, 4, 5 boutiques, donc TSF, Techno Import à côté, BPM et US Import. Ça a commencé comme ça. Et après, d'autres boutiques se sont greffées. Mais effectivement, après, d'autres boutiques sont arrivées à Châtelet, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure.
Et dans mon ouvrage, j'en parle parce que c'est pour moi le lieu de connexion principal. C'est-à-dire, c'est vraiment le sas entre le club et le domicile. Donc, on va peut-être pas rentrer tout de suite maintenant dans des théories intellectuelles, mais effectivement, les boutiques de disques, et même dans les années 70 et 80 à Paris, et j'imagine au même titre que les villes de province, demeurent essentielles à l'amorce d'un mouvement musical quel qu'il soit. C'est la base. Alors pour info, c'était Club News, Karine nous dit. Club News. Ah oui, c'est arrivé bien après, effectivement. Club News. On pouvait croiser malheureusement le regretté Didier Sinclair, qui est décédé aujourd'hui, et on pouvait effectivement retrouver la bande à Seriol, etc., et une partie de la bande d'FG. Et Cyril qui nous dit Ben Men Betrax, ça te parle? La boutique de Ben Men Bitrax. Ah non, dans les années 90. C'était un peu plus tard, dans les années 90, alors Cyril. Ouais, là je sèche, là pour le coup. Là, vous voyez, Salinas aussi réputé. Si tu parles bien de Paris, attention, on parle de Paris, Cyril. Ouais, que c'est, on parle de Paris, ouais. Malheureusement, ma culture s'arrête à Paris et je le regrette infiniment. Mais c'est vrai que c'est pas facile déjà que mon bouquin fera plus de 700 pages. Ouais. Donc si j'avais dû tout brosser, et c'est que le tome 1. Ouais, bah ça sera le tome 2, tome 3. Voilà. Et on t'aidera, on t'a dit en off qu'on t'aiderait pour la suite. On sera absolument. On va t'aider, on va te trouver. Ah, je veux bien faire un appendice, rien que pour vous, parce que le sud, le nord, l'est et l'ouest méritent d'être mentionnés dans cette histoire. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, tu vas regarder toutes les émissions une par une, et puis on t'interrogera pour voir si tu as bien suivi toutes les émissions. Avec plaisir. Dans l'ordre. Avec plaisir. Attends, j'ai une petite question qui sort un petit peu du cadre de la musique. C'est qu'on a on a parlé de tes influences et tout ça, de ton passé. Mais par rapport à ton parcours scolaire, universitaire ou ton métier, est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu es quoi, écrivain, universitaire? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Je vais vous le dire en fait. Moi, à la base, en fait, j'ai un niveau licence en musicologie. D'accord. Et je suis diplômé du Conservatoire national de Boulogne en histoire et en sociologie musicale. Donc, en fait, j'étais passionné de musique. Mais à côté de la house, de la tech, enfin de la musique électronique en général, j'étais aussi passionné de musique classique, romantique, expérimentale, concrète, etc. Donc, j'ai vraiment étudié toute la musique dans son ensemble. Et c'est ce qui me permet, à date, à aujourd'hui, de pouvoir en fait placer les musiques électroniques populaires dans leur histoire musicale et musicographique. Voilà ce qui me permet de faire ça. Après, on le découvrira certainement au gré de l'interview. J'ai un parcours à l'image de ma personnalité, chaotique, tout azimut, et c'est ce qui fait le charme d'un homme de 45 piges. On a Actarus qui intervient. Il disait Basement Tracks en face de chez Club News. Il vient d'intervenir par rapport au magasin. Voilà. Alors, je me souviens de Club News, mais je me souviens pas d'un Basement Tracks en face de Club News. C'était peut-être plus tard. Peut-être, certainement. Essayez de trouver l'année, comme ça nous aidera. Parce que nous, c'est intéressant tout ça, on le note après. Beaucoup d'infos ce soir et très précis, ça me plaît. Hein, Jean, tant mieux. On est sur la même longueur. On est là pour la précision, puis en plus on parle, on connaît tous très bien le sujet, donc on a Flo qui te demande si tu es fan de Jarre, Jean-Michel Jarre. Qu'est-ce que tu en penses? Alors Jean-Michel Jarre. D'abord, je vais apporter un contexte généraliste. Il a été vraiment très insulté pendant 20 ans. Ringardérisé même. Bravo, c'est le terme. Et depuis maintenant 10 ans, les magazines, notamment Tsugi, Trax, l'ont interviewé et l'ont mis sur un piédestal comme le parrain de la musique électronique. Ce qui était la moindre des choses. Mais il faut apporter néanmoins, toutefois, cependant, des nuances. Oxygène, c'est une tuerie. Ça reste une tuerie. Malheureusement, lorsque tu compares à la même époque, c'est-à-dire 76, avec ce qui se passe en Allemagne, avec le krautrock, qui est entre autres, tu vois, ou même dès 69 avec Silver Apple du côté de la Californie. Bon, tu t'aperçois que c'était déjà très consensuel. Alors, donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Jean-Michel Jarre vient d'un studio de la musique concrète. Tu vois, il a étudié avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry.
Donc, les studios de la musique concrète, c'était ce qu'on appelait on va dire un vivier de jeunes talents expérimentaux, universitaires, tous diplômés du conservatoire. Il vient de là. Donc, c'est comme ça qu'il a pris les machines. Ensuite, il a travaillé pour tous les paroliers, pour tous les artistes disco, comme Patrick Juvet, par exemple. Tu vois, il a écrit son premier album à Patrick Juvet, Où sont les femmes. Donc, il avait du mal à se poser. Ensuite, il a créé un opéra qui a marché sensiblement, correctement. Et ensuite, il a créé sa propre musique. Et ce que je peux reprocher à Jean-Michel Jarre, c'est outre sa musique qui demeure de qualité, c'est peut-être son consensualisme qui est peut-être un peu trop renforcé en termes de rythmique, de mélodie. Donc, un avant-garde, certes, mais moi, je préfère, par exemple, à l'instar d'un Jean-Michel Jarre, je préfère un Eldon. Je vous invite à aller voir sur Discog, sur YouTube, vous tapez Eldon et vous allez voir les productions qu'il faisait dans les années 70. Après, dans les années 70, toi, alors moi, juste pour te parler de moi je suis né avec Oxygène, je suis né à Paris. Je suis resté qu'un an, je suis né avec Oxygène en NR fond, hein. C'est-à-dire que mon père, Oxygène, Equinox, mais mon père était aussi fan, il y avait du Claude Schulz qui tournait. Il y avait du Tangerine Dream qui m'a mis une grosse claque dans la tête après quand j'ai grandi. Après, il y a que Jean-Michel Jarre était français. La radio et les médias français sont ce qu'ils sont, donc ils ont privilégié forcément Jean-Michel Jarre. Donc en France, ça a été une claque. Il a été connu dans le monde entier après. Bien sûr. Mais ce son qu'il avait, que tu dis, c'est peut-être parce qu'il était en France et qu'il a fait plaisir aux Français. Parce que quand tu voyais, comme tu dis, ce qui se passait à Berlin, ce qui se passait dans les autres pays. Je pense que tu as très raison. Et oui, parce que si jamais Jean-Michel Jarre aurait fait par exemple un peu du Kraftwerk, je dis au hasard, hein, ça aurait pu être, serait sorti un peu de son côté, pas son confort, son créneau. Est-ce que ça aurait marché? Peut-être pas. Et seulement Jean-Michel Jarre derrière, il faudrait le poser un jour, j'aimerais un jour l'interviewer, je t'avoue que c'est mon rêve. Hein. Donc on va y travailler, mais peut-être que ces maisons de disques Dreyfus à l'époque, si je me trompe pas, on aurait dit non, ça sort pas. Et ça, c'est une question, tu vois, ce que tu dis, c'est marrant parce que c'est une question que j'aimerais lui poser. C'est parce que moi aussi, si tu veux, dans Jean-Michel Jarre, je suis un collectionneur. Hein, j'ai déjà montré la dernière fois des vinyles derrière. Alors Benjamin, je vais développer ta réflexion si tu le permets. Oui, avec plaisir. Je pense que Jean-Michel Jarre, en fait, c'est l'équivalent d'un Daft Punk en 1995. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement total, syncrétique, universaliste de la pop. C'est pas pour rien que mon site s'appelle Syncrétique. Pourquoi? Parce que effectivement, Jean-Michel Jarre, je pense qu'il voulait avant tout, c'est l'aboutissement d'une pop universelle. Au même titre qu'un Daft Punk en 95 avec l'album, enfin pas qu'album, pardon, avec le maxi Daft Punk. Et ensuite en 97 avec Homework. En fait, ils cherchaient, ils ont réussi. Surtout, et encore surtout, j'ai envie de te dire, putain, quand tu réfléchis, Daft Punk, Jean-Michel Jarre, bon, Jean-Michel Jarre a peut-être vendu quelques millions d'albums en plus, mais on est dans cette même trajectoire. Cet universalisme de la musique, cette pop qu'ils ont réussi à reconstituer avec les machines. Et ça, rien que pour ça, effectivement, on peut admettre que Jean-Michel Jarre figure comme un pionnier. Malheureusement, comme tu le disais si bien, Benjamin, quand tu vois Ashra Temple, Tangerine Dream, Kraftwerk, j'en passe et des meilleurs, les mecs, ils avaient des bases américaines sur leur territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc forcément, ils étaient en réaction contre ça. Donc ils voulaient un truc hors anglo-saxon, ils voulaient un truc, tu vois, totalement germanique, un truc qui leur ressemble. Voilà. Et quand on sait que le premier studio... On n'a plus de son sur Twitch, pardon, je te coupe pas. Benjamin, il n'y a plus de son sur Twitch. Pas de souci. On nous dit qu'il n'y a plus de son sur Twitch. Je sais pas d'où ça peut venir. Pas de souci, non, je t'en prie. Parce que là, ça revient, on va voir. Faudrait pas que ça soit... Sur Facebook, c'est bon? Plus de son non plus sur Facebook. C'est bon, ça recoupe? Ça nous refait le truc. Pourtant, t'as mis laquelle version? Ah purée, alors c'est on aura des palliatifs. C'est un petit bug pourtant d'un logiciel qui est tout à fait qu'on achète et tout, hein, avec une vraie licence.
C'est revenu. Du coup, je t'ai coupé dans ta. Non, il n'y a pas de souci. En fait, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, les Allemands, ils ont eu cette chance, entre guillemets, une chance indirecte, c'est qu'ils ont été très largement habités par les Américains au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait énormément de bases militaires aux États-Unis. Du coup, et c'est ce que Kraftwerk dit dans les autobiographies, lorsqu'on lit leurs bouquins, Tangerine Dream également, etc., il voulait vraiment se défaire de ce rock anglo-saxon. C'est pour ça qu'ils ont créé ce style typiquement teuton, le krautrock, ce qui est à la base un terme péjoratif qui veut dire rock choucroute, qui a été lancé par nos chers journalistes anglais. Ils sont très friands. Oui, ils adorent mettre des termes. Oui. Voilà. Pour Détroit, peut-être qu'on en parlera, mais pour Détroit, c'est pareil. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne, en fait, ça reste la capitale de la musique électronique. C'est-à-dire en 61, avec le premier studio de musique électronique à Cologne, Stockhausen, etc. Donc, ils sont revenus non seulement vers la musique électronique de la fin des années 50, et ils sont revenus également avec l'expressionnisme allemand fin 19e. Donc, ils ont développé leur esthétique, qui était complètement nouvelle et novatrice, alors que Jean-Michel Jarre, en fait, lui, il a décidé vraiment d'abandonner toutes ses études expérimentales de musique savante pour, effectivement, taper, comme je le disais tout à l'heure, dans un universalisme pop tel que les Daft Punk vont nous le proposer en 97 avec Homework. Et j'en parle effectivement dans mon ouvrage. C'est-à-dire que j'en parle très précisément. Ce qu'on appelle l'acculturation, qui est un terme technique assez difficile, mais très simple dès l'instant qu'on le comprend. Et Jean-Michel Jarre, voilà, il a vraiment tapé dans ce truc-là. C'est-à-dire, il a connu l'expérimental avec le studio de la RTF, Pierre Schaeffer, Henry, donc il sait ce que c'est, tu vois, la musique concrète. Les mecs, ils avaient des machines qui faisaient 500 kilos, tu vois. Après, il a tapé l'opéra. Ensuite, il a tapé la variété. Et ensuite, bon, le mec, il a tout vu. Il peut se permettre. Je vous rappelle que son papa était chorégraphe et un grand compositeur. Maurice Jarre. Absolument. J'ai Seb Lorraine qui dit Jarre restera le plus grand des collectionneurs de synthé surtout, mais il a malheureusement pas l'aura de Giorgio Moroder et des précurseurs de la musique électronique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que Moroder, finalement, Moroder, lui, c'est un Italien qui a grandi en Allemagne, puisque les frontières sont très proches. Donc, Moroder, il a commencé dans la variété la plus bubblegum. Il faut être d'accord. C'est grâce à Donna Summer, qui est venue chanter dans une comédie musicale à Munich. Il l'a prise. C'est ce qui a créé, les titres qu'on connaît, quoi. Love to Love Baby, le mec de Casablanca Records à New York l'appelait. Ouais, ton morceau dure 3 minutes. Est-ce que tu peux le durer pendant 15 parce qu'on est en train de faire une orgie sexuelle? C'est comme ça que Giorgio Moroder a développé le concept d'un edit de 15 minutes. Voilà. Parce que le patron de Casablanca Records, qui est un grand label de funk et de disco, l'avait appelé en pleine nuit. Et le mec, il entendait voilà, je vous passe les détails. Donc, comme quoi, ça tient à rien. Ça tient à rien. Mais Jarre, en fait, il n'était pas dans cette perspective-là. Jean-Michel Jarre, il était dans une perspective, voilà, je veux faire un truc abouti, universel et pop. Voilà. Et ça a marché. Il a vendu des millions d'albums. Il y a aussi un autre côté de Jarre qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jarre, après, s'est passionné pour ses concerts et pour ses domaines visuels. Et ça a été le précurseur à se dire, tiens, mais on va pas faire un petit concert dans un stade. Je crois on est d'accord que c'est toujours lui qui a le record du monde à Houston. Il me semble que c'est le record du monde encore, Jarre, du nombre de concerts. Donc, et ce qui est marrant et paradoxal, c'est autant on critiquait Jarre pour ses ambiances pyrotechniques, ses feux d'artifice, et puis maintenant tu vois un Tomorrow's Land, tu vois un festival n'importe où, ses feux d'artifice, ses ventilateurs, ses machins, et on danse. Et laser, fête foraine. Ce que Jarre était le premier à faire. Donc là, tu vois tout de suite maintenant, quand tu me parles de ça, je préfère revenir à Jarre, quelque part. Ouais, voilà. Jean-Michel Jarre, qui j'espère un jour, on aura dans cette émission.
on y croit, hein. Ben oui, bien Parce sûr. que maintenant, On connaît des gens qui le connaissent, il n'y a pas de il y a raison. encore 2 ans et demi, on pensait pas qu'on aurait tout ce monde-là, mais on a eu beaucoup de monde. On en a encore beaucoup d'autres à vous annoncer d'ailleurs. Hein. Bon, on en parlera peut-être un peu après. Ça, c'était la parenthèse jarre. T'as vu, on pose une question, on est très précis. Je sais plus qui avait posé la question du coup. C'était qui avait posé la question. C'était Florent. Voilà, Florent. Et maintenant, il nous lance sur Céron. Oh là là. Ça y est. Ah, attention, Avec plaisir. chapitre 2, Céron. Avec plaisir. Céron, alors c'est pas le même délire, mais Céron qui est français aussi, qui quand même nous a fait Bien sûr. aller et plus dans le disco forcément. La dernière fois, je regardais parce que, comme je dis chaque fois, je rate pas les médias français. J'essaie de rester en dehors de mon pays que j'adore, mais pour mieux l'aimer, il faut que j'en sois très loin. Donc je rate pas ce qui se passe, j'écoute pas ce qui se fait. Pour avoir, tu vois, c'est comme je n'écoute pas de techno, par exemple. Mais quand j'en fais, pour faire de mon son, il faut pas que j'en écoute en fait. Voilà, ça c'est ma façon de faire. J'écoutais donc des rappeurs américains sur une émission comme nous, mais un peu avec plus de moyens, aux États-Unis, et les gars parlaient, donc ils interviewaient un beatmaker très connu de hip-hop. Et le gars, c'est marrant parce qu'il était chez lui et le mec il sortait les scuds soul funk et il disait regardez ma pièce maîtresse et tout. Il sortait apparemment un maxi de Céron en live qui apparemment il a un double exemplaire tout neuf. Il dit ça vaut le. Et le mec il parlait de Céron et c'est marrant de voir tu vois un américain. Alors, je sais plus qui c'était mais tu vois un top producteur tu vois genre DJ Premier. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que. En fait, je sais pas si vous connaissez l'anecdote, c'est qu'à la base, donc Céron, c'est un batteur. Donc c'est un batteur, le mec il fait du studio, tu vois, il pose la batterie pour des titres de variété, etc. Et puis le mec, indépendant jusqu'au bout des ongles, il décide de faire ses propres productions. Le premier maxi, Love in Si minor, en Do mineur. Je vous invite à ceux qui connaissent pas à l'écouter parce que c'est formidable, un peu sucré. Il y a une patine un peu sucrée, mais ça vaut le coup de l'écouter. Moi, en tout cas, je suis un grand fan. Tu l'as j'ai tous ces, Love in Si minor. J'ai tous ces. Et donc, je vais regarder. Le gars, il s'est mangé une trentaine de vents par toutes les maisons de disques parisiennes. Mais tout le monde. Personne ne voulait de l'amour en do mineur. Personne. Et je sais pas ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des cartons, parce que c'est le mec qui produisait ses propres disques, donc le mec, voilà, il allait voir les presseurs, usines, il pressait, pochette, machin, et un carton se retrouve un beau jour, allez savoir pourquoi, à New York. Erreur de destination, il se retrouve à New York. En tout cas, c'est Céron qui le raconte. Et là, nous sommes en 76, et là, les New-Yorkais, je vous parle à cette époque-là, on est quand même en pleine période disco underground new-yorkaise. C'est le Loft, David Mancuso, etc., qu'on notamment fait découvrir, le sax de Manu Dibango. Hein, je suis fan de Manu Dibango. J'ai eu la chance de le voir en concert avant qu'il décède. Enfin, voilà, on est d'accord. Et donc, d'un coup, le truc à New York, dans les clubs underground et homo new-yorkais, Love in Si minor devient un tube. Ça revient. C'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Tout le monde appelle, machin. Le mec, il le raconte. Le mec, il se réveille en pleine nuit. Qu'est-ce qui se passe, machin? Ouais. Et puis, le gars, il devient multimillionnaire par une erreur de destination de carton. Donc, t'as qu'à voir. Et à partir de là, après, Give Me Love, etc. Et puis après, on sait très bien que 30 ans après, Bob Sinclair va produire avec lui, va faire des featuring avec lui. Lui rendre hommage déjà dans ses premiers albums, parce que bon, voilà, pour le bonheur. Clairement les clins d'œil. Absolument. Voilà. Donc Céron, évidemment, mais Céron, en France, il faut savoir que c'est le premier à poser un rythme 4/4, ce qu'on appelle un rythme binaire, c'est-à-dire un kick, une grosse caisse sur tous les temps. Donc pour ceux qui nous écoutent et pour qui ça paraît abstrait, c'est boum, 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 boum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Céron, c'est le premier Français à mettre la batterie en avant. Alors, et c'est notamment pour ça qu'il a essuyé que des vents de toutes les maisons disques françaises. C'est quoi cette musique de sauvage? Déjà à l'époque, tu vois, c'est quoi cette musique de sauvage? Voilà, exactement. En 76, quoi, tu mets la batterie en avant? Mais t'es sérieux ou quoi? À l'époque, c'était la voix en avant. Tu vois, c'était Jodassin, c'était les Dalton, les cuivres en chocolat, voilà. Et donc, formidable. Franchement, ce mec-là, il est devenu multimillionnaire.
par un coup de chance, mais surtout par du génie. Oui. Parce que quand tu écoutes ces morceaux, 40 ans après, ça reste de l'ordre du génie. Et Ça, puis, c'est sûr. et 16 minutes. Si on est d'accord. T'écoutes Supernature, excuse-moi, Oui. Supernature, c'est pareil. Enfin, Ouais, moi, j'ai les frissons, des frissons chaque fois, hein, même quand Voilà. je c'est notre maraudeur à nous. C'est notre maraudeur à nous. Il y a Seb Lorraine qui dit cette histoire ressemble à Born to be Alive. Personne n'en voulait, ça finit en face B. Ah non. Alors, si je peux me permettre, Born to be Alive, c'est différent. À la base, c'était une chanson. À la base, Patrick Hernandez avait gratté cette mélodie sur guitare. À la base, c'était off tempo. Tu vois, c'était downbeat. Ça tournait à 80 BPM, si tu préfères. Et son producteur de l'époque, chez Carrère, lui a dit, franchement, tu sais quoi, on est en 77, gars, t'as vu ta mélodie, c'est bon, quoi. Accélère le tempo. Ils ont accéléré, ils ont mis des synthés, et c'est devenu le titre qu'on le connaît sur le bout des doigts. Mais à la base, c'était un petit slow, tu vois, qu'on mettait en fin de soirée dans les discothèques provinciales. Il a décidé de l'adapter en mode disco. Ouais. Il y a Actarus qui dit bise à son fils Greg. Alors, Greg Serron, effectivement, avec Ben, on l'avait rencontré à C'était un Electro copain Beach. d'Afresh en Ouais. fait, et puis avec Joachim Garraud d'ailleurs. Ouais, il y avait Joachim et Garraud Antoine aussi. Clamaran. Et David Asco qu'on a Et David salué. Asco. Voilà. C'était une chouette soirée. Ouais, Ça, chouette c'était avant soirée. que ça devienne. Il y a une des grosse archives dynamique. qu'a Joachim Garraud de nous. Un jour, quand on va l'inviter, il va falloir qu'il nous ressorte ça parce qu'on avait passé un moment assez rigolo. Il était en train de filmer sa tournée et il y a eu des moments sympas. Et quand on l'aura en contact, il faut qu'il nous ressorte ça parce que c'était énorme. c'était génial. Petite parenthèse. Et Greg Serron, qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs? Parce que il avait un petit peu le vent en poupe il y a une petite quinzaine d'années de ça. Et Si quelqu'un a des nouvelles, qui nous en donne. Ah Peut-être qu'on oui, avec l'interviewera. plaisir, parce que Peut-être qu'on l'interviewera aussi, Greg. On peut Ah l'avoir. si, qu'est-ce que petite anecdote, on parle de sérum. Putain, j'ai complètement oublié. Même pas, je crois que je te l'avais dit. Ouais, j'avais été invité parce que avant j'avais une société, j'étais dans les réseaux, je me rappelle. dans les réseaux d'affaires et tout ça. Et à Béziers, il y a des arènes en fait, si vous voulez. Et bon, moi, voilà, c'est pas pour aller voir les taureaux tout ça, mais c'était les arènes sont utilisées pour des événements, des spectacles. Et en fait, on avait une loge VIP, on va dire. Salut Titi. Et donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas, les copains, ce soir-là? Serron, Barbara Tucker et Greg Serron, le père et le fils, et Barbara Tucker. Pas mal. Rien que ça. Donc nous, comme on était pour recevoir les clients, moi, c'était gratos. Et comme en fait, la personne qui gérait les invitations s'était foirée, j'étais seul avec ma femme dans la loge. Donc on avait une loge de 20 personnes vide qu'avec nous deux, face à Serron, Greg Serron et Barbara Tucker. Donc tu avais Serron, si je dis pas de conneries, qui était, je crois, à la batterie. Greg Serron qui envoyait du son un peu house et Barbara Tucker qui chantait. Tout ça gratos, genre un mardi soir à Béziers. Vous voyez le délire? Mais il faut bien prendre en compte dans cette émission, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, que Serron en France, c'est le premier à avoir mis en avant la batterie et le 4x4. Ouais, je crois qu'il jouait à batterie, ouais, c'est ça. Mais il jouait de la batterie. Ça, il faut le retenir, vraiment. Eh ben, c'est dit, et ça sera redit sûrement. De toute façon, tout est archivé, et attention à ce que tu dis, parce que tout ce que tu dis est archivé, et se répétera. Et Actarus donc, a répondu à la question. Greg joue surtout aux États-Unis avec David Guetta. Donc ça veut dire qu'il doit faire sa petite carrière là-bas, aux États-Unis. Ah oui, donc oui. Et il doit, voilà. Très bien, mais ce serait intéressant peut-être même de reprendre contact avec lui là pour on prendre verra ses nouvelles. On va le noter, très sympa. c'est vrai que Greg, très sympa. Mais on a tellement de gens. Et puis si on a Greg, on aura peut-être le papa derrière, faut y penser à ça. Je sais, c'est stratégique, mais ouais, mais bon, voilà. Les deux sont intéressants. Vie, quand même. Les deux sont, ouais, exactement, faut aller vite. Bon, mais c'était passionnant cette petite. Alors tu vois le parallèle que tu as fait entre Serron et Daft Punk. Et on n'a pas encore commencé à parler du bouquin. Donc c'est 1h d'émission, 1h11. On en est qu'à l'intro. Si, quelque part. Oui, non, mais on met l'intro du livre. Mais on aime prendre notre temps. Et puis on prend notre temps. Puis surtout, c'est dit sur le chat, c'est pas du pipeau, hein. Les gens se régalent. Ouais. Voilà, c'est très précis. Ah, tant mieux. Putain, ouais, non, mais c'est bien parce que là t'es vraiment pointu. On est vraiment, c'est comme nous, on est sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que cette émission va être longue. Il va falloir chercher à boire et des vitamines. On a un licencié en musicologie, donc ça c'est quand même intéressant. Alors si je peux me permettre, j'ai un niveau, je ne l'ai pas passé parce que j'étais DJ hardcore et je préférais mixer dans les champs
à manger des champignons. Monsieur, elle est déjà dans les raves. Bravo. Et ton pseudo, c'était Atom X quand tu étais DJ hardcore. Eh oui, monsieur, ce monsieur qui parle bien, il était DJ hardcore. On va en parler. Absolument. On dit ou quoi? On en parle? Ben alors, on va refaire un petit bond. Sachant que j'ai soif, je vais peut-être aller chercher. Oui, attends, 2 secondes. 93, tu achètes tes disques. Absolument. Tu as dit que BPM, acheté du Trésor, de la techno, donc Jeff Mills. Bon. En fait, si je peux me permettre, Vas-y. vous allez voir, en fait, j'étais tellement intimidé que lorsque je suis arrivé à BPM, je voulais du hardcore, moi, en fait. Parce qu'à l'époque, j'écoutais FG. Donc, nous sommes en 93. Tu penses bien que Patrick Rognan avec Rev Up, il invitait, mais à 80% Lisan Elias, on en parlera peut-être. Il invitait quand même les Niji. Jeff Mills, à l'époque, mixait très hard techno. Oui. À la frontière, à la lisière du Et hardcore. d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, pardon, mais si on écoute, on en parlait l'autre fois, mais si on écoute son plus grand tube qui est Katmoda, Katmoda. Ouais, non, The The Bells, t'as le kick, il est distordu à la limite, si tu veux, il est vraiment à la limite, hein, et donc tu sens déjà une habitude de prod. Bien sûr. Limite, hein, ça c'est distordu. Ouais, mais après voilà, petite parenthèse de la parenthèse de la parenthèse. Il avait un projet industriel qui s'appelait Final Cut en 88. Tu vois, donc le mec déjà, il était hardcore avant même que tu vois qu'il soit dans la techno. Donc bref, tu vois, donc le gars, voilà, il envoyait du pâté quoi. Et donc moi, j'arrive tout penaud à BPM, 14 ans. Non, j'avais 15 ans, pardon. Et je demande du hardcore. Donc El Gringo, il me dit, tu veux du pur, du dur? Ouais, vas-y, fais péter. Du sale. Et pour l'anecdote, c'est Bertrand qui a demandé à Sal, patron de la boutique, Sal Rousseau, de mettre du hardcore parce que tu sais, Sal, il était très house, très tech américaine, voilà. Fallait pas que ça dépasse. Et donc c'est DJ Bertrand qui lui a dit mets du hardcore. Et moi j'arrive, j'étais tellement intimidé, j'ai vu moi du haut de mes 15 ans, voilà. Et du coup je me suis retrouvé avec un trésor en fait. Donc c'était de la techno. Je suis revenu chez moi, j'étais un peu frustré parce que je voulais du et finalement j'ai eu une petite techno mélodique. Et finalement, ça m'a ouvert des portes. Donc, comme quoi, tu vois, le hasard fait bien les choses. Ouais. Enfin, et le morceau, c'était quoi, rappelle-nous, sur le trésor de Sky Scratch. Ok, ça manque, je trouve. Voilà. Ouais, je crois que tu peux le retrouver sur YouTube. Comment tu l'écris je pense, ouais. Comment tu l'écris? Tu vas voir. Alors, Sky comme le ciel, ouais. Et Scratch comme le scratch. Tu tapes trésor. Jeff Mills remix. Alors c'est marrant parce que Flo te pose une question parce que c'est que Flo bon il se régale de nos c'est un des plus gros fans, mais c'est vrai que lui il aime bien le côté belge et tout ça, et pour l'instant on n'a pas eu trop de gars, tu vois, mais on en aura, hein, on te fera plaisir Flo. Après c'est vrai qu'ils sont beaucoup anglophones ou flamands, donc on va faire des interviews en anglais. D'ailleurs on en a déjà qui sont prévues là, on a notamment les interviews backstage. Ça y est, on a notre jingle, on va pouvoir balancer les interviews backstage parce qu'on fait des interviews en plus de celle-là, des interviews sur place sur un format 20-30 minutes, et on vous les partagera. Pour l'instant on n'a rien sorti. C'est intéressant aussi parce qu'on fait des interviews en anglais, voilà, sur des gens qui sont voilà, parce que du coup ça ouvre beaucoup plus les perspectives. Tout ce qui, alors tu parlais de hardcore, moi c'est vrai que j'étais fan de Gabber, hein, comme ça se voit pas, mais à force les gens le savent, moi je suis fan de Gabber. Je suis allé acheter mon Thunderdome 1 à Rotterdam, je mettrai la photo quand je suis allé quand même le chercher là-bas en 93. Et donc Flo demandait ce que tu pensais de Thunderdome et Bonzai, donc ce son belge et hollandais qui a explosé en 92-93, qui était parallèle au hardcore, hein, je dirais, parce qu'il y avait plusieurs types de hardcore, mais est-ce que tu étais... Alors, Banzai, comment dire? Alors, la scène belge a été précurseur en bien des domaines musicaux. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis à l'amende pendant quelques années. Même bien avant 88, c'est-à-dire bien avant le New Beat, ils nous ont mis à l'amende. Tout à fait. Pourquoi? Parce que la Belgique a toujours été au croisement des chemins du jazz, de la soul et du funk. Il y a des jazzmen, des soulmen qui sont venus. Oui. Il y a, Marvin Gaye qui est venu habiter en Belgique. Donc tu vois, ça remonte à pas mal d'années. Malheureusement ou heureusement, ils ont développé un style qui leur était propre, que Patrick Rognan définit très bien. C'est-à-dire, ils ont développé leur big house, si tu préfères, une espèce de house accélérée, up tempo.
Donc tu as Yves de Ruyter, tu as des clubs comme le Planet Hardcore, comme le Boccaccio, qui ont fait les heures, vraiment les très grandes heures du New Beat et de la proto-techno, parce que vu qu'on est très précis ce soir, je préfère utiliser des termes techniques. Après, effectivement, s'il faille revenir là-dessus... Ils sont habitués parce que comme je suis un peu comme ça, je pense que les gens sont habitués. Ils sont habitués normalement. Donc, effectivement, quand on parle d'ancienne Belgique, c'est de la proto-New Beat, c'est-à-dire qu'avant la New Beat officielle, il y a eu pendant 1, 2, 3 ans une espèce de où on prenait les morceaux d'Italo Disco, de Cold Wave, de New Wave, de rock belge, de tout ce qu'on veut, de BM, on ralentissait ça et ça donnait de la New Beat. Et puis après 2 à 3 ans après avoir fait ça, ils ont carrément lancé le truc en tant que truc officiel qui n'a duré que 2 ans, fin 87 à fin 89. Absolument. Et les Belges, en fait, ils se prennent pas la tête, tu vois. C'est pas comme les Français, notamment les Parisiens, très snob, très intello. Les Belges, à l'image des Flamands, parce que tu sais, la Belgique est divisée en 2, donc tu as la Wallonie et tu as les Hollandais. T'as le Hainaut, parce que moi chaque fois je disais ça, il y a le Hainaut, c'est un tout petit truc qui dit attention, nous on n'est ni flamand ni wallon. Il y a le Hainaut. Alors bisous à nos copains du Hainaut. Alors je m'inscris en faux de ma mauvaise culture belge, voilà, géographique. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont 10. Bon, voilà ça. Voilà, les Belges, ils étaient précurseurs en termes de soul music. En termes de proto-techno, en termes de proto-new beat, de new beat, etc. Et après, c'est parti dans leur délire. C'est-à-dire, c'est devenu très flamand. Je vous invite à écouter des morceaux d'Yves de Ruyter, de Marco, pas le Marco du Boy, mais le Marco belge. Et vous allez voir qu'effectivement, leur production, voilà, c'est sans prise de tête. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. J'irais même jusqu'à dire, soit on déteste, soit on aime. Il n'y a pas de mi-chemin. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Pourquoi ? Parce que Banzai, c'est des pistes. C'est des pistes. Alors, je vais peut-être un peu développer le truc. C'est ce qu'on appelle des morceaux fonctionnels et circonstanciés. C'est-à-dire, ce sont des morceaux qui sont fonctionnels pour les dance floors, autrement que par des pistes qui sont enchaînées comme ça, certes de qualité. Il y a un morceau, j'aimerais bien m'en souvenir, mais je dois vous avouer que je m'en souviens pas, mais je vais la chanter parce que voilà. Pour moi, le tube de Banzai Records, c'est même sûr que c'est Yves de Ruyter, c'est cette petite cloche, ça a été le tube. Après, effectivement, le reste, voilà, ça reste des morceaux circonstanciés. Thunderdome, bon là, on vient au gabber hollandais. Le gabber hollandais, c'est quoi ? C'est des jeunes issus essentiellement de milieux ouvriers. À l'époque, ils se la mettaient, certainement qu'ils continuent à se la mettre férocement, je pense. Mais le gabbers, à la base, voilà, c'est un mouvement populaire, des DJ populaires. Et moi-même, j'ai adhéré, attention, Roughneck, Knorr Records, etc. Thunderdome, bien sûr, Rotterdam Records. Les premiers morceaux sont juste magnifiques, mais après, forcément, qui dit milieu ouvrier dit reconnaissance, qui dit reconnaissance dit argent, et qui dit argent, on fait tout pour gagner de l'argent, voilà. Et malheureusement, l'esthétique du gabber tel qu'il était initialement à partir de 92 avec la création de Rotterdam Records à Rotterdam, forcément, c'est parti un peu en sucette. Donc les compilations Thunderdome, effectivement, les 1 et 2 sont corrects. 3 et 4, c'est pas mal quand même aussi. Et après, plus on avance, moi je les ai tout écoutés, Jean. Je les ai tout écoutés, j'en ai eu chez moi. Mais après, effectivement, plus on va plus on avance dans le temps et plus c'est chaud, quoi. Plus c'est chaud. Plus ça devient vraiment du commercial. Enfin, pas commercial, mais voilà. Après, c'est peut-être aussi une question de goût. C'est-à-dire qu'effectivement, si on aime les gros beats, les petites mélodies accélérées, les petits vocaux accélérés, eh bien, on a le droit d'aimer ça. On a le droit d'aimer ça. Moi, c'est pas mon délire, mais on a le droit d'aimer ça. Donc, à ce titre, effectivement, Thunderdome, ça a été des compilations fédératrices qui ont servi aux gabbers rotterdamois.
Alors, Évidemment. je fais un petit... Évidemment. Parce que là, ça booste sur les commentaires. Il faut que j'arrive à suivre. Ouais. Donc, on va faire une petite parenthèse. Donc, il y a... qui disait que... c'est Titi qui disait « J'écoute ce Christophe parler et ça me donne envie de dévorer son bouquin. » C'est cool. Oh là. C'est cool. Tant que c'est pas moi, ça me va. Après, il y a, je crois que c'est Flo qui dit est-ce que tu connais DJ Seduction? Et je lui disais que je l'avais rencontré en Écosse, justement, et j'avais discuté avec lui. Et quand on allait sortir notre EP Rêve Generator, où on a collaboré avec Slipmat, Mark Archer et tout ça, il était dans son projet, lui, DJ Seduction, de ressortir des morceaux, parce que dans notre esprit à nous, quand on fait les Rêves Generator, c'est de faire un morceau comme à l'époque, mais produit aujourd'hui. C'est pas un morceau aujourd'hui avec un beat d'aujourd'hui et 3 sons d'époque, c'est tu produis comme à l'époque. Donc on était un peu sur le même truc, donc c'était pour répondre à ce qu'il disait sur DJ Seduction, qui faisait des trucs super, c'est un anglais. Après on était sur le Gabber, donc effectivement... Alors bon, Flo, Yves de Ruyter, c'est son artiste préféré, donc il l'a souligné. Le Gabber était un dérivé plus mainstream du hardcore. Alors ça, je vais faire une parenthèse sur projet. Tu permets, après tu dis, tu me dis si tu... Ah non, je t'en prie, Jean-Bruce, je t'en prie. Moi, comment effectivement, si on doit revenir à l'origine du Gabber, voilà. On va en parler, il n'y a pas de problème. Moi, comment je vois ça, et après je te laisse la parole pour ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a découvert l'hardcore un petit peu, pas tard, mais un petit peu au milieu des années 90, qui peut penser que le Gabber et tout ça. Mais en fait, si tu pars du premier, c'est-à-dire Mark Cardipan sous le pseudo Mescalinum United, We Have Arrived en 1990, il avait fait le morceau fin 89, complètement fou quand il repense. À l'époque, t'avais à peine Pump Up the Jam Technotronic, lui il faisait ça. Donc c'est... Le mec, il est dans les étoiles complètement. Donc lui, on en parlera, si vous le souhaitez, on en parlera, parce que j'ai des anecdotes là-dessus. Note-le, oui, on va en parler. Et juste, on va en parler. Et donc, ça, on va dire que le gars crée le hardcore, donc c'est un Allemand. 91, il y a de la techno qui se durcit, surtout en Allemagne, aux Pays-Bas, Belgique. Et en fait, le Gabber, finalement, ça a commencé très tôt, parce que les premiers morceaux Gabber, ça a commencé début 92. Donc en fait, le hardcore, tel qu'on l'appelle hardcore, c'est-à-dire un beat très rapide, c'est en 92, il faudra me citer des morceaux, mais pour moi, ça n'existait pas encore. Donc je pense que le hardcore, au contraire, est arrivé après le Gabber. C'est-à-dire que le Gabber a été le premier, si tu veux, à creuser le sillon qu'avait fait Mark Cardipan, avec des voix un peu plus, le côté un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus happy hardcore on dirait aujourd'hui, pour faire plus rapide. Et après, il y a eu vraiment des sillons qui chacun était dans son truc, le speedcore, le doomcore, le Gabber, le jump style, tout ce que tu veux. Mais à la base, je pense... le doomcore, c'est PCP. Donc on en parlera également. Voilà, c'est ça. On en parlait avec Fortilanger, Minimum Syndicat et tout ça, dans les héritiers. Mais c'est vrai que le Gabber, pour moi, était là. Si on met de côté le côté hardcore de Mark Cardipan, c'était hardcore, mais ça faisait quoi, 130 BPM, quoi, We Have Arrived. Ah oui, donc, absolument. Donc les premiers à avoir distordu un kick à 150 et plus, je dirais que c'est les Hollandais en 92 avec le Gabber. Moi j'achetais du Gabber en 92 et je trouvais ça complètement fabuleux. Attends, il paraît qu'il n'y a plus de son. Ça y est, ça recommence. Il dit qu'il n'y a plus de son. Alors attendez, on va revenir. Ouais, il faut revenir à tel endroit, je vérifie. Je check en même temps sur le truc, en espérant que là, ça... c'est bon, ouais, bon. Après, sur les replays, s'il y a des petites coupures comme ça sera pas très grave, on éditera, mais bon, c'est bien que vous nous préveniez tous, hein, c'est super. Ouais, c'est super. Bon, a priori, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, je remets, mais c'est un bug. J'ai trouvé une solution, mais c'est chiant parce que j'arrive pas à le voir moi en temps réel. Ouais, merci à vous de nous le dire. Hein. Pour le voir en temps réel. Oui, vous pouvez reprendre, c'est bon. Donc Seb, il voulait parler, voilà, parce que j'ai pris donc fin 93, le vrai hardcore, la sauce germanique. Oui, tu as raison, Seb, mais effectivement, le Gabber, c'était début 92, alors que l'hardcore vraiment germanique, c'était un peu après. Donc c'était juste historiquement pour recadrer. Vas-y, je te laisse parler de ça, Christophe. Bien sûr. Alors, en fait, pour la petite histoire, c'est vrai que le Gabber, en fait, c'est un mouvement typiquement rotterdamois. Rotterdam, donc on n'est pas Amsterdam, parce qu'Amsterdam, effectivement, c'est le côté... c'est un peu comme les villes de France, tu vois. Tu as des villes comme Lyon ou Bordeaux qui sont un peu bourgeoises, qui sont réputées et connues pour ça, comme lorsque tu vas dans le sud-ouest, à Biarritz, tu vois. Et donc, en l'occurrence,
le Rotterdam, c'est le pendant lillois, messois, ou j'en passe encore. Et donc, il y avait un club qui s'appelait le Parzich. P-A-R-Z. Voilà, excuse-moi pour l'accent. Mon flamand est très dégueulasse. Merci. Merci. J'ai eu la chance, tu sais que je te coupe, excuse-moi, je rebondis parce que c'est passionnant. Non, mais je t'en prie. Parzert, il y a la semaine dernière, j'ai la chance d'avoir un fan hollandais qui a capté que le DJ Stanton, qui était le DJ résident du Parzert, passait notre morceau Rêve Generator au pas. Tous les ans, ils font avec tous les DJ, ils font un revival. Alors ça existe beaucoup au Royaume-Uni, beaucoup aux Pays-Bas, pas en France, pas du tout. Et du coup, le Parzert, c'est le Rex quoi de Pays-Bas, c'est incontournable. Et qu'est-ce qui se passait là-bas en 88, 89 jusqu'à 90? C'est que les mecs, ils accéléraient la house à plus 45. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, tu as une platine. En fait, on a un pitch qui permet d'aller de moins à plus 45, de plus à moins 8, excusez-moi, parce qu'il est passé à 45 à plus 8. Donc imagine un morceau de house initial de 120 BPM, voire 110, passer en 45 à plus 8. Et en plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il reproduisait un peu ce que faisaient les DJ de Chicago et de Détroit. C'est-à-dire mettre des boîtes à rythme par-dessus. Donc, ils mettaient des TR 909, ils s'amusaient, tu vois, pour, donner plus de kick, plus de ton au rythme, en fait, à la basse, au kick, à la grosse caisse. Appelez ça comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'est né le goût de ce truc, de l'accélération, de la house, de la techno accélérée. Et donc, le premier, j'ai malheureusement, son nom ne vient pas en tête, le patron de Rotterdam Records, c'est le premier à avoir synthétisé, tu vois, cette ambiance du Parzec. Je dis bien? Je crois que c'est Parzert. Je crois que ça veut dire vue du parc. Vue du parc ou vue sur le Parzert. Parfait. Et donc, c'est le premier à avoir effectivement synthétisé cette ambiance en 92 avec la première sortie. Le titre, même pas en rêve, je vous le dis, parce que c'est un titre en hollandais, en néerlandais, donc même Alles naar de Klote, un truc comme ça, c'est pas ça? C'est là, Jean-Bruce, il est chaud. Euromasters. Alles naar de Klote. Bravo, ouais, franchement, bravo. J'ai essayé de faire une initiation au hollandais grâce à tous ces gars, tu vois, donc après je suis pas très bon. Voilà, pour moi en tout cas, c'est le premier label à avoir synthétisé cette ambiance de ce club et à avoir accéléré au possible les rythmes house. Et après, le mec, guitare distordue, etc. Et en fait, ça fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait normativation, c'est-à-dire, hop, tout le monde a fait pareil. On va saturer les bases de la kick de 909 avec une distorsion, avec ce que tu veux. On va tout faire pour distordre les sons. Et c'est devenu le gabber hollandais. Et après, au fur et à mesure, effectivement, comme n'importe quel courant musical, les courants s'affinent et deviennent une normativité, une formalisation telle qu'on la connaît actuellement. Et je vous dis, ça me fait penser à une autre histoire, c'est la New Beat. La naissance de la New Beat, pareil, on prenait les morceaux un peu synth-pop. Tu ralentis, tu les ralentis. Alors la New Beat, c'est l'inverse. On ralentissait. Totalement, voilà. On ralentissait, on mettait en 33 et on mettait. C'est intéressant parce que moi je suis très fan aussi du gabber, des sons hollandais, tout ça. Donc il y a Titi qui parlait de Paul Elstak, évidemment. Ce qui est intéressant, la petite anecdote rapide. Paul Elstak, le patron de Rotterdam Records. Voilà. Qui a synthétisé effectivement le son du Parzec. Et en fait, j'ai une petite anecdote là-dessus parce que je suis en contact avec Rob Fabry qui faisait partie de Holy Noise avec Paul Elstak. Holy Noise, c'est le groupe de Rotterdam qui, en fait, Holy Noise, c'est James Brown is Still Alive, Get Down Everybody, c'est des trucs un peu des techno bien connus. Et ils avaient fait des morceaux qu'ils avaient proposés pour les labels belges parce qu'ils étaient signés sur des labels belges, ARS, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'était trop dur. Donc ils ont été refusés et du coup ils ont avant même la première sortie sur le Rotterdam Records, si je dis pas de bêtises à confirmer, mais je crois que avant ça il y a
le projet de Holy Noise qui est en fait The Sound of Rotterdam, donc c'est les mêmes, c'est la même équipe, mais ils ont mis une photo des docks de Rotterdam, et en fait The Sound of Rotterdam, ils ont mis des morceaux de Holy Noise qui étaient refusés par les Belges de la RS, et en fait c'est des morceaux, c'est vrai que tu commences à sentir que c'est vraiment dur, et ça a annoncé ce qui allait arriver, et je crois même que c'était avant le Euromaster. Je pense que là on est vraiment, c'est des morceaux qui ont été faits, c'est Rob Fabry qui me l'a dit, en 91, mais qui sont sortis que début 92. Voilà, donc c'était la petite... parce qu'on est avec des passionnés et des gens éclairés, je me permets de balancer les petits détails. Je pense que là on est bien parti pour éclairer, voire préciser à outrance les choses. On est bien parti. Voilà, c'est vrai que là ça fait plaisir, parce que c'est vrai que moi je me regarde personnellement. Pour les Français qui nous écoutent, s'ils veulent écouter, qui veulent pas se prendre la tête à chercher, on peut que les inviter à écouter les sets de Lisan Elias. Et avec les sets de Lisan Elias, vous aurez tous les morceaux de gabber hollandais, les meilleurs. Voilà. Puisque cet homme androgyne avait cette faculté, de par ses connaissances de conservatoire et de musicien, avait cette faculté de trouver les meilleurs morceaux, les meilleurs échantillons, qui étaient capables de stabiloser les sillons qui étaient propres à son mix pour pouvoir donner le meilleur d'un set de 2, 3, 4 heures. Voire sur 2, 3, 4 platines. 4 platines. Et 4 platines, c'est pas je laisse tourner. C'est-à-dire que je mixe. Pour ceux qui veulent avoir des précisions, lorsque tu mixes à 4 platines, et surtout les Lisan Elias, c'est-à-dire c'est 1 minute, 2 minutes, tu passes au deuxième, troisième, quatrième, tu superposes les 2, voire les 3, voire les 4 en même temps, un peu plus rare, mais en tout cas les 3 plus communément. Tu joues avec les fréquences et tu enchaînes, le tout dans le tempo, et parfaitement calé. Donc c'est pour ça que Lisa restera la grande prêtresse du hardcore parisien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Pourquoi parisien ? Parce qu'effectivement, c'est Bernard Poussin, des Invaders, qui a développé le partenariat avec Lisa sur Paris. Ça me fait rappeler que je me suis amusé à faire ça en électro il n'y a pas longtemps. Et je disais à Jean-Bruce, ça donne pas trop mal. Et j'avais pas enregistré. Sur 4 en même temps en électro. Si je t'ai dit, tiens, j'ai testé et j'ai dit qu'en électro, ça passait de mixer 4 tracks en même temps. Voilà. Juste, effectivement, il paraît qu'il y a 10 minutes manquantes. J'ai lancé un backup du son au cas où, parce que c'était pas lancé. Je me suis aperçu, c'est vrai que je me suis rappelé que l'enregistrement local n'a pas le son aussi. Alors, il manquera 10 minutes malheureusement. Alors là, j'ai lancé un backup du son. Donc si ça se reproduit, s'il y a une coupure de son, on pourra faire un montage et remettre le son à partir de maintenant. Mais il manquera. Donc du coup, ça pour dire sur le chat, dès que le son, vous l'entendez plus, vous n'attendez pas, vous nous le dites tout de suite. Tout de suite. Ouais, parce que c'est dommage. Voilà, la dernière fois, ça a duré 1 minute, donc ça va. Mais là, ça a duré 10 minutes. Donc voilà. Ah merde. Et ils nous ont dit qu'il y a Florent qui se manifestait, et voilà, bon. Excuse-nous Florent, mais n'hésite pas à le dire sur Facebook et à insister, tu écris plein de fois sur Twitch et ça va nous mettre notre œil va le voir au d'un moment. Pour info, Seb Laurent s'est proposé de nous envoyer des sets de Lisan Elias justement, il disait qu'il en avait avec enregistré. Plaisir. Donc, on t'expliquera même comment faire pour nous les envoyer. Bon, tu peux faire un 8 transfert, tout ça, moi on a même un système pour nous envoyer. Il s'est proposé. Je vais pas transposer à outrance bêtement, mais vraisemblablement, je pense que on peut considérer les mix d'une Lisan Elias ou d'un Lisan Elias dans le mouvement techno comme des opus de Mozart. Vraiment, vraisemblablement, et sans abuser de façon déplacée. Vraiment. On peut ça dire reste aussi, des œuvres. On peut dire aussi que c'est sa spécificité, entre autres, c'est moi ce qui me scotchait, c'est qu'avant même que le speedcore, c'est quoi ? C'est le hardcore à plus de 200, entre 200 et 300 BPM qui s'est fait beaucoup, 94, 95, c'était la nouveauté, tout ça. Du hardcore à plus 8, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Mais en fait, elle faisait des sets speedcore, mais en 92, tu vois. C'est ça, absolument. Et après, je sais plus, c'était Laurent O aussi qui faisait sur des bandes magnétiques, c'était même plus des platines vinyles, quoi. Alors, Laurent O, pour la petite histoire, c'était des Dynacor. Ouais. C'était des platines Dynacor, donc là, t'étais pas à plus 8, t'étais à plus 16, parce que c'était des platines radio. Donc, le monsieur avait des platines radio Dynacor qui valaient une fortune à l'époque. Monsieur était designer et diplômé de design, et donc il s'est octroyé des Dynacor, et c'est ce qui lui permettait effectivement d'accélérer ses sons à plus 16.
dans ses mix. Et et indépendamment de ça, il avait un son lo-fi en 16 bits parce que en fait ça caractérisait son esthétique en fait, à Laurent Haut. Ouais. Mais ça c'est le tome 2. Donc voilà. On n'a même pas encore tout à fait parlé du tome 1, donc... C'est ça. On est juste à l'intro, on va peut-être passer... Il est déjà quand même 1h37. Moi, je propose qu'on fasse une micro-pause musicale et après on se retrouve pour attaquer vraiment le livre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, Christophe? Qu'est-ce que tu aimerais bien mettre dans parmi les morceaux que tu nous as envoyés, les 27, parmi les 27 que tu nous as demandé. Alors, en fait, pour l'histoire, j'aimerais bien vraiment commencer avec le premier que je vous ai envoyé, Discotique. Oui. Alias Christophe Monnier et Patrick Vidal. Pourquoi ? Parce que c'est l'année 0 de la musique électronique en France. Et donc ce maxi, Ravage, donc vous voyez, Ravage, Manu Casana, c'est les premiers rêves à Paris et c'est les premiers morceaux électroniques. Donc c'est les premiers jets, les premières esquisses. Donc c'est très important pour moi même si effectivement ça va paraître très vieillot à ceux qui les écoutent, notamment les plus jeunes, je pense que voilà, il faut l'écouter parce que voilà, c'est les premiers jets. Écoute, on va faire ça. Alors oui, parce que c'est très spécial, mais c'est rigolo parce que c'est très. Alors il faut le mettre dans le contexte, bien sûr, parce que ça peut paraître très 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 bizarre. Mais déjà, chapeau à Manu Casana d'avoir créé un label 1990, alors qu'en France on est toujours en retard. Surtout, mais là 90, même si c'est vrai, les Anglais, les Belges étaient là de 2-3 ans avant, mais absolument. En 90, en France, je peux vous dire que des gens qui écoutaient de la techno ou de la house même, on n'était pas nombreux. Alors pour la petite histoire, c'est que ce morceau était fini en 89. En 89, ce morceau était fini. Il a été enregistré à Londres. Et donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on commence au début. Voilà. Ok, allez, on met le morceau, on fait une petite pause si tu veux aller boire un coup. C'est le premier label de musique techno en France, Ravage. Absolument, c'est le premier. Juste avant Fnac Music Dance Division, absolument. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Allez, c'est très old school, on boit un petit coup, on fait pipi et on arrive. À de suite. Tout de suite. Old school. À de suite.
Une musique un peu ambiguë. Donc, discothèque avec sexe dur. Allez, c'est parti, on reprend jingle. Give me a mother breakbeat. Radio Punch. Hardcore sound of the drum is pumping. Bass comes in on it. Musique ambiguë. Non, c'est pas ambigu du tout. Avec donc discothèque sexe dur. Voilà, bon, on va en parler. Avant de reprendre l'émission, vite fait, des petits rappels. Je vous rappelle pour les nouveaux qui viennent nous rejoindre, bienvenue à vous. Voilà, vous êtes à la maison. Vous avez compris que c'est une discussion entre potes, comme d'habitude. Vous posez les questions que vous avez envie de poser sur le chat. On surveille. Oui, des fois, on n'a pas de suite un œil dessus. Si le son recoupe de suite, vous faites des bras, comme dit Titi, vous lancez des fumigènes. Bon, j'ai trouvé une solution pour remettre le son assez rapidement, mais il faut juste que je le sache parce que je peux pas le voir en direct. Bon, ça, c'est un peu pénible. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on doit recevoir Space 92, mais ça sera pas vendredi. Je vous mets l'affiche. Ça sera dimanche à 21h. Oui, parce que Space 92 est un peu maintenant une star internationale. Et là, il joue en Hollande. Il a dû partir plus tôt que prévu, donc il pourra pas être là vendredi, mais il sera là dimanche. Voilà, donc on va parler maintenant d'un bouquin qui s'appelle celui-là, c'est Comment la France est devenue électronique, avec notre invité qui est toujours là, donc Christophe Perriot, il est toujours là, il va bien, c'est bon, on s'est rassasié. On va pouvoir reprendre cette interview. Alors, et si est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps sur le chat? C'est vrai que c'est assez marrant, c'est vrai que... C'est vrai que ça n'a pas trop bien vieilli, c'est vrai que on nous dit sur le live. Bien sûr. C'est sûr. Évidemment. Il faut juste être un peu indulgent et le mettre dans son contexte. C'était déjà, par rapport à la house, je comprends la démarche un peu artistique d'avoir fait ça, c'est d'être déjà un petit peu décalé par rapport à la house en fait. Donc c'est presque un petit pied de nez déjà à l'époque, en 90. C'est ça. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir. Si je peux compléter, en fait, c'est qu'effectivement, le morceau en lui-même, évidemment, il a mal vieilli, et Christophe Monnier, il pourra en témoigner. Voilà. Seulement, on a Patrick Vidal, qui est quand même une figure historique de la scène parisienne, New Wave, rock'n'roll et punk. Il est sur le chat. Marie et les garçons, à Lyon. Vous m'entendez? Oui, en t'entendant, c'est juste qu'on s'est demandé si on pouvait l'appeler, mais est-ce qu'il est sur le chat? Est-ce qu'il est là? Et s'il n'est pas là... Pas forcément sur Donc on a Patrick Vidal, une figure historique du rock'n'roll, du punk et du new wave français. On a Christophe Monnier, et puis les mecs comme ça sur un coup de tête. Et puis il m'a pas contredit parce que j'ai fait un chapitre évidemment sur Christophe Monnier. Si vous écoutez un morceau de Lil Louis, Frequencies, vous allez reconnaître un peu le gimmick principal. Et ce gimmick sexuel en fait, ils le reprennent. Et après effectivement Vidal, de par sa carrière de parolier, de chanteur surtout, il pose des paroles un peu salaces qui reprennent un peu l'atmosphère du morceau. Donc certes, effectivement, nous sommes en 89, mais il a le mérite d'exister et de mettre les premiers jets de la scène parisienne. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre ce soir. On peut essayer, on va voir s'il répond. On va essayer de voir si on peut appeler ça serait super. Christophe, parce que Christophe, c'est celui qui a fait ce morceau. C'est aussi pour à quel pseudo? Discothèque. Discothèque. Ah, c'est Christophe Monnier. Il est aussi connu sous le nom de Micronotes. Il a fait des tas de choses. Après, en fait, il a fait un projet avec Pascal R, qui était un mélange de big beat et de house, et ensuite effectivement avec Isaac Addis, qui était un Canadien, enfin un Français d'origine canadienne. Effectivement, il a créé le projet Micronauts, qui nous a amené à une trilogie merveilleuse, The Jam, The Jazz, et ensuite effectivement l'album Blip to Blips en 2000. Déjà, on peut peut-être le mettre en fond parce que du coup, c'était The Jazz. On peut le mettre en fond parce que là on change d'univers, c'est déjà un peu plus un peu plus mature, un peu plus abouti, on passe à autre chose. Bien sûr, évidemment. Mais on devait, alors pour rien vous cacher, on avait prévu ce soir d'avoir Manu Casana qui nous fasse
Le plaisir. l'honneur de venir, mais il a eu un empêchement, il a une soirée qui est très bouquée. Donc je pense qu'on aura l'occasion de lui faire son interview à lui pour aller plus en profondeur prochainement. Mais là, ce soir, malheureusement, il pourra pas être avec nous. Est-ce que tu peux parler donc de Ravage et le chapitre Manu Casana, les pionniers? Bien sûr. Pionniers, parce que là, on est, c'est les pionniers en France. Il y a rien eu avant. Hein. Il n'y a rien eu avant, absolument. Il y a eu des petites soirées de ci, de là, mais effectivement, Manu Casana a cristallisé le concept de rêve à Paris et l'a développé en province. Alors tu vois, donc, Christophe, je l'ai pas en ami. Ce que tu peux faire, c'est essayer de le rajouter dans la conversation Messenger, que si tu l'as en ami Facebook. Bien sûr. Dans notre conversation, fais plus, essaye de voir si tu peux le rajouter. On va voir s'il répond, mais voilà. Ah, mais j'ai balancé le morceau, on l'entend pas. Oui. Remets-le. Hop. On va voir, hein, si tu le rajoutes. Alors, je l'ai ajouté dans la conversation. Donc, la audio, hein, t'as rajouté dans le téléphone, hein, la conversation audio. Absolument. Ouais, bon, écoute, on va voir s'il répond. Il faut bien comprendre que ce que vous écoutez actuellement fait partie des chefs-d'œuvre de la musique électronique française. Il faut bien le concevoir. Et je vous dirai pourquoi. Ben, vas-y, je t'en prie. En fait, Christophe Monnier, si tu préfères, il a suivi des cours d'électroacoustique et donc il a passé son temps à mélanger musique populaire et musique savante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette différenciation, la musique savante, en fait, c'est quoi? C'est ce qui succède à la musique classique, romantique et la musique du XXe siècle. C'est-à-dire que ce sont des théories très pointues, très complexes. C'est-à-dire, c'est quoi la musique acousmatique, dodécaphonique, etc. Stochastique. Et là, par le terme stochastique, qui veut dire aléatoire, on en vient aux théories d'un compositeur qui est décédé, malheureusement, à l'heure où on vous parle, qui s'appelait Yanis Xenakis, architecte, mathématicien et compositeur. Excusez-moi du peu. Et donc, notre cher Christophe Monnier, qui a été au conservatoire, a suivi ses cours. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait durant 30 ans de carrière, en signant chez Virgin en 2000? Il n'a fait que mélanger les théories savantes et populaires. Et dans sa musique, en fait, il passe son temps à rejoindre, à ratrécir, ces deux univers. Donc là, on va être un peu intello pendant 2 secondes, mais très brièvement, pour pas saouler les gens. Dans la musique classique, en général, dans la musique savante, en général, on parle de matériaux. Le matériau, c'est quoi? C'est l'idée, si on peut transposer brièvement. C'est une rythmique, une mélodie, c'est ce qui te permet de faire ton morceau. Tu as une idée, tu la poses, ça peut être une rythmique, un charlet, un charleston, un kick, etc. Donc lui, en fait, il mélange le matériau et la forme. La forme, c'est quoi? C'est tous les styles qu'on entend. C'est la trance, la techno, le hardcore, la house, la deep house, ce que tu veux. Et donc, ce mec-là, quand il compose, il mélange constamment ces deux trucs, ces deux concepts qui permettent d'avancer. Et c'est pour ça que sa musique ne ressemble à rien. Et non seulement sa musique ne ressemble à rien de ce qui est identifié par les musicographes, mais en plus, il a signé sur Virgin et il a fait la première partie des Chemical Brothers et il a signé sur un label anglais et ensuite sur Virgin. Donc, chapeau bas pour cet artiste. Vraiment, j'ai un grand respect pour cet artiste. Parce que c'est pas évident, de pouvoir signer sur des majors avec ta propre musique, ta propre esthétique et ta propre stylistique. Donc c'est pour ça que je me suis fait un malin plaisir à analyser cette trilogie de ces morceaux qui commencent par The Jazz. C'est de l'acide mélangé avec une improvisation de jazz. Il fallait le faire, il l'a fait. Et quand vous écoutez l'album Blip to Blips, vous allez voir de quel bois il est capable. C'est incroyable. Vous partez à des kilomètres carrés, vous partez à des années-lumière de sonorité, de fréquence. Tout est calculé à la seconde près, au milliardaire de seconde près. En fait, ce que fait un Zdar, ce que fait un
un fuck mob, un Cassius dans comment dire le taillage chirurgical d'un sample. Et ben Monnier le fait également dans la techno, mais avec son propre style. Voilà. Et j'ai consacré un large chapitre à ce monsieur, Christophe Monnier, parce que voilà. Bon. Qui visiblement n'est pas dispo, mais c'est pas grave, hein, on lui fait un petit coup. Vous verrez que ça vaut le coup. Mais voilà, s'il n'est pas dispo ce soir, lui aussi aura son émission à lui, parce qu'il forcément il aura, il aura des tas de choses à raconter. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, oui. On me dit qu'il y a un tout petit décalage de la voix de Christophe sur Twitch. Ouais, je sais pas si c'est c'est possible. Je vois pas sur Facebook. Bon, après. Encore merci Flo pour tes étoiles et ton soutien. On pensera à toi quand on va faire nos interviews backstage, parce que justement grâce à vos soutiens, on s'est acheté un enregistreur numérique bien sympa, professionnel, et chaque fois que vous nous verrez avec, ça sera un peu grâce à vous. Voilà. Bon, Facebook c'est ok, ça marche. Toujours décalage, mais que pour nous trois, d'accord. Bon, sur Twitch. Rafraîchissez, on ne sait jamais. Ouais. Après, moi, je peux pas. Après, ce que je peux faire, des fois, c'est changer la caméra, tu vois, comme ça, et revenir. Mais alors, moi, perso, je me rafraîchis au rosé. Je sais pas si ça marche, mais bonne vous me dites. Hein. Très bonne vanne, Christophe. Voilà. Alors, retrouvez-moi à Béziers le 22, à Montpellier le 24 et à Nice le 25. Allez. Voilà, aussi les rires, on peut habiller. Benjamin le taquet. Normalement, quelle réactivité. Normalement, dès qu'il y a une vanne, ça part. Hein. Ah oui, ça part, bien évidemment. Il y a tout ce qu'il faut. Et dès que tu rates un truc, normalement, moi, ça, c'est autre chose. Voilà, bon, ça arrive. C'est plus souvent ça qui arrive que. J'espère ne pas l'entendre celui-là. Et on le met de temps en temps pour la déconne. Hein. J'espère. Ok. J'espère. Du coup, bon, on a parlé de Christophe, et on aura l'occasion de l'inviter pour aller plus en profondeur, et on parlera de ce petit moment passé ensemble justement avec lui. On a parlé t'as des choses à raconter sur Manu Casana, tout ça? Bien sûr. Alors en fait, dans mon livre, je vais faire un petit préambule rapidement, c'est-à-dire que les écrivains, en tout cas les auteurs, mettent beaucoup l'accent sur la French Touch. Donc, à juste titre, bien sûr, parce qu'ils ont exporté des millions d'albums, on s'est fait connaître, la France s'est fait connaître, entre guillemets, parce qu'il y a eu quand même des antécédents, faut pas l'oublier, on en parlera, avec Laurent Garnier, Wake Up, avec d'autres morceaux. Mais effectivement, là, c'est devenu la machine de guerre. Mais il fallait mettre le point, en fait, la lumière sur ces mecs-là. Donc, on parle beaucoup de Manu, effectivement, quand tu vas sur le net, tu tapes Manu, il est beaucoup sollicité, etc. Mais moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est vraiment un feedback sur sa vie. Donc, dans mon livre, qu'est-ce que je fais? Je retrace sa vie. Ses parents, en fait, avec la guerre civile espagnole, absolument. Ses parents qui débarquent en France, dans des camps de réfugiés, tu vois, la faim, le froid, maltraités, et le mec, il vient de là, tu vois. Le mec, il vient de là. Donc, continuation logique, il fait du punk, mais un punk tellement hardcore que les punks parisiens n'en voulaient pas. C'est-à-dire que même les punks hardcore n'en voulaient pas. Donc, il a créé son propre groupe, Sherwood Pogo, et il a créé son propre groupe hardcore. Ensuite, il a créé son label, Autodafé. Il a tourné comme ça, avec son groupe. Et ensuite, effectivement, il est tombé sur Madrigal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Madrigal, c'est un label indépendant de rock, punk et d'abstract rock, on va dire, expérimental. Madrigal. Et grâce à Madrigal, le mec, il peut partir en Angleterre, H24, quand il veut, faire la tournée des labels, distribuer, signer, etc. Et un beau janvier de 87, en plein hiver, ses potes lui disent, viens, on va à une soirée. Tu vas voir, c'est pas du punk, c'est un peu disco. Donc Manu fait, ouais, c'est bien, super, mais moi, merci, je préfère rester à la maison. Tout le monde se casse, il reste dans le néant. Puis il dit, vas-y, c'est bon, j'y vais. Il rejoint ses potes en courant. Ils prennent le métro, ils arrivent à Clapton, un quartier industriel, post-industriel, usine, de l'ère victorienne. Et là, il tombe sur une fête magnifique. Magnifique. C'est-à-dire que le gars, 40 ans après, il t'en parle encore comme si c'était hier. Voilà.
Je vous passe les détails. Vous trouverez tous les détails dans mon livre, puisque c'est parfaitement illustré et décrit. Donc, je vous invite effectivement à vous procurer le bouquin, vous allez voir. Et puis, il revient, sa femme est enceinte, et là, bon, bah, voilà. Le gars, il passe d'un passé, on va dire, un peu tumultueux, vous voyez, banlieue nord-ouest, les larcins, machin. Il passe du Parc des Princes en mode ultra au Parc des Princes, footballeur, etc., supporter, Bastagne à fond, et il passe Peace and Love du jour au lendemain. Et c'est ce que je mets précisément en exergue dans mon ouvrage, c'est que cette musique, elle est à même de transformer n'importe qui. Et il y a des mécanismes, évidemment. Ces mécanismes-là, je ne vais pas vous les donner maintenant. Ces mécanismes-là, vous les retrouvez dans mon ouvrage, et ça vous permettra de comprendre pourquoi une musique. Pourtant, il y en a eu d'autres. Je pense qu'on peut les compter sur les mains, les orteils, etc. Mais pourquoi cette musique en particulier peut vous transformer un homme? Et Manu Casana fait partie de cela. Il organise ses premières soirées, les BAM, du fait des initiales de leurs potes, en fait. BAM, Bruno, Manu et le troisième, j'ai oublié le nom malheureusement. Par contre, dans le livre, c'est précisé, bien évidemment. Donc, première soirée sur des péniches. Ensuite, collège arménien. Donc, le collège arménien, pour ceux qui habitent malheureusement en province, ça ne parlera peut-être pas. Mais pour les Parisiens qui les écoutent, je pense qu'ils vont forcément verser une larme. Et ensuite, c'est le fort de Champigny. Le fort de Champigny, il n'y a pas un magazine, il n'y a pas un journaliste qui n'a pas parlé du fort de Champigny. La première, modérément, pas trop de public, 500, ce qui est déjà honnête, 500, 700. La seconde, sponsorisée par Maximum, encore une fois, avec des navettes, et là, 2500 personnes. Et là, fort de Champigny, en 94, là, ça a été une révélation pour beaucoup de gens. Il y a eu des péniches, on en parlera peut-être au cours de l'interview, il y a eu des péniches, des soirées par d'autres organisateurs, mais effectivement Manu demeure peut-être celui qui a le mieux, avec son collègue de l'époque, Luc Bartagnol, un ancien journaliste de l'Express, c'est peut-être ceux qui ont su le mieux cristalliser la rêve à l'anglaise en France, à Paris. Puisque effectivement Manu, voilà, comme je vous le disais il y a 2-3 secondes, Manu passait sa vie en Angleterre. Donc effectivement, c'était le mieux à même de transposer la soirée anglaise, les soirées acid house à Paris. Et on lui doit beaucoup. Évidemment, il n'y a pas de cash. Il y a Bernard Poussin de Invaders, il y a Yayo des Transbody Express. Plus loin, un tout petit peu après, il y a les Fantômes. Mais Manu Casana, je pense, vraisemblablement demeure l'un des premiers à avoir su transposer correctement les soirées acid house londoniennes à Paris. Petite question, très simple. Est-ce que le bouquin est disponible, Christophe, au fait? Il est sorti ou Alors, non. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je comptais le sortir très prochainement. Malheureusement, Scanix, vous voyez de qui je parle? Oui, notre ami Stéphane. Ouais. Que vous Scanix, retrouvez 2 fois en interview, parce que c'est fait partie de personnes comme Laurent Garnier qu'on a interviewé 2 fois. Voilà. Donc, Stéphane est revenu vers moi aujourd'hui parce que je l'avais sollicité il y a quelques mois. Il s'est excusé et il m'a dit lundi, je suis dispo. Donc, lundi prochain, j'interview Scanix, comme j'ai fait pour tant de DJ, de producteurs et d'orgas. En fait, quand je fais une interview, on part de la naissance. On part de l'enfance. Ah oui, tu vas vraiment dans le perso, quoi, dans le personnel. Ouais. Absolument. Systématiquement, lorsque je vous invite à aller voir mon site, syncrétique.fr, et vous verrez des extraits. Donc, systématiquement, je repars aux origines et j'essaie de construire psychologiquement, sans faire de la psychologie de comptoir non plus. Je crois que j'ai le logo, regarde, syncrétique.fr, j'ai ton logo là. Super. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc, je fais pas de la psychologie de comptoir, mais je fais en sorte que le lecteur comprenne ce qui a fait que ce mec-là est devenu l'artiste qu'il est. Voilà. Parce que dans les journaux, malheureusement, dans les magazines, dans les interviews, on parle jamais de ça.
Et donc, quand tu parles d'une histoire de la musique, quel qu'il soit, tu te dois de reprendre la bio dès la naissance et de comprendre pourquoi le mec, à 17 ans, il fait ça, pourquoi il écoute cette musique-là, pourquoi à 15 ans, il est comme ça, etc. Donc, t'en as qui sont très, effectivement, qui vont parler de leur vie, d'autres un peu moins. Mais mon job, en fait, en tant que journaliste et auteur, c'est de comprendre les interstices, les non-dits, et de faire en sorte que, et jusqu'à présent, ça a très bien marché, puisque dès l'instant que j'ai soumis les chapitres à ces personnes-là, à ces artistes-là, ils étaient absolument ravis. Donc, tant mieux. Alors, Et donc, et Casana, pareil. Casana, fils de ressortissant, de réfugiés. Et le mec, il a fait, voilà, il a construit sa vie et ça a marché. Tu peux mettre le lien. Petite vanne de Titi sur Twitch. Est-ce que le bouquin fera l'épaisseur d'un dictionnaire, pour l'interrogation? Ben moi, j'allais te poser la question, combien de pages Très bonne fait vanne, le livre, Titi. plutôt, pour être Alors, Très bonne vanne. effectivement, je vais répondre aux questions techniques. Il sera Effectivement, digital ou aussi en livre? Alors, dans un premier temps, il sera disponible sur Amazon. Je vous informe qu'effectivement, le bouquin fera plus de 700 pages, au même titre qu'un Simon Reynolds, qui est un grand journaliste anglais. J'ai voulu vraiment rendre hommage à nos artistes et rendre hommage à notre histoire. Même Jean-Yves Leloup, qui est l'un de nos plus grands journalistes Ah, purée, français. Jean-Yves Leloup, oui, carrément. Ouais. Voilà. Bon. Qui est un de nos plus grands journalistes et auteurs français, se plaignait dans une interview, il n'y a pas plus tard que quelques temps, que effectivement, il n'y a aucun Français qui ont pu ou ont tenté en tout cas de mettre en perspective une histoire de la musique électronique typiquement française. Donc moi, ce que j'essaye de faire, modestement, humblement, c'est de faire ce boulot. Voilà. Après, c'est à vous de juger. Voilà. Moi, j'ai donné tout mon cœur, etc. Donc, effectivement, je vous confirme que ce bouquin fera plus de 700 pages. Après, j'ai tenté d'ajouter une dimension littéraire, biographique, afin de ne pas lasser le lecteur. J'en profite pour saluer ce soir Nicolas Durand, mon relecteur. C'est lui qui me dit là, mon pote, tu vas trop loin. Là, vas-y, là, arrête-toi, là. Mais fais une petite pause, explique un peu aux gens parce que c'est chaud. En fait, je tente de démocratiser, sans vulgariser, l'histoire de la musique électronique en France. Et donc, il fera effectivement plus de 700 pages. Ça sera le tome 1, qui est dédié à la house et à la techno. Il sera disponible sur Amazon, dans un premier temps, au format Kindle, donc numérique, en liseuse, PDF, etc. Et au format impression à la demande. C'est-à-dire que pour 4,99 pardon, de plus, vous aurez l'ouvrage relié et broché directement par la poste. Super. Donc, c'est au choix. Voilà. Il y a des questions. Et après, je vais développer. Voilà. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des illustrations? Non. Et c'est un choix. D'accord. C'est un choix parce que, comment vous dire, ça fait 30 ans que j'achète des ouvrages aussi bien anglais, anglo-saxons que français. Donc, j'ai quasiment un peu tout. Et effectivement, on veut toujours mettre des images, des trucs. Même toi, Jean Brousse, en off, lors de nos échanges, effectivement, tu as sorti le mot, c'était un peu, comment dire, c'était quoi le mot que tu m'as sorti c'était un peu abstrait, non pas abstrait, non, c'était quoi Attends. Ça dépend de quelle conversation. Par rapport à... Ça va me revenir. Par rapport à la couverture, le fait qu'il n'y ait pas d'image. Un minimaliste. Non, j'avais dit que c'était un peu austère, voilà, c'est ça. Voilà, austère, exactement. Donc oui, ça peut paraître austère en fait, c'est parce que c'est un parti pris. C'est-à-dire que je voulais pas gâcher le texte par rapport à des images, etc. Voilà. Donc en fait, c'est pas et comme je le disais, c'est pas austère, c'est plutôt voilà, c'est humble. C'est juste humble, c'est-à-dire que c'est le texte avant tout et laissez-vous aller. Vous pouvez lire 2 chapitres, voilà, dans le mois, un chapitre qui vous intéresse. Il y a des parties, il y a des DJ, des producteurs, des orgas, il y a des labels. Et voilà. Ou soit le mec qui est vénère, le mec qui est archi vénère, il veut tout lire de A à Z. Mais l'objectif du tome 1, c'est lorsque vous fermez la dernière page, bah, vous avez une très bonne idée, avec toutes les précisions possibles que j'ai pu apporter, humblement et modestement, de ce qu'est l'histoire de la musique électronique, en tout cas de la house et de la techno,
en France de 90 à 2000. Et après, le tome 2 sera consacré à la trance et au hardcore. Donc, il y a Titi. Parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Bien sûr. Il y a Titi qui dit c'est pas grave, j'apprendrai à lire alors. Voilà, c'est tout. Titi apprendre à lire. Deuxième bonne vanne de Titi. Et il y a Seb qui dit même pas un petit dessin avec un smiley. Bah, c'est la blague. Hein. Non, malheureusement, non. C'est un choix. C'est un choix, effectivement. Et je l'ai dit, Florent. Le tome 2, ça sera trans et hardcore. Ça sera les scènes un petit peu différentes. Absolument. Je me permets de rebondir sur ton approche parce qu'en fait, moi, je la trouve très intéressante parce que c'est vrai que c'est tellement rare. Mais déjà, ça nous ressemble énormément. Si tu veux, pourquoi on a, même si moi, l'idée, on l'a depuis, ça fait 25 ans en fait qu'on a cette idée et que chaque fois on la repousse parce que on a privilégié le label, les soirées, etc., DJ, etc. Il a fallu que le Covid, un événement majeur mondial, parce que survienne. On fait des morceaux, on fait DJ, on organise des soirées et on a le label, donc ça fait déjà beaucoup. Et Jean, si tu permets, alors fini, on va quand même montrer à Christophe aussi ce qui va sortir bientôt, qu'on a parlé en off. Ah oui. Allez, vas-y. Allez. Donc on fait un label et on fait. Alors tous ceux qui nous connaissent, vous connaissez, vous connaissez déjà les trailers, mais si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à nous, vous allez forcément vous intéresser à nous. Alors déjà, je te rappelle que si tu t'es pas inscrit sur notre YouTube qui est là, je te mets la truc, tu vas de suite t'inscrire. Tu vois, il y a les replays là, regarde, il y a les replays. Tu as des mix, il y a Nicolas Cuer en live qu'on a fait, une captation live de Nicolas Cuer en mix. Il y aura une surprise pour la semaine prochaine aussi, j'en dis pas plus. Donc tu t'abonnes à notre chaîne YouTube déjà, voilà. Donc si vous allez aussi sur notre Bandcamp, parce que sur Bandcamp, et Christophe tu vas pas me contredire là-dessus, c'est quand on veut soutenir un artiste musicalement, on va sur son Bandcamp. Pourquoi ? Parce que il y a pas d'intermédiaire, il y en a qu'un seul, c'est Bandcamp. Et un artiste gagne beaucoup plus d'argent quand on achète sur son Bandcamp ou un label que si vous achetez sur Beatport ou autre. Voilà, sachez-le, voilà. Absolument. Ça, c'est le Bandcamp de Nocturbulous. Et nous sortons des vinyles. Donc, on a plusieurs, on a le label. Et aussi, on a une variante qui s'appelle Nocturbulous Classics où on achète des licences, on se fait plaisir. On a commencé par ça, ça va te plaire, Christophe. Le premier Noctu Classics, je te mets le trailer et je te laisse le regarder. Je ne me trompe plus maintenant. Un remix déjà en plus, c'est moi. Monsieur Minimétrique, tu vas voir. Voilà, donc c'est sold out en vinyle, mais par contre toujours disponible exclusivement sur le Bandcamp. Il n'est pas disponible sur les autres plateformes. C'est une exclue Bandcamp pour acheter, et on vend régulièrement le remix de Unwelt, même un peu tout, hein, mais le remix de Unwelt qui a été un tube, hein, Christophe, hein, qui a été joué par beaucoup de monde. Ah bah oui, tu m'étonnes, cocaïne, oui. Voilà, et donc ça c'est le premier qu'on a fait, et on se fait plaisir, on se met le deuxième, hein, qui est sold out aussi malheureusement en vinyle. Allez. Allez, le deuxième où nous avons. Alors ça c'est un pur repressage. Alors le premier t'as vu c'est l'original remasterisé avec des remixes. Et là, par contre, attention, c'est un kiff, c'est Paradise 3001 avec Spiral Tripling. Et là, c'est un pur repressage remasterisé.
ça s'est vendu en un mois, faut le dire. Un genre, ça s'est vendu facile. Ouais, on voulait en un faire mois. bon, bref, on raconte toujours la même histoire, mais Voilà, on a voulu faire les repress et puis. Ouais, mais il y en a des... qui viennent d'arriver, voilà. Bon, oui, c'est vrai, on peut pas le represser parce que Voilà. soi-disant ils ont perdu la matrice. Voilà, Ouais, bon. bref. Mais maintenant, nous maîtrisons notre production. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et c'en est où d'ailleurs? Ça y est, c'est reçu. Normalement, oui, c'est là, c'est. Bon. Normalement, on les a avant fin juillet. Voilà, donc du coup, le prochain, et là, on t'en a parlé en off, mais tous ceux qui regardent l'émission sont au courant. Le prochain arrive fin juillet. Il est déjà en précommande sur DJ.de. Attention, là, c'est du lourd. Voilà, les précommandes, regardez, c'est sur DJ.de, le vinyle, donc vous pouvez, c'est un moyen de nous soutenir aussi, vous pouvez acheter. Donc ça commence déjà à être précommandé, sérieusement, donc dépêchez-vous. Normalement, on en a pressé un peu plus que d'habitude, et ça devrait être chez le distributeur là d'ici la semaine qui suit. Normalement, ouais, d'ici fin juillet. On va recevoir nos copies aussi de notre côté, donc du coup, voilà un bon moyen de nous soutenir. C'est d'acheter le vinyle, et en plus il y a un remix de Jacidorex qui commence à être joué par les stars et qui cartonne en ce moment. Donc voilà. Et Jacidorex, vous savez que l'émission on a dû la reporter, qu'on aura à la rentrée. On la reprogrammera. Comment on dit en anglais, reschedule à la rentrée. Voilà, ça c'était pour un petit aparté, comme ça en plus Christophe te permet de voir un peu, et à tous ceux qui viennent d'arriver qui nous connaissent pas, bienvenue. Et voilà, c'est une émission de radio, une radio, mais c'est un label, et avec des artistes qu'on sort, des licences qu'on ressort, on se fait plaisir. L'avantage d'avoir notre propre label, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà. Tout comme c'est une petite émission, et on prend et on finit à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, on est entre potes, et on reprend l'interview. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions, Jean-Bruce? Parce que du coup, je t'avoue que là, ça arrête pas de tomber. Ouais, non, si c'était un vinyle, je disais oui, c'est un vinyle pour l'instant, mais après, il y aura le digital. Ouais, le digital Bandcamp arrivera, voilà. Il y aura même, je pense, normalement, le remix de Jacidorex aussi sur les autres plateformes. On le mettra à dispo. Il y a Actarus qui est là, donc c'est bon, il est dispo. Donc, je sais plus qui c'est qui dit Actarus passe tard. Est-ce que Jérôme je est là suppose. aussi sur le chat? Jérôme, est-ce qu'il écoute l'émission ou pas? Est-ce qu'il a vu capter? Jérôme, mais c'était pas plus tard que 11h. Donc là, je lui ai dit que qu'on est désolé, mais on a quand même beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, ouais. Soit vous abordez le chapitre si on parle un peu d'Actarus, ou soit comme vous voulez. On peut faire ça si vous voulez. Pas de souci. Allez. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire avant qu'on l'appelle déjà Alors, Actarus. En fait, Actarus, il n'est pas producteur de base, il est juste DJ. Et ce que j'ai apprécié chez lui, en fait, c'est que ce mec-là, quand tu reprends les flyers de la scène 90, donc après, effectivement, et je le sais parce que je le vois sur les réseaux, on va lui reprocher d'être passéiste, d'être au 90, on va lui reprocher plein de choses, mais ce mec-là, mine de rien, il a fait partie des meilleurs plateaux des scènes parisiennes. Il a mixé avec les meilleurs, tout simplement. Il est passé à la télé, il a fait des émissions, etc. Il a été interviewé sur, alors on dit plus France 3, mais à l'époque on disait FR3, vous avez qu'à voir. Et donc ce mec-là, je l'adore. En fait, pourquoi? Parce que c'est un mec, voilà, il reste dans sa vibes, il galère, mais il continue juste par passion. Et qu'est-ce que tu peux reprocher à un mec qui continue son délire contre vents et marées à faire sa passion? Il mixe 15 heures par jour. Il a des résidences actuellement sur multitude de radios et il fait son taf, quoi. Et donc, je voulais mettre dans mon livre, je voulais en parler, je voulais mettre un peu à l'honneur. Je voulais mettre Actarus à l'honneur. Je voulais mettre son hebdomadaire au Rex.
dans les années 90. Soirée gratuite en plus. Donc tout le monde pouvait venir écouter de la musique gratuitement, voilà, boire un petit verre, écouter, avec son collectif, Hypnoise, etc., Brandy, etc. Donc ça tapait techno, trance. Et voilà. Je sais que c'est un mec qui a été sur les réseaux, il n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur, mais je voulais lui rendre hommage ce soir. Écoute, et je l'ai rendu hommage dans mon livre. On l'appelle. C'est important. Ouais. Et on va lui faire un hommage en direct. Il a bercé les Parisiens dans les années 90. Yes. Et voilà. Salut à toi, donc Actarus. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu nous entends bien surtout? Très bien. Allô, Actarus, ici Alcor. Ouais, je suis dans le jardin, tranquille. Il n'y a que les vieux qui ont compris là. Ouais, peut-être pas. Non. Ah ouais, là, c'est les vieux, là. Ah oui. Alors, est-ce que ça y est, t'as pris ton train? T'as raté ton train? C'est bon? T'es Non, rentré? j'ai juste eu 20 minutes de retard, ça va. Pour une fois, c'est cool. Ouais, bon, ça va. Ouais. La SNCF, la seule entreprise qui vous fait préférer l'avion quand même. Ouais. Après, Pour le coup, j'ai même pas payé 10 balles parce qu'il y avait tellement de monde à Avignon pour le festival que pas de contrôle, j'ai même pas payé. Oh, il a fraudé. À l'ancienne. Oh là là. Ouais. Là. Voilà. Interdit normalement. Interdit. On va te dénoncer. Bon voilà, t'as eu le droit à un petit hommage de la part de Christophe. Hein. Du coup, ça fait Allô. quoi? Tu nous entends? Ah, tu nous entends? Ouais, t'entends. Ouais. Est-ce que toi, tu nous entends? Ouais, moi je t'entends là. Bon, je disais, ouais, tu viens d'avoir eu un petit hommage en direct par Christophe. Ouais, j'ai entendu ça, il est génial. Il a exactement dit ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Que je suis là depuis le début, que je lâcherai rien et que voilà, je fais mon taf. Jusqu'au bout. Mais bon. Franchement, tu trouves pas que t'es un petit peu passéiste? Tu trouves pas quand même, Actarus, que t'es un petit peu passéiste avec ses vinyles, avec cette musique électronique? C'est hyper là important. C'est hyper important. C'est pour ça que tous les dimanches soirs, j'ai une résidence de 19h à minuit où c'est que 90 pendant 5 heures. Parce que c'est la base, quoi. Il faut. C'est obligatoire. Alors on a des images de Dora qui fusent sur le live. On a Sandy Lala qui te fait un bisou. Ouais, j'embrasse très fort. Il y en a qui disent vive les vinyles. Mais oui, évidemment, on rigole. Si c'est nous qui disons, nous on est les vieux, les derrière, papis. Regardez. Si c'est les vinyles. Nous plus. On en produit, ce serait con. Et achetez les nôtres surtout. Moi j'ai presque envie de me faire un badge, pas un pins, un badge. Tu sais comment on faisait dans les années 80. Un badge avec écrit, tu vois, un truc justement où on assume le côté. C'est presque. Oui, mais on va en faire que passiste, ça soit presque, ça soit presque même plus une insulte, ça soit un compliment, tu vois. Ah, c'est un concept 90s. Ouais. 90s. Bon, c'était extraordinaire hier soir. Hein. Je tiens absolument à parler de Dumbo et F. Dahan. Parce que c'était, voilà, s'il y a 2 personnages dans la techno qui pèsent en ce moment, c'est eux. Vraiment. Ta soirée à régalé. Ah ouais. Et les deux sont exceptionnels. Très bons DJ déjà, et les personnages sont géniaux, quoi. Ouais. La soirée était une tuerie, quoi. Ouais. C'est pour ça que tout ça, c'est pour ça que ça crame aujourd'hui d'ailleurs. Bon, on a vu les images. C'est pour ça que tout crame. L'ensemble de son œuvre. T'as les pompiers qui viennent pour éteindre. Chanteur. Il est guitariste, chanteur, DJ. Ces gens sont géniaux. Bon. Alors ça fait quoi J'ai mis 7 heures hier. Hein. 7 heures d'affilée, j'ai fait. Ouais. Pour toi, c'est rien. C'est un semi-marathon. Attends, le DJ qui devait jouer avec moi, il avait le Covid. Donc j'ai joué tout seul. Il est pas venu. Ah ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, on a vu sur le. Mais au contraire, j'ai dit à l'orga, je te paye plus cher, c'est tant mieux. Alors question Actarus, c'est chouette quand on parle de toi dans un bouquin ou pas? Mais c'est ce que j'attendais depuis tellement longtemps, tu vois. C'est un peu la reconnaissance. C'est voilà quoi, rendre à César, ça me fait tellement plaisir. Bah, de toute façon, et en plus, Christophe s'y connaît grave, attention. Bah écoute, je sais pas si t'as suivi l'émission depuis le début, mais entre Jean-Bruce et Christophe, je pense que là, c'est compliqué. Ah mais ouais. Si, il y a forcément des gens passionnés qui connaissent. Oui, bien sûr qu'il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Et donc, je parlais des Cosmos Factory de Luc Bertagnol avec Farfa, et de toute cette époque-là, de Bernard Poussin, Invaders, un super bon ami. Et Énervé est arrivé après, en fait. Énervé est un enfant de Mosinor et de tous ces trucs-là, quoi. Ouais, c'était les pures années, mais lui, c'est l'encyclopédie, quoi. Christophe Piriou, incroyable. Et ouais. J'adore. Mais depuis tout à l'heure, tu vois, j'ai 2 encyclopédies. Une à gauche, une à droite, là, sur l'écran. Et entre les deux,
Voilà, en fait, t'as le Robert, c'est quoi le concurrent? T'as le Le Robert Larousse. et Larousse, voilà. Le Voilà, Larousse. donc t'as le Larousse de la techno et le Robert de l'autre côté, c'est parfait. Donc si vous avez des C'est questions, exactement ça. Bon, c'est si toi, vous avez des Robert. questions ce Robert, soir, c'est toi, profitez-en. Ouais. Et l'interview qu'il a fait de moi, qui s'est passé en 2 fois, ça a fait 2 fois 1h30. À mon avis, c'est archivable. Hein. On a parlé au téléphone pendant 1h30, 2 fois de suite. Ça va très vite entre nous deux. Ben, ça tombe bien parce que de toute façon on va faire ton interview dans cette émission bien évidemment Actarus, J'y compte bien. voilà et bien sûr on archivera ça dans l'histoire en plus Mais du ouais. bouquin de Christophe parce que du coup ça va être Mais oui, complémentaire tout ça. pour mes c'est ça qui est 5000 chouette. mix, ça y est, c'est Oui, sûr, alors là, dans un mois et raconte-nous, demi, je l'ai faite. ça va être homologué, c'est cette histoire-là? Alors, on m'en a parlé. On m'a dit, ouais, Guinness et tout. Et moi, j'ai un pote, parce que moi, je suis pas très boîte mail, tout ça. Et il m'a dit, c'est 40 000 € l'inscription pour un Guinness. Ah ça va, super, c'est cool. Donc, il me D'accord. faut un manager ou un mec qui s'occupe de ça. Après, moi, je fais les mix, tu vois. Le Bah, reste. écoute, c'est quoi, continue à mixer ouais, et j'avance. après le Mais Guinness grave, on s'en grave. branle un peu, je t'avoue. Mais grave, mais bien sûr. Mais qu'on dans le s'en milieu branle. la légende sera là et tout le monde saura qu'il y a un gars qui a mixé 5000 fois. C'est clair. Et voilà. Et là, tout le monde se regardera C'est clair. en disant, Et- mais qui et c'est? je- Ben, regardez l'interview et allez lire le bouquin de Christophe. Et je garderai toute l'histoire de pourquoi j'ai commencé à faire ces mix numérotés et tout pour notre interview. Exactement. Quand je serai chez Ah, vous. merci. Voilà, parce qu'il y a plein d'anecdotes. Ça tease. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire énervé? Énervé, ça veut dire nouveau Moi, je respect sais. du vinyle. C'est quoi, nouveau? Ouais. Nouveau respect du vinyle. Ah, nouveau respect du vinyle. Allez, j'en note. Et tu sais pourquoi? Vas-y. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme Just Mills, c'est-à-dire que tu sais, il y a plein de DJ qui mettent leur vinyle dans des belles pochettes en plastique et tout, tu vois. Et toi, tu Alors que moi, mes vinyles, alors déjà, ils sont pas dans les bonnes pochettes et ils sont à l'arrache. J'en ai perdu plein, je m'en suis fait voler. Il y en a qui ont brûlé dans un garage. Et donc, ils me disaient, mais t'as aucun respect pour les vinyles. Et ça vient de là. Voilà. Ça Alors, vient de là. Actarus, je vais te gronder. Parce que ce Oui, que tu dis-moi. fais, regarde, ça fait. Parce que quand Jean-Bruce et moi, on rachète des lots, quand on va dans les trocantes et qu'on achète des lots de 500, est-ce qu'on se fait pas chier quand on se dit merde, c'est pas le bon disque dans la bonne pochette? Et on fait quoi? On le met de Mais côté, ouais. on garde la pochette, on se dit on sait jamais, il était dans le lot un peu plus loin. Là, on a le Voilà, et on en a fait, le c'est à tas cause des- de gens comme vous que nous on galère. On a le Voilà. tas des pochettes. On a Tu le sais tas que- des pochettes. tu sais que- pas les bonnes. Tu sais que c'était mon taf en 97, avant que Hérétique naisse. J'étais vendeur avec Popov, Opus chez KGB, lui s'occupait du hardcore. Ça va m'intéresser. Et moi, je m'occupais de la tech house. Ah, on va bien rigoler. Et Ça, en ça fait, va le nous patron de intéresser. chez KGB, les deux jumeaux, ils achetaient des lots de disques. Et moi, je passais ma journée assis par terre avec une Technics et un casque. Et j'écoutais tous les scuds et tous ceux qui étaient bons et tout. Je les nettoyais, je les refoutais dans une nouvelle pochette et je les vendais 10 balles. Quoi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on fait nous, c'est ce que nous on fait le dimanche soir avec Jean-Bruce et moi pour vous raconter un peu notre bouillie interne. Souvent Bah oui, on parce que se j'ai- fait des petites sessions le dimanche soir. On écoute les disques qu'on a achetés en lot, on décide, tiens, ben Jean-Bruce il dit ça c'est Bah pour ouais, moi, ça c'est c'est ça. pour moi, ou on le vend, voilà. Ou on encode et on vend, C'est parce ça. que des fois on garde pas tout. Voilà. C'est ça. Et Eh ben. vous parliez tout à l'heure de tous les magasins de disques. Donc moi, j'allais beaucoup chez Salinas, Guillaume La Tortue, Ouais. où il y avait Stefanovic et Wario qui étaient vendeurs, entre autres. Et à un moment, j'en avais marre d'acheter des vinyles parce que j'ai mis toute ma thune dedans, que je suis devenu vendeur de vinyles, quoi. Et il y avait aussi, on a oublié de parler du magasin de Dan Genassia, Acacia Record, qui était rue d'Auvergne, dans le 9e, qui est arrivé après. D'accord. Ok, on note. Ouais, grand monsieur Dan Genassia. La première fois qu'il était booké dans une teuf, c'était chez NRV. Il faisait de la house californienne, c'était au chalet de la Porte Jaune avec la très regrettée Sextoy, Ah, ça me la parle, DJ ça. Ah, Delphine, ouais, qui est Ah oui. décédée Absolument. tragiquement. Ouais. Et ouais, Dan Genassia, grand monsieur. Un des rares Français qui est booké au Circo Loco encore à Ibiza, quoi. Avec Jules et quelques d'autres, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En tout cas, si je peux me permettre, c'est que Actarus, au travers de son collectif énervé, a fait les meilleurs plateaux. Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais, t'as fait les meilleurs plateaux des années 90. Et franchement, Et je m'en voilà. rendais pas compte à l'époque, c'est peut-être pour ça que je me la pétais pas, c'est que je jouais avec Robert Armani, résident au Gibus, donc j'étais avec DJ Pierre, tout ça, et en plus, les patrons du Gibus payaient un pote à moi parce qu'il avait la voiture pour qu'on aille chercher tous les DJ internationaux à l'aéroport, même dans les soirées où je jouais pas. Donc Et, je suis tous certains- allés les chercher, Kevin Sanderson, tous. Bah oui, et certains oui. te Il y aura des perçoivent, anecdotes, je sens l'interview d'Actarus. certains te perçoivent comme quelqu'un d'exubérant, or c'est totalement faux. Tu es quelqu'un de très humble. Mais qui dit ça? Et C'est clair. Voilà, hop. sur les Tous réseaux, ceux qui ça disent se dit. ça, allez. Et, donne-moi ça. et c'est pour ça que j'en parle effectivement dans mon livre, c'est que voilà, ça reste une personne humaine et humble.
Et c'est merveilleux parce que voilà. Et on il a fait les plus grands plateaux. Vous n'avez pas idée. Mais mon personnage m'oblige à être arrogant. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça fait partie du truc. Non, mais oui, c'est ça. Non, mais... Tu vois, t'es obligé de titiller un peu tout pour que justement les gens percutent et se disent à un moment, je vais quand même aller écouter ce qu'il fait. Alors, je vais vous expliquer le mix pour pécho, ça s'appelle, tu vois. Tu sais d'où vient le nom? Non, mais en plus, les gens, c'est pas pour pécho des meufs. C'est, si t'as rendez-vous avec une nana ou avec un mec ou quoi, tu lui passes un de mes sets, elle va danser, et dès qu'elle danse, tu dis, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle mix pour pécho. Et là, tu pécho. Voilà. Ah ouais, c'est tout ce calcul. Oui, c'est comme énervé, comme mon ancien label qui s'appelait MDO, muscles des oreilles. J'ai des idées qui me viennent parfois assez lumineuses. Écoute, je sens que ton interview va être riche en anciennement. Ah ouais, non, mais j'attends ça avec impatience. On va caler ça à la rentrée. Sachez qu'avec Jean, on a commencé à réfléchir aux interviews, parce qu'on a beaucoup de monde, puis il y a des gens qui nous contactent aussi parce qu'ils aimeraient bien être interviewés. D'ailleurs, on s'est régalé la semaine dernière avec Captain Moustache. Grave. L'interview de Captain Moustache. Alors, Fred, qui est encore, on va sûrement voir ce qui reste dans la région jusqu'à fin juillet. On va sûrement manger avec lui semaine prochaine. Il est venu nous voir dimanche à notre soirée chez Cric. Tom Poux nous a invités à Miché. Chez Tom Poux. Ouais, il est venu nous voir. On lui a fait passer quelques disques. On s'est régalé. Et l'interview de Captain Moustache aussi, quand vous voyez, parce que les gens disaient mais qui c'est? Génial. Juste pour vous dire, Captain Moustache, ça existe depuis 2 ans. Avant, c'était Frédéric de Carvello. Et croyez-moi, cette personne, l'interview est fabuleux. Tout ce qu'il a fait, pareil, c'est quelqu'un qui se la pète pas. Mais si vous voyez avec qui il a collaboré, et un genre, c'est complètement différent. Il manque plus beaucoup de stars dans son, tu sais, comme les chasseurs en avion, là, sur, tu sais, les étoiles. Donc, comme on dit, à mon tableau de chasse, à son tableau de chasse. Son tableau de chasse, il a tout fait. Le gars chez Compact. Mais là, il vient de sortir avec Popov. Il y a Kiko qui arrive. Il sort une collab avec Kiko qui va bientôt sortir. C'est complètement. Les grands esprits se rencontrent. Rien que ce qu'il a fait depuis 2020, en 2021 déjà, il fait collaboration avec Def Clark, Ox 88. C'est insolent. Là, il a des trucs avec The Advent. Mais je lui ai fait au moins 6 mix dédicaces depuis 3 ans à Captain Moustache. Chaque fois qu'il m'envoyait un truc, je lui faisais un mix avec son track dedans, et je savais que ce mec-là avait vraiment du talent et que non, mais il y a grand personnage. Et du coup, grâce à lui, parce que c'est aussi un sac sur ces interviews, ça nous fait des contacts, ça nous ouvre des portes, et on va avoir quelques noms intéressants à la rentrée en interview. Donc, dès que la les date Français est calée, sont les meilleurs en musique, je te le dis. On est très bons. On en revient à la French Cut et tout ça. Les Français, c'est un mélange, c'est comme la cuisine, tu vois. On a un truc qui est c'est un espèce de don. Après, c'est à toi de le développer, mais les Français, on est extraordinaires. Garnier en premier, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, Garnier, voilà, quoi. C'est le film, je l'ai vu 7 fois. Ce mec ne m'a jamais déçu. C'est juste, on a tellement de chance d'avoir un mec comme lui, quoi. Alors, il y a une question, je réponds. Oui. Alors, je réponds à la question, alors qui n'a rien à voir. Il y a Mr. Paps qui nous demande si on a enregistré le set à la Family Picnic. Alors oui, je t'avoue, on a enregistré le set, mais on ne le diffusera pas parce que c'est pas notre meilleur set de notre vie. Remarque, tu diras si sans l'ambiance, en écoutant que le truc. Non, franchement, non, c'est fou. Parce que nous, on est des fous. Alors toi, par contre, toi, Tarus, tu fais tes mix, tu les enregistres, et nous, pareil, toutes les soirées de Nocturbulus sont archivées en audio. À part quelques-unes qui vont monter. Et par exemple, si un jour quelqu'un s'amuse à prendre un fly, on peut ressortir l'enregistrement de la soirée. Sachez-le. On archive tout. Dit la dernière fois d'ailleurs. Très bien, ça. Alors, très pratique aussi pour récupérer les morceaux. Quand t'as entendu, tu te dis c'était quoi ça? Super, t'as l'enregistrement, tu peux le réécouter. Alors maintenant, il y a Shazam. J'ai tout enregistré hier. J'ai tout enregistré hier. Mais nous, on enregistre. Je vais les mettre en ligne cette nuit. Il faut. Il faut. Ah, tu le partages sur ton mur Facebook. Ah là, dans 2 heures, il est en ligne, t'inquiète. C'est un fou. Là, il revient d'Avignon, il est sur Nîmes, et ça y est, c'est parti. Il y a Titi qui dit... Est-ce que tu sais combien j'ai de lectures? Je m'épate moi-même, sur Hearties, quoi. Vas-y. 370 000, quoi. Oh putain. Ah oui. Ça commence à faire. Pas mal, hein. Ouais. Très content, c'est pour ça que je continue. Titi dit je veux être Actarus dans ma prochaine vie. Écoute, y a pas de problème. Écoute, je sais pas comment tu négocies ça, mais voilà. Il faut que tu fasses des bonnes actions pour mériter d'être Actarus. Mais je fais que ça, moi la techno c'est ma vie, quoi.
C'est voilà quoi, j'ai tellement de respect je pour parlais ce pour Titi. mouvement. Je disais à Titi, si tu veux devenir un acteur russe dans ta prochaine vie, il faut que tu fasses des trucs grandioses dans ta vie. Voilà. Ouais, au moins, Bon, déjà, il nous a balancé- 1007 pour commencer. Bah, déjà, il nous a balancé des vannes sympas, donc Titi, c'est bien. Enfin voilà, bah, écoute, Actarus, bon, tu peux rester un peu avec nous si tu veux, hein, en ligne, hein, si tu veux de temps en temps Comme vous voulez. intervenir. Moi, je suis dans le jardin, à côté du bassin. Eh ben Avec, écoute, rafraîchis-toi. Pas de tu- moustiques, trop bien. Pas de moustiques, ça va N'hésite pas. Mais ça y est, je suis bronzé, les moustiques ils viennent plus. Ouais, ils viennent plus, ouais. Puis t'as l'alcool aussi, ils viennent plus. Il paraît que quand tu bois, ils viennent pas à la clavière. Non, je bois plus d'alcool, je bois que de la bière et Ouais, voilà. T'as quelques verres, mais non, J'ai arrêté je bois l'alcool, plus- je bois j'achète plus plus de la d'alcool fort depuis un bon moment. Voilà. Bon, bah écoute, bon, on te garde quand même avec nous. Hein. En tout cas, c'est sympa de participer. On prévoira ton Mais interview. Grand monsieur et grand bouquin, parce qu'il y en a pas beaucoup des gens qui font des bouquins. Eh Alors, non. je vais te raconter un peu l'anecdote, c'est que lui, je l'avais sur Facebook en ami, Christophe, et un jour il me contacte et il me dit ouais, je vais faire un bouquin sur la techno et tout. Moi, je me dis pas c'est un blaireau parce que je pense pas comme ça, mais je me dis bon, encore un, voilà, tu vois. Et en fait, dès que je l'ai eu au téléphone, je me suis dit mais le truc est vraiment sérieux en fait, c'est vraiment le truc. Le vrai bouquin. Et alors, Christophe, c'est marrant parce que moi, j'étais DJ chez Ado FM en 94 sur Paris et il était là-bas, lui s'en occupait. Donc, on a dû se croiser déjà à cette époque. Ah ouais, ça c'est marrant ça. Et non, mais lui, voilà, quoi. Quand tu parles de gens humbles comme Captain Moustache, ben voilà, t'écoutes Christophe, il connaît toute l'histoire de la techno sur les bouts des doigts. Ouais, mais on voit ça depuis tout à l'heure et on se régale. Et Ouais, d'ailleurs, ouais. mais Titi, je crois que c'est Titi qui disait, tiens, je vais être moins con sur la Très musique belle analyse, à la quoi. fin de ce soir. Donc ça, c'est Très clair belle que- analyse. Voilà, donc du coup, en plus, cette interview est archivée. Il manquera 10 minutes, je suis désolé, 5-10 minutes, parce qu'il y a eu un bug technique. Et alors, du coup, pour pas que ça se reproduise, je fais un backup audio, quitte à faire des montages Je et sais me faire pas, chier tu parles pendant les trucs. chinois, là. C'est tout, c'est Non, mais technique. bref, en gros, si tu veux, il y a eu un bug. Bon, ça l'a pas refait depuis 1 heure, donc tant mieux. Je suis mais- très content d'avoir mon nom dans ce bouquin. Mais vraiment. Eh ben, quoi. écoute, ouais, en tout cas, nous, on est très Vraiment, contents. quoi. Tu vois, même s'il avait juste marqué Actarus existe, déjà, ça me convient, quoi. Mais non, Tu il a fait un mérites. chapitre sur toi. Il a fait un chapitre Tu sur toi. le mérites. Ouais, tu la mérites, classe. vraiment. Ah, je suis très content. Bah, c'est bien. Tu le Mais mérites. vraiment, quoi. Vraiment, tu C'est vois. bien. T'as joué avec c'est les un plus peu grands comme, et les flyers sont là pour le prouver. Et C'est t'as un peu mérité comme, ton interview chez nous aussi, forcément. Donc, tu vois. C'est un peu comme le jour où mon père, qui savait que j'étais DJ, parce que j'étais déjà DJ à 16 ans, partout dans des boîtes normales. Et un jour à Paris, je lui dis, mais papa, viens me boire. Une soirée, il est venu, c'est une soirée extraordinaire. Il y avait John Thomas, Miss Kitchen, Daft Punk. Et j'ai fait un set de ouf. Et mon père, qui me fait trop pas de compliments souvent, après mon set est venu, il m'a dit, bon, je sais que tu es un artiste. Voilà. Et là, t'as eu la larme aux yeux. Et voilà. Ouais, voilà. Et le bouquin de Christophe, c'est un peu pareil, quoi. C'est des pierres qui se posent, qui s'enlèveront jamais. Et ça, c'est génial. C'est génial. Je suis très content. Vraiment. Eh ben, écoute, merci à toi. Et j'ai hâte d'être en interview chez vous. Hein. Ça va être un truc de fou. Hein. Pour la petite info, j'ai reclassé un peu les archives flyers parce qu'on archive tous les flyers. Alors, je dis pas qu'on a tous les flyers, mais on archive les flyers, on les recadre, on les arrange, on les photoshop et on les classe. Je vais t'en envoyer 1400 avec mon blast dessus. Là, j'ai un album. Ouais, ben, tu les as en format digital? J'ai une anecdote. Attends, j'ai une anecdote sur les flyers. Ouais. En fait, en 2000, je pars à Saint-Barth. Parce que, tu sais, je me défonçais un peu trop et tout. Donc, voilà, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. J'ai un plan pour partir à Saint-Barth dans la plus grosse boîte. Je devais rester 3 mois, je suis resté 3 ans. Et je reviens de Saint-Barth. Et je dis à ma mère, je vais voir mes parents un jour, je dis à ma mère, mais ils sont où, tu sais, mes flyers et tout. Elle me dit quoi? Les 2 sacs poubelles avec les pubs, je les ai jetés. Ah ouais, les pubs. Oh non! Mais bon, c'est comme ça. Ah ouais, non mais ouais. Oh, J'ai ri, ouais. Tu sais, je pouvais pas lui expliquer parce qu'elle aurait pas compris, quoi. Mais ouais. Ouais, les flyers. Alors, tu sais, moi, ce qui me motive vraiment, c'est ni le fric, c'est mon nom sur un flyer. Et chaque fois qu'il y a un mec qui me book, je le saoule pendant des jours en disant, il sort quand le flyer? Il sort quand le flyer? Il sort quand le flyer? Parce que c'est. Alors maintenant, ça c'est les qui visuels m'excite. Facebook, mais. C'est pareil, flyer papier ou visu, mais mon nom sur le flyer. Ah ben J'adore. Mais ce qui est C'est bien, comme des étapes, tableau de chasse. C'est que 30 ans plus tard, ça fait toujours autant kiffer et que t'en es pas saoulé. Ça, c'est bien. Et ouais, ça bah montre ouais. que t'es Bien quelqu'un sûr. de passionné. Parce que t'en as, tu sais, voir leur nom sur le flyer, aujourd'hui, c'est bon, moi, j'en ai 10 000. Non, et surtout ça fait plus rien. faire le grand écart, c'est-à-dire être sur un flyer gay, le lendemain dans une free, le surlendemain dans un club. Ouais, tu vois. Et Non, c'est mais ça c'est qui bien. me. Ouais. Même les flyers moches, tu vois. J'ai mon nom dessus, je suis content. On en a quelques-uns des années 90 fait à la main, tu sais. Ouais, fait à la pas main, mal, écrit à la main et photocopié. Et à la photocopie Ouais. Oui. du lycée.
Donc, alors. Mais je t'en enverrai des flyers. J'ai un bon donc, dossier. Il y en a plein qui sont tendancieux en plus. En fait, tu verras tout ça. Je disais que je remettais le nez dans les archives parce que je les reclasse régulièrement, je les mets par année, machin, truc, tout est classé. Mais vous êtes des fous aussi, hein. Moi j'adore. Ouais, mais Benjamin et toi. De 87 à 2000, aujourd'hui, je les ai tous dans des dossiers. Et l'autre fois, j'étais en train de reclasser des flyers de 80, parce que j'ai fait un visuel pour les fly de rave, 93, 94, un par année. Alors, je mets une cinquantaine, je fais un petit patchwork. Et j'en ai vu justement un de toi où tu étais effectivement dessus. Effectivement, j'ai fait. Je sais pas si tu c'est peux les mettre meilleures années. le visuel. Tu l'as mis où? Ben, c'est dans le dossier Jingle News, je te l'ai dit. C'est moi qui ai présenté Kevin Sanderson de Daft Punk. Non, garde ça pour ton interview. Je suis allé chercher à l'aéroport. Pour ton interview. Je suis allé chercher à l'aéroport, je l'ai mis à l'hôtel à côté du Rex au Brabant. Après, on est allé chercher Daft Punk, on l'a pris dans la voiture, ils s'étaient jamais rencontrés les deux. Et Sanderson était fan de Daft Punk, et Daft Punk était un peu intimidé par Sanderson. Et la teuf s'appelait Wonderland, il y avait 3 salles, un truc de ouf. Et on a mis 3 quarts d'heure avec nos flycases à traverser la foule, c'était un souvenir mémorable, quoi. Extraordinaire. Extra. Il y a Sandy qui dit qu'elle a eu la chance de te voir jouer avec Carl Cox et que c'était énorme. C'était au Showcase. Et c'était même pas un warm-up. C'était parce que en fait, il y avait les platines vinyles qui marchaient pas. Il y avait Jack ce soir-là. Et donc, j'ai pu passer quelques disques. Et c'était Carl Cox en tête d'affiche. Carl Cox, qu'est-ce que je te dis, Carl Cox, quoi. Voilà, quoi. Le mec est une machine, quoi. Monstrueux. Et pour Christophe, y aurait-il une petite signature de chaque artiste interviewé sur une page d'or? Une sorte de carnet d'or, tu sais. Là, c'est une question pour Christophe. Un livre d'or? Oui, livre d'or, voilà. Ah, pour Christophe. Tu sais que chaque artiste est sa petite signature. Ça peut être effectivement, ça peut être un concept qui se défend effectivement. Voilà. On m'a parlé effectivement aussi de soirées, de soirées d'inauguration, au même titre que Bill Brewster pour la sortie de son livre Last Night DJ Save My Life. Donc ouais, bien sûr, évidemment, tout est envisageable, bien sûr. Alors voici un patchwork de gens qui ont fait. Il y a Seb qui dit dossier flyer moche. Regardez, on est en 1904, ça c'est l'année 94. Alors c'est évidemment un tout petit échantillon, mais je me suis un peu fait chier à le faire quand même. Je sais pas s'il y en a. Bon, je vais vous laisser Christophe parce que sinon je vais vous squatter l'interview. Non, mais regarde les fly là, tu vois ou pas? T'as l'image? Non, je suis dehors, mais je vais m'approcher. Parce que là, tu vois, t'as peut-être, je sais pas, Ah ouais, alors attends, bouge pas. Je sais pas si sur le live il y en a qui en ont connu, qui ont participé. Oh là là. C'est l'année. Ça c'est 1994. Ouais, j'en ai fait quelques-unes de celles-là. Ad libitum, je l'ai faite. Royalist, je l'ai faite. Technosystem, je l'ai faite. Jungle Juice, non, c'est Fresh Juice. Ouais, non, mais je les connais tous ces plays. Parce qu'en fait, mon rôle. Tu vas vite en besogne, mon cher Acta. Ouais, mon rôle chez les énervés, c'était de distribuer les flyers dans les teufs. Tu vois, j'étais pas dans la sauce, c'était moi qui allais mettre le 93 maintenant, c'est un peu plus jeune. Donc, alors ça, mais moi j'adore les flyers papier. J'ai fait que 2 années parce que ça me prend 2 heures à chaque fois, évidemment. C'est les flyers, c'est vraiment très important, quoi. Je m'arrêterai à 96 parce qu'après 96 on peut plus trop parler de rave, donc je ferai de 92 à 96. Ouais, c'est ça. Tu vois là, on pourra parler aussi. On pourra parler effectivement sur un plan historique. Allez, vas-y. Proprement historique et socio-historique. Laisse les fly. Je vous rappelle qu'effectivement il y a eu un documentaire par Xanavé. Je l'ai, c'est avec pas de cash. Voilà. Ça s'appelle Ecstasy. Non, c'est c'est ça. Ecstasy. Et en fait, on parle d'un âge d'or qui se termine en 94. C'est ça. Moi, il y avait Dynasty, Harry Wiseman et tout ça. Voilà. Et moi, dans mon ouvrage, en fait, je nuance un tout petit peu les propos par rapport à plein de témoignages et par rapport à mon propre vécu. Et pour moi, effectivement, l'âge d'or de la rêve se termine en 92 avec La Défense et LFO à La Défense. Rêve organisé par Fnac Music Dance Division et Libération. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, l'argent et malheureusement les dealers rentrent dans la rêve et ça part un peu en cacahuète. On passe d'un univers hédoniste, typiquement hédoniste et utopiste, à un univers somme toute un peu plus fonctionnel. Victime de son succès, la techno. Voilà.
Et c'est pour ça que dans mon bouquin, j'essaie de nuancer cette période des rêves. Donc pour moi, c'est 90-92, c'est la période bénie. 92-94, c'est la période, somme toute, sympa, mais un peu plus commerciale. C'est-à-dire que l'argent, la détermination capitaliste rentre dans la dynamique des rêves. Et passé 95, malheureusement, là, la rêve sonne son déclin au vu des interdictions préfectorales, policières, etc. Et après, voilà. Et pour ça, je le rappelle tout le temps, je vous renvoie sur les interviews des sales gosses. Donc sachez que la dernière sale gosse, c'est-à-dire Miss Erise, sera interviewée à la rentrée. Voilà. L'interview de Max Salgoss, qui lui a fait de la prison à cause de ça. Hein, faut se rappeler. Exactement. Voilà. Et donc du coup, si vous voulez comprendre, en tout cas dans le sud de la France, l'interview de Max Salgoss, de Rix et d'Alex Escalofrio qu'on a interviewé. Hein, donc du coup, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs. C'est les copains. Quoi. Il y en a quelques-uns qui ont fait de la prison, des gardes à vue. Il y en a quelques-uns qui ont été écoutés par les services, alors que tout ce qu'ils voulaient, c'est faire la fête. La marche JC. Et je vous invite encore une fois effectivement à lire mon bouquin parce qu'en introduction, qui dure quand même somme toute 200 pages, on comprend. Je tente d'expliquer les mécanismes. Je tente d'expliquer les mécanismes qui font que effectivement on arrive à ce stade en 90. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu as dit historiquement, c'est qu'il y a un petit parallèle. C'est vrai qu'il y a chaque région, c'est pour ça que nous on est passionnés par les interviews, parce que outre on a le fait d'avoir des artistes qui sont uniques, chacun a son propre vécu, mais aussi il y a une scène locale. Donc on a, non content d'avoir un invité, on a aussi des infos sur sa scène locale. Lyon, il ne s'est pas passé la même chose. Nos régions ont du talent. Exactement. Strasbourg, il sait pas, quand on entend Anthony Adam, c'est pas les mêmes histoires racontées que quand on demande à Umwelt qui était sur Lyon, ou à Jack qui était à Marseille avec Olive, ou à Fabrice Torricella à Perpignan, ou au Pingouin à Montpellier, ou les sales gosses à Béziers, ou tu vois les ch'timis, les gars de l'Ouest à Paris, etc. J'en passe évidemment. Et pourtant on se connaît tous. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est juste le petit parallèle, c'est que ton historique est tout à fait juste sur les raves, mais pour Paris. Parce que nous, dans le Sud, on a toujours un décalage. Alors, la France a toujours un décalage vis-à-vis du Royaume-Uni et des États-Unis, ça on est clair. Mais nous, dans le Sud, on a toujours un décalage par rapport à Paris, voilà. Oui, c'est très centralisé. Donc, Paris, bien sûr. Les premières raves, c'est pas 1990. Hein. Nous, les premières raves, c'est 93. Bien sûr. Donc nous, en fait, un très boréaliste en fait. Voilà, on va mettre ça. Attention, la première boréaliste 93 première, et les Spies. Le New York Club. Voilà, New York Club et les Spiral Tribe qui arrivent à Palavas. Le Temple. Voilà, et les Spiral Tribe qui arrivent à Palavas, j'ai mis le flyer, quand même au mois de mai 93, ils débarquent sur la plage gratos. Et ça a choqué toute une génération. Et ça les a, ça n'a pas que choqué la génération, je pense. Et tu débarques. Et d'ailleurs, sur le fly, c'est très intéressant. J'ai pas mis celui où c'est marqué, mais il y en a un où il y a marqué rave gratuite dessus. Il n'y a pas marqué free party ou Technival, il y a marqué rave gratuite. Elle est magique cette phrase. Voilà, rave gratuite, tout à fait. Merci voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et c'est notamment pour ça que dans mon ouvrage, effectivement, je parle de l'axe Annecy, Grenoble, Lyon. Kiko. Avec The Hacker, Kiko, avec voilà. Garfield, Techmix, en fait. Oui, évidemment. J'en parle. Saint-Jean. Mais j'aurais effectivement bien aimé en parler davantage, et je compte vraiment sur vous, les deux là, Benjamin et Jean, pour effectivement se faire un petit entretien formalisé. Miloche, bah oui, Technomental, bah oui. John Thomas, voilà. Pour en citer. C'est lui qui a monté Technics. J'aimerais vraiment mettre à l'honneur, parce que si personne ne le fait, bah moi je veux bien le faire. Je vais mettre à l'honneur, dans le sens historique et socio-historique du terme, cette histoire du Sud, qui est malheureusement. Ils avaient des couilles à l'époque. De toute façon, t'as des émissions organisées à Lyon, ils ont eu beaucoup de problèmes. On va continuer à les interviewer. Il y a déjà nos émissions qu'ils ont déjà faites. Il nous en manque pas mal, un autre tableau de chasse, comme on dirait. Et puis toi, Christophe, bien évidemment, tu mettras ça sur papier. C'est vrai que c'est. Avec plaisir. C'est très bien, quoi. Oui, mais bien sûr. Donc, ça me tient à cœur. Ouais. Ça me tient à cœur. Comme nous. Et puis voilà, et c'est une belle mission. Et il faut penser un peu que dans 30 ans, 50 ans, j'arrête pas de le dire à chaque émission. Quand on a commencé à faire ça avec Jean-Bruce, et puis c'est pareil, je pense pour toi, Christophe, aujourd'hui, alors c'est marrant, j'ai vendu ça à Miskitine. Quand on a vu Miskitine le 11 juin, là, donc j'ai dit à Caro,
J'ai dit, bon, tu te rappelles l'interview, tu t'as vu l'interview qu'on a fait de The Hacker de Michel? Ah oui, je l'ai vu passer tout ça. J'ai fait, faut qu'on fasse ça avec toi. Et là, j'ai fait, aujourd'hui, si quelqu'un tape Miskitine interview, il va tomber sur quoi? Sur une interview de Combini que t'as fait de 5 minutes? Ou c'est Combini, quoi. Elle a fait une interview sur France Inter. Oui, mais il faut les trouver. Il faut les trouver. T'as quelques trucs. Puis ça fait 1 heure et pour au la final. Pour la petite info, en fait, j'avais interviewé Miskitine sur Ado FM en 97. Elle était toute jeunette, elle commençait tu vois, à peine. Et à l'époque, effectivement, on avait encore des interviews en profondeur. Ouais. En fait, voilà. Mais c'est pas archivé. Maintenant, ça reste de la surface, quoi. Voilà. Depuis Silver Cream, ça reste. Ouais. Et c'est pour ça que dans 50 ans. Alors en fait, c'est marrant, je le redis à chaque émission, mais nous, je disais, dans 50 ans, 30 ans, quand un journaliste, un jeune ou quelqu'un veut s'intéresser à ce mouvement, il faut qu'il puisse trouver des archives. Donc nous, on fait partie de ça, et toi aussi, et Christophe. Mais c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. C'est-à-dire que dès le Covid, il y a des gars qui nous ont contactés. Hey les gars, je vous ai cité dans ma thèse. Comment ça? Oui, j'ai fait une thèse justement sur la musique électronique et tout. Regardez, je vous ai cité plusieurs fois dans l'émission de The Hacker. C'est-à-dire, on fait ces émissions, elles ont à peine été créées. Déjà, des gars qui font des thèses et autres ont utilisé nos émissions. Donc, en quoi que c'est pas même que dans 50 ans, ça commence déjà parce qu'il y avait rien. Il y a rien. Tu vois, Ben, tu vois ce que tu soulèves, Ben, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que effectivement, construire une histoire de la musique électronique, combien même elle date de 90, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que malgré les décès, malgré les maladies, il y en a quand même beaucoup qui sont encore vivants. Et lorsque tu construis une histoire, forcément, tu restes objectif. Parce que le rôle de l'historien, c'est de rester objectif. Donc moi, ce que j'ai tenté de faire, humblement, encore une fois, et modestement, c'est de construire une histoire de façon objective avec les éléments que j'avais. Et les éléments musicologiques, musicographiques, historiques, socioculturels et ce que tu veux. Et ce que j'apprécie, et vraiment ce que j'apprécie, c'est que lorsque j'émets des points négatifs dans une bio de n'importe quel producteur ou DJ que j'ai interviewé, et lorsque je soumets cette partie à cette personne, il la prend mais sans problème en fait, il la prend sans problème. Parce que j'étais étonné, parce que je pensais vraisemblablement, je pensais que c'était trop tôt pour écrire une histoire complète, précise. Et finalement, ça passe très très bien. Donc j'en suis ravi. Vraiment, j'en suis ravi parce que ceux que j'ai interviewés, à qui j'ai soumis les textes, des fois, effectivement, je suis un peu négatif parce que on n'est pas là pour non plus dire ouais c'est super, t'as vu machin. Et après, on pourrait me dire en retour, ouais, toi t'es qui toi pour moi? J'ai hâte de le lire, tu vois. vraiment. Et tous ceux à qui j'ai pu donner des points positifs comme négatifs, ils ont accepté. Pourquoi? Parce que je suis resté dans une dynamique objective. Et ça, c'est le plus important. En tant qu'historien, mais attention, je me prends pas pour Edgar Quinet ou quoi que ce soit. Attention, moi, je retrace humblement une histoire. Après, ça appartient à chacun de me juger ou de me critiquer. Mais en tout cas, ils ont ceux pour lesquels j'ai envoyé leur partie, et combien même j'ai émis des critiques, c'est passé. Donc c'est le principal, parce que ça reste encore jeune. On peut traiter Actarus encore une fois de passéiste, mais lorsqu'on évoque les années 90, ça reste encore très dans les mentalités. C'est encore très présent dans les mentalités. Et c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple de construire une histoire avec des personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et grâce à Dieu, grâce à ce que vous voulez, je n'ai essuyé aucune critique et je remercie vivement chaque personne, chaque artiste que j'ai pu interviewer. Parce que c'est loin d'être facile de construire une histoire avec tout ce que ça compose d'objectivité, d'aspect historique, sociologique, socioculturel, d'analyse musicale, etc. C'est pas facile de voir ces critiques de disques. Voilà. Et donc, ils ont tous joué le jeu. Et je remercie infiniment tous les protagonistes que j'ai pu interviewer, parce que je les ai interviewés, je les ai analysés. J'ai analysé leur discographie. Je ne parle pas d'un disque. C'est-à-dire qu'un chapitre de 40 pages, de 50 pages, par exemple, pour Laurent Garnier, j'ai analysé ses 3 albums, ses 3 CD mix, et pareil pour d'autres artistes.
il y a des points positifs, des points négatifs, et je remercie encore une fois, pour peut-être la 4e fois, la clémence de ces artistes par rapport à ce que j'ai pu écrire en termes de critique sur leur disque, etc. Voilà. Puisque ça reste, encore une fois, une étude musicographique, c'est-à-dire j'essaie de lier l'analyse érudite journalistique, c'est-à-dire tu lis un article sur Tsugi, sur Trax, ou tu ressors tes archives de Outsoon ou de Coda, ça reste du journalisme pointu et très spécifié. Mais à côté de ça, il faut savoir qu'il y a des étudiants qui font des thèses de doctorat, qui présentent leur doctorat sur la house, la techno américaine, française, européenne. Il y a une base de données qui est immense. Donc, je me suis servi de tout ça, en fait, pour essayer d'être le plus objectif possible, mais tout en passant ma propre subjectivité d'amoureux de la musique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment ce que j'essaie de retranscrire. Et a priori, Dieu merci encore une fois, c'est ce que les artistes ressentent lorsque je leur soumets leur chapitre consacré. Mais on est très contents, Mais tu sais quoi, Christophe? On a tous vécu des trucs de fou, tous les DJ. Et quand toi, tu t'intéresses à nous et que tu t'y connais, on est redevables envers toi, t'imagines même pas. Bah oui, on est tous pareils, hein. Tous les DJ depuis 40 ans, même plus, on a tous la même histoire. Donc, un mec qui fait un bouquin comme le tien et qui s'y connaît comme toi, on peut que apprécier, quoi. Bah, super. Merci encore. C'est super. Mais ouais, c'est toi qui es super. Florent demande si tu as des podcasts. Christophe. Ouais, j'en ai 4800. C'était pour Christophe. Ouais. D'ailleurs, je vous laisse, je vais écouter l'émission tranquille. Tu nous laisses, on va mettre un peu de son à Actarus. Bisous Actarus, merci. Bisous Actarus, merci. Ouais, bisous. Love. Bisous ciao. Mixe bien. Alors en fait, j'ai pas de podcast. En fait, j'ai un site qui s'appelle saintcritique.fr. Je vous laisse donner l'adresse. On l'a déjà mis. À qui de droit. Ouais. Voilà. En fait, dans ce site, vous allez retrouver une présentation de l'ouvrage. Vous allez retrouver la table des matières ainsi que des extraits de mon livre. Voilà. Ben moi, je pense qu'on pourrait mettre un peu de son. Ça ferait du bien. Alors, juste avant le son, je sais que c'est un truc qui se fait jamais. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, mon fils, il a 10 piges. Il est en Tunisie. Il me regarde. Il est fier. Donc, je lui fais un gros bisou. Et voilà. Je m'arrête là. On fait un bisou aussi. On fait un bisou au petit. Merci les mecs. Moi j'ai envie de mettre un petit son parce qu'on est dans oh là là. C'est beau ça. Allez, on va voir. Allez, les copains, on dit rien. Blind test comme on fait d'habitude. On en parle après. Ouais, vas-y, on est là. Ah non, tu veux mettre pas en pause musicale, tu veux le mettre comme ça, pas qu'on parle. Ouais, on peut le mettre. Ah. Bon, blind test alors. Alors, il va être compliqué le blind test ce soir. Alors, je me suis aperçu que Jérôme Pacman m'a répondu tout à l'heure. Ah. Mais à 18h, mais bon. Oh. Ouais, mais le problème c'est que là, c'était à 18h48. J'étais dans la piscine. Et là, j'ai fait toujours dispo, répond pas, donc voilà. Et le problème c'est que Messenger, on peut essayer de le contacter, mais remarque, on peut essayer. Je vais essayer. Ouais, Jérôme Pacman, je vais essayer vite fait. Moi, j'ai demandé à Schulz là, mais il répond pas. J'essaie de rajouter Jérôme à la conversation vite fait. Ah, Marco il dit des dédicaces, c'est très 90s après tout. Mais oui, des dédicaces. Ouais, c'est mon fiston, il a 10 piges. Voilà. Allez, on va dire un big up. C'est un papapou, j'en ai qu'un, c'est un fils unique. Donc je me suis permis, désolé. On va dire un big up, allez. Comme ça au moins on est plus moderne. C'est pour mon petit pépère. Il est fan, il suit. Il a lu mon site, il est fan de mon bouquin à 10 ans. Donc je ne peux qu'apprécier. Alors est-ce que sur le chat on trouve la réponse ou pas? Non, pour l'instant ça n'a pas trouvé hein. Ouais. Ah, coupure de son. Attention, coupure de son. Coupure de son, ah merde, faut intervenir. Coupure de son, ça commence. Allez, on passe là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre hein, que ça fait une coupure de son. Là, je peux vous dire, cher auditeur, que c'est du lourd, hein, ce que vous écoutez là. Titi qui a trouvé. Mais je sais, je sais pas si on a le son là. Je sais pas. Est-ce que le son est revenu? Le son est bon, les amis?
Là, c'est du très lourd. C'est bon. Ok. Allez, ben, je mets la réponse. Il a trouvé, Titi? Titi a trouvé. Ben, je vais mettre la réponse. Ah, alors. Bon, sur Facebook, c'est bon. Alors. C'est bon, tout marche. On entend bien. Ben, Salinas, c'est les copains. Bravo. C'est Titi Bravo, qui a trouvé. Titi. Guillaume la Tortue, n'est-ce pas, qui a fait un morceau Bravo. avec une atmosphère un peu unique, hein, on va dire. Hein. Ce morceau, c'est merveilleux. Il est envoûtant, ce morceau. C'est ça. C'est presque un morceau, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc un peu, je sais pas quoi dire, world music, tribal, un truc un peu hypnotique. Hein. Là, on met, en fait, avec Salinas, on met précisément le doigt sur la spécificité française. Voilà. Il y a en Allemagne, il y a eu la trance avec Arthouse et IQ. Chaque pays a ses labels de ouf. On était en retard, etc. À l'époque où c'est sorti, c'est passé quasiment inaperçu. Laurent Garnier, dans ses mix, dans ses CD mix et ses mix internationaux le passait. Et croyez-moi, ce morceau, il vaut vraiment le coup d'être écouté, d'être entendu et d'être compris. Vraiment. Ah, il y en a qui sont plus précis, c'est bien parce que moi c'est un peu mon point faible dans toutes ces sonorités, même si vous avez raison. Tribal progressive, c'est vrai que si on doit mettre une étiquette après, bon, c'est pas grave, hein, on est entre nous. On peut dire ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est histoire de mettre des étiquettes. Absolument. C'est pas... Mais il a raison. La personne, effectivement, c'est alors, je vais même être un peu plus pointilleux. C'est d'abord progressive et après tribal. Oui. Avant d'être d'être tribal. C'est le son un peu que j'aimais bien moi dans la progressive. Voilà. Alors c'est marrant, c'est ce que j'expliquais à Jérôme Pacman quand on l'a interviewé. On vous invite à regarder l'interview de Jérôme Pacman. C'est que moi, je l'ai expliqué 100 fois, j'étais un peu malheureux en France, surtout dans le sud, parce que j'aimais pas en rave le son. J'aimais pas la trance. La trance maintenant je dis. J'aimais pas trop la progressive et tous ces trucs là. Moi je voulais de la techno de Chicago, je voulais de l'acid, je voulais de la, tu vois, des trucs voilà. Et celui qui m'a réconcilié, je l'ai dit à Jérôme, c'est Jérôme Pacman avec son, je crois que c'était le deuxième sur Omnisonus, parce que j'ai adoré cette façon de faire de la progressive. Après j'ai écouté Guillaume la Tortue, je crois qu'il y avait Jérôme Le Castor aussi qui faisait des trucs comme ça. Et en fait c'est les Français. Olivier Le Castor, pardon, il est tard. Et c'est vrai que ils m'ont réconcilié les Français avec ce son que j'ai boudé au début, enfin vers 93-94. Alors pour la petite histoire, en fait, Guillaume s'est fait baptiser la Tortue puisqu'il était parti au Maroc, il avait ramené une tortue de voyage et Salvador Rousseau, encore une fois, le patron de BPM et Dr Beat sur FG, une encyclopédie de la house américaine, l'avait baptisé comme ça. Et ce mec-là, mine de rien, vous voyez, je pense que pour pas mal d'auditeurs, Guillaume la Tortue, ça sonne rien, ça n'exprime rien. Mais ce mec-là, mine de rien, il a influencé les premiers DJ parisiens, à savoir Jules, à savoir Pacman, Jérôme Pacman, et à savoir Bertrand. Pourquoi ? Parce qu'il mixait très lent, il transfigurait systématiquement les morceaux, il les ralentissait de ouf, il crée une dimension inédite, et ce mec-là, il a influencé la première génération aux côtés de Francesco Farfa, on en parlera peut-être plus tard, un Italien, qui était très présent au Mosinor, et il a influencé la première génération de DJ parisiens. Donc en fait, lorsque vous écoutez les premières compilations non, mais les premiers CD mix Fairway, que ça soit de El Gringo, Bertrand, Pacman, Jules, en fait, au travers de ces mix, vous entendez ce mec-là, Guillaume la Tortue. Il avait une boutique de disques, comme l'a dit à juste titre Actarus, qui s'appelait Salinas, avec sa femme. Salinas, c'est une plage de Ibiza, super connue, et il voulait retranscrire dans la boutique l'atmosphère estivale des plages d'Ibiza, notamment de la plage de Salinas. Et ces morceaux-là, bien qu'à cette époque-là, les Français, c'était des grosses merdes, il faut le dire, on était considérés comme des grosses merdes. Je ne sais pas si la plupart des auditeurs sont conscients, mais nous étions considérés
par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis, des grosses merdes. Et ces morceaux-là, ils ont fait leur petit chemin. Ils ont fait leur chemin et on a été respecté par ces morceaux-là. Et on verra peut-être plus tard. C'était en 93. C'est Laurent Garnier avec Wake Up qui va transformer l'essai grâce au talent de Ludovic Navarre. Et là, à partir de ce morceau-là que vous entendez actuellement, nous sommes sur la carte mondiale, sur l'échiquier mondial de la production. Il est bon ce Chris, il parle bien. Hein. Ouais. Alors, ce morceau, il est peut-être un peu, on peut le reprocher après coup d'être un peu trop studieux, mais il fait le taf. Et croyez-moi, il a été booké partout, et grâce à ça, la France avait une vue mondialement respectée. Voilà. C'est clair. Notre Laurent qui a commencé à jouer dans le monde entier, Absolument. qui est devenu une star internationale dès l'époque. Ah bah, le taulier. Ouais. Comme dirait Jeff Mills, le DJ des DJ. Voilà. Ouais. Dans le documentaire récemment sorti sur le Garnier, voilà. Wake Up, c'est vraiment l'année zéro de la production française. Bien qu'il y a eu des précédents, évidemment, mais Wake Up reste l'année zéro de la notoriété publique internationale. Alors, juste, je reviens un petit peu en arrière parce qu'on a les gens sur le live qui interviennent. Il y avait Seb Laurent qui avait effectivement dit que Farfa jouait le morceau de Guillaume la Tortue, pas de souci. Bien sûr. Et il y a, ça parle d'Olivier Planex aussi sur Twitch. Bien sûr. Un grand investigateur. On a prévu, bien sûr. voilà, d'inviter aussi quelqu'un qui on est en contact, qu'on respecte énormément, parce que tu en parlais au début, le pouvoir d'une compilation, quand on est un peu entre guillemets les bouseux à l'époque, hein, qu'est-ce qu'on avait? Il n'y avait pas internet, comment on faisait? C'est ça. Du coup, les compilations ont joué un très gros rôle, et Olivier Planex, les meilleurs compiles, c'est lui qui les a fait. Je veux dire, Techno Dance Party, Techno Rave. En fait, Planex, qu'est-ce qu'il faisait Planex, en fait, Olivier Planex, que je salue vraiment, il a été très redevable par rapport à la province. C'est-à-dire qu'effectivement, il venait en DAT. Alors, pour la petite histoire, on va casser un peu le mythe. 80% des mix n'étaient pas faits en rêve, comme c'était écrit à l'époque. C'était fait dans des studios, soit de Fairway, soit directement chez les DJ. Planex venait avec son DAT, il enregistrait. Donc, en fait, nous sommes redevables à Goldsmith, qui était le patron de Fairway à l'époque, et Planex, qui venait voir Pac-Man, El Gringo, Brainwasher, etc., pour enregistrer leur mix. Pas forcément donc en rêve, mais à domicile, chez eux, tranquillement, ou alors dans des studios. Et pour la petite anecdote, Planex oubliait constamment, monsieur était très tête en l'air, donc monsieur oubliait son DAT, qui valait à l'époque 5000, 6000 francs, l'oubliait n'importe où, voilà. Et à chaque fois, il devait se racheter des DAT parce qu'il oubliait systématiquement ses DAT parce qu'il était tête en l'air. Et grâce à eux, on a gravé sur CD les prémices, le début, les premiers jets, les esquisses, des mix, des premiers DJ, des pionniers parisiens. Donc effectivement, ça mérite d'être souligné parce que c'est très important dans l'histoire de la musique électronique. Et évidemment que je parle dans mon livre. C'est primordial. Ok, donc là, on a parlé de Sal Russo, Guillaume la Tortue, on a parlé aussi de Jérôme Pac-Man. Là, on parle de Laurent Garnier. Et justement, ça a été dit tout à l'heure, Mr. Paps a parlé d'Acid FL. Ben écoute. Alors, on va parler un petit peu, si tu veux bien. Il y a un chapitre qui est dédié à ce monsieur qui a la réputation d'être une tête de l'art, mais qui a une réputation d'être un génie aussi. Notre cher Ludovic Navarre. Ah oui, alors, c'est du lourd. Je vais juste introduire Ludovic Navarre. Moi, j'ai commencé. Alors, je suis en contact avec son ex-binôme de Subsystem qui s'appelle Guy Rabillet, voilà. Que j'ai contacté parce que j'étais absolument fan en fait de. Alors, très peu de gens savent que Ludovic Navarre, avant de faire du jazz électronique, faisait de la techno belge hyper bourrin, comme j'aime.
Il faisait de la techno belge ultra bourrin. Et pour moi, c'est pas du tout péjoratif puisque je trouvais ça fabuleux. J'aurais aimé qu'il fasse deux projets parallèles en fait. C'est-à-dire un côté jazzy et de l'autre côté rester fidèle à ce qu'il faisait parce que je trouve qu'il était aussi génial. Après, je te laisserai développer. Juste, je dis ça parce que c'est vrai que c'est-à-dire que les subsystèmes 1, 2 et 3, c'est de la techno belge, faite avec Guy Rabillet, sur des labels belges. À une époque, là je parle c'était 90-91, hein, donc c'était vraiment pionnier, quoi. Donc ça, faut le souligner. Après, je parle pas de Saint-Germain, je parle de Ludovic Navarre. Et surtout, il a signé pour moi un des meilleurs morceaux acides de tous les temps, qui est sorti sur Jack's Upbeat. Hexagone. Voilà, le projet Hexagone, absolument. Burning Trash Floor qui est vinyle orange, là, c'est du très très. T'imagines, toi? Est-ce que tu imagines un Français en 94 signé sur Jack's Upbeat, le label de DJ Saskia, la meuf, elle compilait que des DJ de Chicago, les plus grandes pointures, était un petit Français de Saint-Germain, de Chatou, qui signe sur le label. Et c'est elle, à sa demande pour l'histoire, c'est elle. Du lourd. C'est elle qui l'a demandé. C'est elle qui lui a demandé des tracks. Absolument. C'est en plus elle, quoi. Donc. Ah non, mais c'est du lourd. Miss Jax. Il faut que les auditeurs prennent conscience que là, on est sur du lourd. Là, on écoute Acid Eiffel, donc on va en parler parce que Acid Eiffel, ça mérite son histoire et son aparté. Mais Ludovic Navarre, en termes de pointure, c'est du lourd. Oui. C'est du lourd. C'est du lourd. Et c'est dommage qu'il ait cette réputation. Alors, je le connais pas, je me permettrai pas de dire qu'il a un sale caractère, mais c'est vrai que tous les gens, je connais personne qui m'a dit c'est un mec génial, il est cool et tout. Je connais que des gens qui m'ont dit c'est un mec, il est pas abordable, il a le melon, il est pas sympa. Bah bon, en même temps, c'est un génie, alors on peut pas lui en vouloir non plus, hein. Alors, le melon, je pense que c'est faux en fait. Parce que justement, dans mon livre, j'en parle. Donc, je vais pas tout donner, effectivement, ce soir. Mais il y aura des clés dans le livre, justement, à ce sujet. Mais ce que je peux vous donner comme indice, c'est que c'est un mec, à la base, c'est un sportif de haut niveau. D'accord. Quel sport? À la base, c'est planche à voile, natation. Donc, le mec, voilà, il est sportif de haut niveau. Et suite à un accident de mobilette, le mec, boum, il est au lit pendant 1 an. Voilà. Donc, imagine, t'es un gosse de 16 piges, de 16 ans, t'es immobilisé dans ton pieu et on te dit, le sport c'est fini. Le gars, en fait, ce que certains peuvent prendre comme le melon, c'est une humilité à 200, 300%. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est-à-dire que le mec, il a compris la vie, il a été frustré très tôt, et en fait, maintenant, voilà, il est taciturne, il est humble, il est très discret, mais sa musique parle d'elle-même. Et quand tu écoutes tous ses projets, que ce soit Ludovic Navarre, Deepside, Hexagone, Choice, Shuffle, etc. Dans sa musique, tu apprends tout. Tu apprends la sensibilité du mec. C'est un mec qui souffre, mais qui est profondément amoureux de la musique. Et ce mec-là, il réussit à transposer ses émotions, ses bads, dans la musique. Et à juste titre, bah voilà, effectivement, je confirme, c'est un génie. C'est un génie. C'est pas un mot en l'air. Il y a très peu de génie dans la musique. Il se compte sur le doigt de 10 mains, tu vois, au même titre qu'un Prince, un Elton John, tu vois, un Michael Jackson. Bah, Saint-Germain fait partie de ces mecs-là. Mais vraiment. Et pour la petite histoire, tous les premiers morceaux de F-Com étaient mixés et produits chez lui. Il faisait tout. C'est vrai, c'est bien parce que c'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement, comment dire, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on pourrait dire la musique parle d'elle-même, c'est vrai. Ou alors après des fois t'as aussi donc des ragots, des choses qui se disent. Après bon, on peut comprendre donc du coup les souffrances et tout, voilà. Mais c'est important aussi de le dire pour un peu réhabiliter, tu vois, parce que j'imagine qu'un mec comme tu vois Aphex Twin, si tu vas le voir, il va pas parler comme te parlerait, je sais pas, un exemple d'un gars qui parle facile, je sais pas moi. Bah en fait, faut partir du principe que ces mecs ils sont chez père.
Ils sont chez père. Mais pas dans le mauvais sens du terme, attention. Tu vois, pas chez père en termes de drogue, en termes d'alcool, etc. C'est des mecs qui vivent leur art à 100%. Donc, ils donnent tellement dans leur musique que quand tu leur parles, ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans leur musique, ils donnent tellement leur trip et leur cœur dans leur musique. Et crois-moi, quand tu écoutes toute la discographie de Ludovic Navarre et tous ses projets, quand tu écoutes ça, bah moi, en tant que auteur, journaliste, j'ai pas envie de lui poser des questions, puisque j'ai tout appris grâce à sa musique. Tu comprends? Donc, quand il y a un mec qui veut lui poser des questions à la con, bah le mec, tu sais, ouais, merci, vous êtes gentil, mais je comprends parfaitement ce qu'il ressent. Écoute ma musique. Mais comme ces gens-là, la plupart, à 80%, n'écoutent pas sa musique, ils vont poser des questions à la con. Et ça, on va retrouver ça avec les Daft Punk, tu vois. Et on va retrouver ça avec Jeff Mills. Les journalistes, ils posent des questions à Jeff Mills. Dès 94, dans Coda, ils se plaignaient que les journalistes, ils servaient à rien. C'est-à-dire que tu as des journalistes qui sont conscients de ce qu'ils font, du travail de l'artiste, et d'autres qui veulent juste du sensationnalisme. Tu sais à quoi tu fais penser à Albert Dupontel qui un jour était interviewé, elle est hyper cette anecdote en vidéo, que l'autre il parle de son film, il fait en fait vous n'avez pas regardé mon film. Vous l'avez vu le film? Ah non, non. Vu, non. Et là le gars fait bon ben je m'en vais. Et là t'as le présentateur qui est là comme un con et. Mais il dit écoutez. Mais je suis fan. Et tu te rappelles et il se lève, il se barre. Voilà. Mais il se barre pas, il explique quand même, il dit quand vous ferez votre travail, voilà, moi je me suis fait chier à faire mon boulot, vous faites le vôtre. Mais Dupontel, je suis fan. C'est intéressant là ce qu'on dit parce qu'en fait c'est pour ça aussi que ton approche et la nôtre elle est super parce qu'elle est complémentaire. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque part une amitié qui va naître en plus de notre passion commune parce que globalement avec les artistes, si tu veux, on a une approche qui est un peu atypique parce que comme la tienne, c'est-à-dire que c'est une vraie approche. C'est pas comme tu dis, comment dire, c'est pas le mec à la mode. Si, le mec à la mode, bien sûr qu'on va lui poser des questions, ça nous intéresse. Mais on veut demander, si tu veux, c'est aussi intéressant. Et je pense que t'es tout à fait comme nous. C'est ce que je dis souvent à Benja, c'est que ce soit un mec super connu, très commercial, un mec super connu, pas commercial, un mec pas connu du tout, commercial, et un mec pas connu du tout, pas commercial. En fait, on veut leur parler d'égal à égal. Et c'est pour ça que je disais que si un jour on désespère pas d'avoir David Guetta ou des trucs, ou même d'interviewer des mecs des Spiral Tribe, tu vois, des SP23, des comme ça. Pour nous tout ça, c'est un même truc en fait. Il y a, tu vois, les Needy ou même Martin Solveig, on s'en fout en fait. Tu vois, les opposés, grand écart facial, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est nous on veut s'adresser aux passionnés, à l'œil qui brille. Hein. C'est-à-dire, à un moment, il y en a tous, même ceux qui sont pris avec des agents qui leur mangent le cerveau, on en a parlé aussi. Il y a forcément un moment où l'œil brille. Et tu vois, c'est un exemple, je vais te donner un exemple, on a fait une interview backstage de Popov. Popov, il aime pas les interviews, hein, c'était pas gagné. Et on commence, en fait, si tu veux, et d'entrée, moi j'ai pas commencé. Oui, alors tu as trahi les hérétiques, tu fais de la techno minimale, tu es numéro 1. J'ai commencé à lui dire bon, Popov il écoutait quoi en 93? Et là il commence à me dire ouais, tu sais, un groupe fusion à de Ice-T. Je dis ouais, Body Count. Et là il ouvre les yeux. Et je dis ouais, et là on commence à parler fusion métal. Et là le mec il s'est détendu complètement. Et c'était fini, c'était gagné, tu vois, parce que c'est en fait on est d'égal à égal, on est entre passionnés. Et nous ce qui compte, et je pense que tu as la même approche, c'est de parler aux passionnés. C'est pas de parler en fait pour faire voilà. Et c'est pour ça que des fois on aimerait bien que certaines personnes nous ouvrent leur truc. On n'est pas là pour exercer des figures de style journalistiques qui ne servent à rien, qui sont stériles. On est là pour parler du cœur, de la musique, parce que la musique c'est quoi? C'est les émotions, c'est le cœur qui donne toutes ses tripes. Et quand tu as affaire à un artiste qui donne toutes ses tripes, forcément, tu ne peux pas te permettre de parler de façon, à l'arrache, tu vois. Je suis tout à fait d'accord. En surface. Et souvent, tu te dois de parler de sa passion, de comprendre l'artiste, et dès lors que tu comprends l'artiste et que tu lui parles dans le sens du cœur des émotions que lui-même est à même de retranscrire dans sa musique, la connexion elle est établie.
C'est comme une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. C'est le même principe. Tout à fait. Et Tu c'est vois. vrai que nous, quand on a, si tu veux, même si l'idée, on l'a depuis très longtemps, depuis 25 ans, en fait, si tu veux, on a eu tel ras-le-bol de voir le format interview dans la musique électronique, après dans le sport, dans des pays étrangers, même dans la musique électronique dans des pays étrangers, ou dans des tas, il n'y a pas de problème, il y a des formats, il y a tous les formats, etc. Mais j'avais l'impression qu'on était dans un truc, c'est superficiel, court et fun, tu vois, donc tout ce qu'on déteste en fait, pour moi il n'y a rien de fun, c'est tu donnes tes tripes, donc il n'y a rien de fun, tu vois, et superficiel, bon ben moi je m'en fous, et j'ai failli dire un gros mot, tu vois, superficiel non, puisque c'est pas superficiel la musique, et court, pourquoi court, putain, et pourquoi, c'est quoi ce format, tu sais, à un moment, je me rappelle au début, il y en a un qui, alors c'est arrivé qu'une fois, commencer, et il y a un gars qui dit, mais pourquoi on vous voit? Et pourquoi, en fait, lui, le gars, à force de voir Combini, il dit, on voit l'intervieweur. En fait, ce qu'il voulait, c'était pas nous voir, pas nous entendre, qu'il y ait la question écrite et que ça dure 3 minutes. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est le genre de réaction qui n'est plus jamais arrivé. Et je sais pas si tu as remarqué, mais depuis le Covid, les interviews se sont toutes rallongées. Même chez Combini, tu as des interviews d'une demi-heure. Et ça, j'ai dit à Benja, j'ai dit ça, j'ai eu l'intuition quand le Covid, j'ai dit on attaque tout de suite. Alors c'est rigolo parce que Joachim Garraud a eu la même initiative. On a démarré avec Joachim Garraud le même jour. Absolument. De mars 2020. On a fait le même. Alors, on ne se connaissait pas, on a eu la même idée en même temps. On a fait la même chose le même jour. Et la connexion. Voilà, la connexion. Je pense qu'avec lui aussi, on aurait beaucoup de choses en commun. Bien sûr. Et c'était pour ça, c'était pour dire. Alors, on a un invité de marque là sur live, je voulais quand même le dire. On a Brainwasher, Laurent Brainwasher qui est avec nous. Oh la vache. Donc, Laurent Meilleur. Alors Laurent Meilleur, pour la petite info, malheureusement son festival n'a pas pu se faire. Merde. D'ailleurs, il nous avait proposé de mixer. On était trop juste, on avait été trop à la bourre pour. C'était notre faute. Et du coup, ça s'est pas fait. On espère que ça se refera. Donc, Laurent Brainwasher, on a prévu l'interview, c'est prévu. On aura énormément de choses à raconter. On est très content d'être en contact avec lui en off. On le respecte beaucoup. C'est très très intéressant, très instructif. Il est très actif. Donc un gros bisou à toi Laurent. Et il disait à propos de Ludovic Navarre, Ludovic a eu envie de faire de la musique la première fois quand il est venu chez moi sur le Subsystem. Le cri, c'est celui de mon ex de l'époque. Il a fait il a mixé au boy, absolument. Ouais. J'ai beaucoup de choses à raconter sur lui. Écoute Laurent. Moi ce que j'aimerais ajouter, parce qu'en fait on vient d'écouter un titre comme ça, vite fait, mais il faut comprendre en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Garnier, donc Laurent Garnier et Chaz est en train de produire de la musique, en l'occurrence chez Chaz, c'est dur à dire, mais ça passait pas. Donc ils se disent on va aller chez Ludovic. Chez lui c'est plus grand, il habite à Chatou, on va prendre l'air. Ils y vont. Et en fait, si des musiciens nous écoutent, ils vont comprendre que parfois, tout se fait. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, on allume les machines et tout se fait automatiquement. Et donc, Acid Eiffel, qu'on vient d'écouter, nous avions Chaz au synthé pour la partie nappe et mélodique. Nous avions Garnier pour la partie 303, donc TB 303 pour l'acide. Et nous avions Ludovic Navarre pour la rythmique et pour l'orchestration générale. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'est Navarre qui dirigeait l'ensemble, parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, il maîtrisait son sujet. Et d'un coup, ils improvisent Acid Eiffel. C'est une improvisation, c'est un bœuf. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce morceau, il a été joué par Garnier en 98 aux Victoires des musiques. Aux Victoires de la musique, en février 98. On en parle dans son interview de tout ça. Devant Drucker, devant Étienne Dao, devant Florent Pagny. Et ce morceau, il a été créé comme ça, à l'instinct. C'est-à-dire, il n'y a pas de programmation à la base, ça a été fait comme ça. Et à la fin, et Laurent Garnier le répète souvent dans ses interviews, à la fin du bœuf, Chaz pleurait. Parce qu'il faut savoir que Chaz, et si on a l'occasion de mettre un de ses morceaux, Chaz est un très grand émotif et sa musique transpire l'émotion
et la sincérité. Eh ben, Donc, Chaz, on peut mettre. Et donc là, le morceau, il est passé comme ça, mais il faut que les auditeurs comprennent que ce morceau a été non seulement signé sur Fragile, le label de Derrick May. Oui. Voilà, parce que le lendemain d'Acid Eiffel, Garnier le joue à Wake Up. D'accord? Et il y avait Derrick May. Et Derrick May lui fait, et il en parle dans son autobiographie, Electrochoc, il lui fait, putain, c'est terrible ce morceau. Et Garnier lui fait, ouais, on a fait ça pour le fun. Et Derrick May de répondre, ah non, on fait pas de la musique pour le fun. Je crois qu'il en parle, Laurent, dans l'interview. On en parle de ça. Et si on a l'occasion de parler de String of Life, vous verrez pourquoi on parle pas de musique à la légère. Et en fait, il a signé sur Fragile. Donc, Acid Eiffel se retrouve un morceau français, fait par des Français, un bœuf à l'arrache à Chatou, se retrouve signé sur un label de Détroit. Accessoirement, bon, je veux dire, comme carte de visite, il y a pire, quoi. C'est clair. Voilà. Donc là, on écoute Chaz, Leave Me. Voilà. Enfin, ce mec-là, vous écoutez sa discographie, c'est que de l'émotion, c'est que de l'émotivité. Enfin, voilà. Là, on est en 94. C'est de la house typiquement new-yorkaise. Certes, il y a du mimétisme parce que c'est normal. Il n'y a aucun artiste qui n'a pas copié pour se lancer. Chaz a copié et après il s'est émancipé. Il a créé ce qu'il a créé. C'est-à-dire qu'il a signé, il a fait des clips. Voilà. Petite anecdote sur Acid Eiffel quand on a reçu Laurent Garnier l'émission. Il a expliqué aussi en 98 quand il a joué avec Drucker l'enfer que ça a été. Hein. Je vous invite à regarder l'émission de Laurent Garnier. On va pas en parler là, mais regardez l'émission de Laurent Garnier. C'est expliqué. Il explique l'enfer que ça a été cette journée. Voilà, parce qu'on voit tous le truc. C'est quand même fou. On lui a remis. Mais il explique comment ça s'est déroulé et ça a été l'enfer. Voilà, je tease un petit peu, mais l'interview est sur notre YouTube et je sais qu'il y en a qui sont abonnés sur Twitch et je vous remercie. Ouais. J'espère que ça s'appelait, comment c'était sur Twitch. Et pour les amateurs de jazz, sur YouTube, voilà ce que je voulais dire. Pour les amateurs de jazz, en fait, aux percussions, il y avait le fils de Sidney Beckett. Ah oui. Voilà, accessoirement. Oui, parce qu'il vivait en France, Sidney Beckett, je crois. Voilà, absolument, il vivait en France. Donc voilà, les amateurs, les jazzeux comprendront. Voilà, on va pas développer. Chaz, c'était prévu qu'il intervienne ce soir, mais il était occupé. Absolument. Mais bon, pareil, lui aussi, on lui donnera la parole, même s'il est très timide. Je pense qu'il comprendra la démarche. Il va voir l'interview, il verra qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. C'est comme un certain Kiko. Non. On va bien. Il sera très réceptif à ce qu'on a dit sur lui parce que voilà, il le sait parce que je lui ai soumis son chapitre et il était vraiment très reconnaissant et je lui ai dit non, c'est moi qui te suis reconnaissant de m'avoir fait écouter ta musique, voilà. Après Chaz, Leave Me, comme on parle du trio, j'ai bien envie de mettre ça. Vas-y. Ah, c'est beau ça. Qu'est-ce que je l'ai joué? Mais qu'est-ce que je l'ai joué? Mais qu'est-ce que je l'ai joué? 95. On peut en parler 2 minutes ou bien sûr, parce que du coup, comme ça, on parlait du trio. Voilà, comme ça, c'est. Là, c'est la transition en fait. Ouais. C'est la transition de Navarre, donc alias Saint-Germain. C'est la transition vers les chemins du jazz et du blues. Et après, excusez-moi du peu, il a vendu 250 000 exemplaires du premier album et au-delà de 500 000 pour le deuxième. Voilà. Alors, donc ça, c'est la charnière. C'est la charnière. Petite anecdote. Hier, tiens Jean, je t'en ai pas parlé. Et mon fils, alors moi qui veux tout faire pour que mon fils qui a 14 ans regarde des classiques comme Terminator et autres. Bon, je vais y arriver. C'est lui, on a fait l'inverse cette fois-ci. C'est lui qui me dit, papa, faut que tu regardes Whiplash. Je dis ouais, ça parle de quoi? Ça parle de musique. Ouais, papa, faut que tu regardes ce film. Et du coup, il me dit s'il faut, je le re-regarde avec toi. Et hier, je me suis regardé avec Clément, donc mon fils, Whiplash. Tu l'as vu, Christophe? Le film Whiplash ou pas? Bien sûr. Et ce film est extraordinaire. Ça parle, le pitch vous regarderez, c'est un bassiste dans le jazz, dans la plus grande école aux États-Unis de musique, avec des méthodes un peu controversées du prof, et il parle à un moment donné des labels de jazz, dont Blue Note. Et je dis à mon fils, écoute, Saint-Germain, un DJ français, et un des rares musiciens de musique électronique, surtout à l'époque, à avoir signé sur le plus gros label
jazz au monde, on peut le dire. Label, Et je pense que pour Saint-Germain, si un jour on arrive à l'interviewer, la consécration que ça a dû être. C'est-à-dire que le gars, t'imagines, quand on parle au début, quand tu disais son caractère et tout ça, mais le gars, c'est une histoire. Moi, je veux entendre sa version. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a contacté? Et le jour où t'as signé là ton contrat avec marqué Blue Note en haut à gauche ou à droite, ça devait être quelque chose quand même. Dans les archives, ce qui est intéressant, j'invite. Après, c'est vrai qu'il faut avoir des archives. Peut-être qu'on le fera nous. Attends, je vais le strike. Alors, j'enlève le morceau de Facebook. Désolé pour les Facebook, parce on va se faire striker, c'est sûr, si on le laisse trop longtemps. Peut-être qu'on le fera nous-mêmes, parce que je pense que si on attend que ça se fasse, c'est toujours pareil. Il y avait un magazine qui était vraiment génial pour les archives, c'est pour ceux qui aiment l'histoire, c'est Coda. Parce que Coda, moi j'ai fait de la dance, Outsoon, Coda et le début de Trax. Mais j'ai taffé pour Outsoon aussi. Voilà, mais par contre c'est vrai que c'est vrai que Coda pour moi c'est mon chouchou parce que j'ai le premier déjà Coda et le premier Coda je l'ai acheté à l'époque, je te dis pas je pense que dans mon département je pense qu'on devait être 2 ou 3 peut-être. Allez, je vais pas dire j'étais seul, je vais dire qu'on était 3. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait tous les pionniers dont tu as parlé au début qui étaient là avec un petit portrait, Yayo, El Gringo, Schulz, Pac-Man, Bertrand, Armand, Yoka, Pac-Man, Manuel Malin, Eric Rugg. D'ailleurs, on n'en a pas parlé d'Eric Rugg. Ah, Manuel Malin n'était pas encore là. Pas Manuel Malin. Bon, j'ai un petit trou de mémoire, c'est un peu tard aussi. Pas de soucis, ça arrive à tout le monde. Et donc, c'était effectivement, on était vraiment dans les pionniers. Donc tout ce que je voulais dire, c'est que Coda, des fois, il y a des archives, c'est très intéressant. Et peut-être qu'on les partagera, en tout cas, on s'en servira comme j'avais fait avec Jérôme Pacman. Je m'étais servi des archives Coda, puisque lui-même avait une chronique sur le matos et j'en avais parlé. Ouais. Et en fait, j'ai gardé tous mes vieux Coda. Je me suis séparé de ceux qui étaient après 97, parce que bon, pour moi, l'âge d'or, c'est 93-97 et en fait je les ai même donnés, je les ai pas vendus, j'ai fait une annonce, j'ai un mec j'ai dit tu payes les frais de port et je te les envoie. Et il y avait des interviews et notamment des interviews de Ludovic Navarre qui étaient très intéressantes, des gars qu'on n'a pas d'interview d'eux, des Def Clark, des mecs qui parlent jamais, tu sais. Ouais. Ou Daft Punk 94, une interview Daft Punk qui était inconnue et c'est très intéressant. Et le premier, absolument. Ouais. Ils étaient là en mode, tu vois. J'en parle dans mon livre, effectivement. Ouais. Donc Coda, très très gros big up, on va dire, parce que c'est moi Coda. J'ai même fois je retrouve celui. Il m'avait publié dans le journal des lecteurs. J'avais fait un petit truc. Il m'avait publié. C'était ma petite fierté de l'époque. Ils avaient choisi mon petit machin. Tu sais, t'avais le courrier des lecteurs. Tu sais, ils en publiaient. Il m'avait publié, carrément. Il m'avait publié mon truc. J'étais comme un fou. Et j'en loupais pas. Je crois qu'il me manque un. Je crois qu'il me manque le 3. Je sais pas pourquoi, j'ai pas le 3. J'ai du 1 jusqu'à 97, mais j'ai pas le 3. Je sais pas écoutez, annonce aux électeurs. Si quelqu'un a le 3. Pas forcément me le donner, mais. Non, mais le scanner, l'archiver et l'envoyer. Le scanner. Photo aujourd'hui, c'est tac, l'iPhone avec les logiciels qui vont bien. Et voilà. C'est comme les deux la dance. Il y a, par exemple, quand on va interviewer tout ce qui est Olivier Planex, Jean-Yves Leloup, les ultra pionniers ou même Manu Casana, tout ça. Les deux la dance, c'était vraiment quand même quelque chose de. Parce que là, on est vraiment à 88, 9, 10. Ah oui. Voilà. On est carrément. Bon, pardon, et moi, je vais continuer. Parce que dans les morceaux que tu as sélectionnés là pour ton livre et autres, l'idéal serait effectivement d'arriver aux années 99. Ah bah attends, écoute, ça serait merveilleux. Écoute, attends, on peut finir l'émission, Je te rappelle que le slogan, c'est on sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça finit. C'est toi qui décides. Il y en a un autre, on n'est pas 99, on va être en 98. Parce que ce morceau, ce vinyle, bon. Putain, t'as fait un bond dans l'histoire. Ouais, non, mais c'est vrai. Alabama Blues. Donc, c'est 3 ans plus tard. Alabama Blues, donc du coup, bien sûr, je l'ai joué 10 000 fois, mais il y a un autre vinyle qui coûte assez cher sur Discog et que c'est celui-là. Ça, je l'ai joué
DJ Et Deep joué, il est le disque sur Bass Nautic Records. Ah il est oui, un joué et classique. joué et rejoué. D'ailleurs, Jean, je pense que quand t'as téléchargé la pochette, t'as dû dire ça me parle, ce vinyle, cette pochette. Ah là là. Parce que je l'ai joué. Alors pour info, 150 000 c'est fois. sous le pseudo The Deep et non pas DJ Deep. Mais, Absolument. mais faut savoir que DJ Deep, à l'époque, c'était Deep, DJ Deep, The Deep, mais bon, ça a toujours été lui. Ça a toujours varié les pseudos. Même à l'époque, ça dépendait le label, ça dépendait. Et c'est vrai que, mais bon, c'est Deep, The Deep, DJ Deep. Bah, le c'est la mec, même en personne. fait, avec ce titre, il arrive juste à concilier le New Jersey et New York dans un minimalisme qui frôle la perfection. Donc voilà. Donc on peut que reconnaître le talent de DJ Deep dans ce morceau. Si on prend, quand je dis que j'ai enregistré beaucoup de soirées à l'époque, alors moins au tout début, j'en ai enregistré quelques-unes, vous pouvez être sûr que dans mon set. Faut savoir qu'en Deep House, Christophe, dans le sud de la France, il n'y avait pas beaucoup de DJ qui j'ai de la Deep, sans vouloir me vanter. Je confirme. Donc moi en 97, quand j'ai commencé à mixer, c'était 96. Dès 97, je me suis intéressé à la Deep House. Alors j'étais dans la house, pas commerciale, mais dans le clubbing avec le New York Club à Pesnas, grâce à Sébastien qui m'a donné l'envie de mixer. Hein. Donc Sébastien, je sais pas si tu connais de nom, Sébastien c'était le DJ du club, le New York Club à Pesnas. D'accord. Qui était, si tu veux, l'équivalent de l'enfer, mais dans le sud de la France, à la même période. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, je vois. J'ai revu, et d'ailleurs, effectivement, parce que l'autre fois, je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai que j'ai revu tous les flyers, parce que je me suis, tu sais, en faisant ton émission, je me replonge dans mes archives, et j'ai revu les flyers du New York qu'on avait récupérés grâce à la soirée Sébastien, et en fait, il avait fait des soirées, il a invité du très lourd, et dans une époque et dans une région où il n'y avait pas de lourd, hein. Je veux dire, à part des raves, il n'y avait rien du tout, hein. Ouais. Et on a, voilà, Sébastien, big up, parce que il avait fait venir des trucs, des noms que tu fais. On en parle dans son interview, surtout que son interview, c'est le seul qui a été interviewé en 2 jours, tellement que ça a été, parce qu'après il a fait un mix, ça a été. Ouais, on a dû le faire en c'était pendant 2 le fois. Covid, on a dû le faire en 2 fois. On a invité JC de la Nitro aussi sur la deuxième, c'était assez sympa. Je vous invite. Alors ça, c'est pas encore en replay, mais on va s'en occuper là. On va s'en occuper. En plus, il y a un mix derrière de lui. Et aussi, c'est la première Borealis. Faut savoir qu'elle était sur le parking du New York Club. Et Sébastien a mis pendant le Covid, a mis des enregistrements de l'époque de la première Borealis sur son Miss Cloud. Vidéo. Et non, une vidéo, c'est une petite vidéo. Mais après, c'est l'enregistrement audio où il a mis tous les sets, au moins une partie des sets qu'il avait enregistrés sur des magnétoscopes à l'époque. On enregistrait sur des magnétoscopes VHS en stéréo et ça marchait très bien. On mettait une cassette de 4 heures. À l'époque, le DAT n'existait pas. Ou alors très peu en 91, c'était rare. Et voilà. Donc bref, je veux dire, allez sur le Miss Cloud de Sébastien, vous le trouverez facilement. Et il y a des archives de l'époque grâce au Covid où il a pu. Jean-Brice, je crois que tu avais lu une anecdote intéressante. Vas-y, fais-nous partager sur le chat. Non, il y a il y a Actarus qui dit rends le vinyle Benjamin de DJ Deep Dom Dom Jump sur BNO que t'as volé à Laurent Garnier. Il est rouge le Scud. Ouais, putain, quelle mémoire il a, Actarus. Effectivement, c'est le rouge que j'ai 2 fois. Que j'ai pas vraiment volé, en fait, je l'ai pas fait exprès. Alors, je vous répète l'histoire. Alors, l'histoire, vous l'aurez dans l'interview de Laurent Garnier. Oui, allez dans l'histoire. Allez voir l'interview de Laurent Garnier. J'y vais très vite. Si tu veux, j'ai gagné un concours de DJ avec la Fnac, organisé par la Fnac et une boîte de nuit qui s'appelait la Dune à Montpellier. J'avais gagné un concours de DJ en jouant de la Deep d'ailleurs, un truc de fou. Enfin bon, bref, vous regarderez l'histoire. Je devais jouer à la base avec Derrick Carter. Les Américains sont ce qu'ils sont. Derrick Carter, il n'est pas venu. Mais il a prévenu. Voilà, en gros, il vient pas. Il plante, ok. Puis le patron de la Dune, qui me disait, Monsieur Perez à l'époque, il me disait, je l'avais appelé, vous inquiétez pas, vous avez gagné le concours, vous avez joué avec quelqu'un. Je dis, il y a qui? Alors il me cite des noms, puis d'un coup, il me dit Laurent Garnier. J'ai fait comme ça, moi, c'est juste mon papa, quoi. Mais sans plus, tu vois, je raccroche. J'ai pas de nouvelles et un jour je rappelle et j'ai dit alors on me fait mais on nous a pas gagné. Ah oui, vous ferez le warm-up première partie de Laurent Garnier avec Gilles Le Gamin. Ah ouais, alors j'étais pas sur le fly parce que le fly a déjà été Actarus qui aimait bien. Malheureusement sur ce fly j'y suis pas. Mais n'empêche que j'ai joué à cette soirée et j'ai mixé le fameux disque par l'Actarus, le rouge. Donc qui est une tuerie. Je joue ce vinyle. Et d'un seul coup, si tu veux, je vois le vinyle posé sur une enceinte. Je dis merde, putain, quand même, faut pas que je l'oublie. Je le prends et je le mets. Sauf que ce vinyle, il était à Laurent Garnier. Donc du coup, sans faire exprès, j'ai volé un disque à Laurent Garnier que j'ai endoublé là et que j'ai promis que quand il viendrait au studio, je lui rendrai.
Voilà. Là, il y a Titi qui dit kleptomane le Ben. J'ai dit attention, il a avoué, donc faute avouée, à moitié pardonnée par Laurent Garnier. Et surtout que je ne l'ai pas fait exprès. Comme j'explique, je pensais que c'était le mien parce que je l'ai mixé 10 minutes avant. Donc moi, quand tu mixes, t'es là, tu poses tes trucs. J'ai rangé le mien dans le bac. Mais le fait de voir ce disque posé sur l'enceinte à côté, sur le retour, je me dis, mais j'ai oublié de le ranger. Donc c'est pas un vol. C'est bon, Béja, c'est bon. Voilà, de te justifier. ça a été involontaire. Trop. Voilà. Bon, sachant que s'il le récupère pas, je le revendrai plus tard cher sur eBay. Voilà. Bon. Voilà, reprenons le cours de cette émission. C'était pour parler de DJ Deep qu'on voulait interviewer, mais c'était compliqué. Mais tu fais bien. Ouais. Tu fais bien. On attendra un petit peu. Je demandais à Brainwasher s'il voulait intervenir, mais pas ce soir. On le fera tranquillement. On fera son interview tout simplement. Mais merci d'être passé en tout cas. Nickel. C'est sympa, Laurent. Ah oui. Vraiment. On était sur DJ Vraiment. Deep et après on a parlé d'Eric Rugg justement. Je sais qu'il n'y a pas un rapport. Enfin, si tu veux mettre des extraits encore, tant qu'on y est, on y va. Hein. Justement, Eric Rugg, j'aurais aimé que tu m'en parles un peu parce qu'effectivement, je sais que c'était un des gars qui était assez influencé par le son un petit peu belge par rapport au son américain. En fait, Eric Rugg, si tu préfères, lorsque Garnier revient de Manchester, Eric Rugg mixait rock à la Loco. Donc la Locomotive, une discothèque parisienne du côté de Pigalle, du Moulin Rouge. Donc connivence, amitié, ils décident de monter les soirées H30. Et comme le public de la Loco était assez difficile, parce que c'était un public rock, donc Garnier et Rugg faisaient le nécessaire pour passer du Blue Monday, des trucs du Dépêche Mode, enfin tu vois, des trucs Manchester, indie rock, pour faire plaisir. Et une fois que les mecs ils étaient complètement déglingués sur le dance floor, ils se permettaient de mettre de la house. Et Eric Rugg, donc c'est un DJ qui était là à Paris avant Garnier, donc le mec déjà en 90 voire 89, même avant 88, pardon, il gagnait déjà très bien sa vie en tant que DJ. Il a commencé à produire de la house et donc aux alentours de 93, 94, le mec il signe sur un label IBIAS, un label hautement underground, un équivalent de Newphonic pour l'Angleterre, un équivalent de Rotax plus tard pour la France, enfin, vraiment un label hyper underground house, et donc il signe sur IBIAS. Et il nous offre vraiment, si vous écoutez, des productions vraiment mélodiques, maîtrisées, avec un mix et des arrangements vraiment sophistiqués pour l'époque. Vraiment pour l'époque, c'est très intéressant. Et donc Eric Rugg, il a continué pendant 30 ans, très grande carrière. Il fait partie effectivement des figures historiques, de la scène française, évidemment. On ne peut pas citer la scène électro, plutôt house, plus spécifiquement house, sans mentionner Eric Rugg, évidemment. Il faut écouter sa discographie pour s'en convaincre, c'est sûr. Ok. Alors j'avais ce soir on avait prévu d'avoir DJ Bertrand avec nous, mais le problème c'est que son fils a eu un petit accident, rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est un accident de vélo, les enfants ça arrive. Moi ma fille c'est arrivé il y a pas longtemps, bon ils se remettent assez vite, c'est pas très grave, mais le problème c'est qu'il était aux urgences, c'est un peu bousillé la soirée, donc Bertrand devait être là. Du coup il est pas là, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de Bertrand parce que lui aussi a eu sa part de... Et t'en parles dans le bouquin. Dans le bouquin, oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, il a un chapitre effectivement dédié dans le livre. Pourquoi ? Parce que Bertrand fait partie de cette première génération de vendeurs de disques au sein de BPM, donc la boutique dirigée par Sal Rousseau, aux côtés de BNO et de El Gringo. Donc il n'y a pas un Parisien amateur de house, de techno, voire de hardcore, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est Bertrand qui a un peu forcé la main à Sal Rousseau d'investir, ou en tout cas de positionner des bacs hardcore au sein de BPM, puisqu'il était très copain avec Rubik, aujourd'hui décédé, paix à son âme. Coupure de son sur Twitch. Pardon. Je remets. Pardon. Pas de souci. Vite. Je change de truc. Là, j'ai plus beaucoup de marge. Vas-y, normalement, ça devrait être bon.
Vous nous dites, les amis, si ça, voilà. Merci d'avoir été J'ai la réactif. solution, mais merci d'être actif. Merci d'être réactif, de nous dire. Voilà, comme ça au moins ça évite des coupures. Après, on peut recoller et ça sera pas compliqué pour les replays, pour les gens qui vont se régaler en replay, et ça sera pas très grave. Je continue à faire. C'est bon, c'est revenu. Ah ouais, je sais. Ok, pardon. Et pas de souci, c'est les aléas de la technique. Et donc Bertrand était, pour la petite histoire, était très, c'est un pote d'enfance avec Jérôme Pacman, alias de son vrai nom Jérôme Elia. Donc ils étaient potes d'enfance, et donc Jérôme lui dit un beau jour, j'ai découvert un son de malade, mais il faut savoir qu'à l'époque Bertrand, lui, il écoutait plutôt du ska, du rock alternatif. Il allait à la Mutualité. La Mutualité, en fait, c'est une salle dans Paris qui était dédiée vraiment au rock alternatif. Donc c'était aussi bien du punk que Rita Mitsuko, que la Mano Negra, les Négresses Vertes. À l'époque, ils n'étaient pas connus, ces mecs-là. Maintenant, ils vendent des millions d'albums, mais à l'époque, c'était très alternatif, tout à fait. Absolument. Et donc, c'est grâce un peu à Pacman que Bertrand découvre la musique. Il était barman à la péniche d'Elo. La péniche d'Elo, pour la petite histoire, c'est une péniche qui était investie régulièrement par Serge Yayo, des Transbody Express, qui ferait plus tard les beaux jours de la trance à Paris. On y reviendra peut-être plus tard. Et donc, il était barman. Et donc, de barman, on lui dit, tiens, ça te dit, le DJ, il est pas là, ça dit de passer des disques. Il prend les disques, il assure, et ça marche. Donc, à partir de là, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc, on en arrive à l'aventure BPM, telle que je vous l'ai raconté il y a 2 minutes. Il fait son aventure BPM. Et ce que j'aime, au travers de son parcours, c'est qu'il a fait toutes les teufs, très discret, le mec, très humble, très discret. Mais sur chaque flyer, il était présent. Vraiment, un vrai pionnier. Et ce que j'adore en tant qu'auteur, c'est qu'en 98, on le retrouve place de Vincennes pour la Technoparade, la première du nom, en 98, à mixer aux côtés de Manu de Malin, Laurent Garnier. Et je trouvais ça, pour les organisateurs, je trouvais ça vraiment très, très beau. Parce que ce mec-là, encore une fois, très humble, il a fait toutes les teufs, et il se retrouve à mixer place de Vincennes en 98. Donc, c'est tout à son honneur. Et au vu de ton parcours, c'est ça. Je lui ai dédié 5 pages A4. Donc, ça veut dire 10 pages format livre. Voilà. C'est cool, ça. Donc, parce qu'il vient de très loin. À la base, voilà, comme je vous disais, rock alterno, Quepon. Le gars, il était vraiment dans un délire assez politique, c'est-à-dire, on parle des années 80, donc c'est Touche pas mon pote, l'association contre le racisme. Donc il était très, très connoté politique, association, etc., tissu associatif. Et puis on le retrouve en 98, voilà. Et puis après, il a quand même signé un single, enfin un maxi, pardon, sur Sarel Records. Il faut quand même le souligner. Et puis après, les aléas de la vie étant, progressivement, il a déménagé à Bordeaux. Il faisait encore des soirées à Bordeaux. Et puis après, un beau jour de 2002-2005, il a décidé d'abandonner pour se consacrer à sa famille. Et puis il a son taf. Et puis là, il est très heureux, quoi. Sur le réseau, on peut voir des photos. Il est très bien, quoi. Mais voilà, ça fait partie des pionniers, donc en tout cas des humbles qui sont là, qui ont fait quand même des belles choses, en tout cas en termes de soirée, et qui ont signé aussi 2-3 disques. Alors voilà, il n'a pas une discographie impressionnante, mais malgré tout, il a quand même signé un maxi qui vaut la peine d'être écouté, quoi. Voilà. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est une époque où en fait la techno était quelque chose de complètement, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de scène. C'était le début. Ça balbutiait. C'était vraiment quelque chose. Voilà. Et donc tous ces gens qui étaient les premiers en fait à être sur la scène, je pense que c'est important de leur rendre hommage parce que c'est vrai qu'il y en a qui, voilà, il y a rien de mal à avoir commencé à écouter de la techno avec Daft Punk, tu vois. Tant mieux. Il y a ils ont servi. Il y a eu des légions. Voilà, il y a eu des légions de gens qui au début.
Au début, moi, je l'ai déjà dit, très franchement, moi, Daft Punk, pour moi, c'était des mecs géniaux qui reprenaient les recettes de DJ Sneak, DJ machin de Chicago de 1989, 10, 11, voire 12, et qui remettaient ça à la sauce 96. Bon, c'est pour ça que j'étais un peu énervé quand j'ai entendu Rolling and Scratching la première fois sur l'écho des Garrigues quand c'est sorti sur un maxi, c'était complètement inconnu. J'ai dit ouais, c'est pas mal, c'est un morceau de Chicago acide comme il y en a plein en fait, tu vois. Mais j'ai changé d'avis parce que. Mais il y avait un petit plus. Il y avait un plus. Il y a rien à dire. On pourra en parler tout à l'heure éventuellement, mais au niveau de la prod, absolument, il y avait un plus qui était leur génie total. Mais je te dis comment je l'ai ressenti à l'époque parce que moi j'étais à fond dans la Chicago acide, techno Chicago sans concession et je disais ouais c'est pas mal, mais bon voilà. Et Mike Dearborn hyperactive, c'est ils font pas moins bien quoi, tu vois. Bon mais après j'ai compris. Mais c'est vrai que disons que Chicago c'est vraiment plus roof. Et on parlait de consensualisme, on parlait d'universalisme avec Jean-Michel Jarre. Et effectivement, il y a à peu près il y a 2 heures, et les Daft Punk ont eu ce génie de reproduire ce consensualisme, cet universalisme de la pop dans la house. Ils ont su en fait, ils ont su prendre les techniques de Chicago. Attention Facebook, je vais couper dans 2 secondes. Il y a 5 ans en arrière. Ce qu'on écoute, ce qu'il faut comprendre, pour les auditeurs qui nous écoutent encore à cette heure-ci, à cette heure très tardive, c'est que là on écoute un morceau à 115 BPM. On est en 95. Ça n'existe pas. On ne mixe pas, on ne produit pas de morceaux à 115 BPM en 95. Très chiant à mixer, et d'ailleurs c'était chiant parce que le 115 avec un plus 8 et un moins 8, c'était galère. C'est ce que je voulais dire parce que moi qui plus est, au-delà des 115 BPM, tu as un gimmick qui vient tout droit de la gangsta funk, ce qu'on appelle la J-funk, qui vient du gangsta rap de Los Angeles, parce qu'à l'époque Thomas Bangalter écoutait beaucoup le son de Californie, et donc t'as un gimmick, tu vois, de Dr. Dre, mais passé par le tamis d'une saturation extrême. Donc tu as un tempo très lent, tu as un gimmick J-funk, J-rap, avec une basse monstrueuse. En 95, mon pote, il fallait le faire. J'ai envie de te dire qu'en fait leur génie, ça a été leur génie, c'est des génies musicaux aussi. Mais ils ont eu, il y a eu 2 trucs, je pense, de bien. C'est déjà la prod, c'est-à-dire que la prod, elle était déjà en termes de mixage et de compression et de mastering, c'était au-dessus du lot. C'est-à-dire c'était bien carrément sûr. Tu sentais qu'il y avait un génie dans le traitement du son. Ça, c'est une première chose. Sûr. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que, alors moi, je suis pas fan Daft Punk. Je regarde ça avec du recul. Je reconnais leur génie. Je trouve qu'ils sont super. Mais je t'avoue que j'ai jamais trop vibré sur Daft Punk. Mais c'est pas grave. C'est comme ça me regarde comme moi. C'est pas un problème. Le truc, c'est que quand j'écoute, je me dis il y a la Chicago House et la Chicago Techno, ça a été digéré. L'acide, Chicago Acid, ça a été digéré. Il y a la funk, électro-funk. Il y a, comme tu disais, la G-funk, donc le rap électronique de la côte ouest. C'est ça. Et il y a aussi la disco. Et ils ont pris un shaker génial, ils ont mélangé tout ça à une époque où personne ne le faisait, et ils ont balancé le truc, comme tu dis, à 115 BPM. Alors t'as une TB303 distordue, il y a un beat, il y a le charlet de Robert Armani, le charlet de 909 qui est le même que sur Ambulance, sur un beat funk, effectivement, à 115 BPM, personne n'a jamais eu l'idée de mettre le charlet de Robert Armani sur un beat funk, G-funk, et une TB303 distordue avec une distorsion. Excusez-moi si je vous perds un peu sur la technique, mais vous êtes habitués. Et une mélodie très héritée de la disco, type Moroder, parce que c'est Midnight Express et compagnie. Donc ils ont avalé des trucs et ils ont ressorti des trucs géniaux, je trouve. Voilà leur génie. Justement, je suis content que tu en parles en ces termes. Je rajouterai un truc après. Pas de souci.
Donc je suis content, Jean-Bruce, que tu en parles en ces termes, parce que dans mon ouvrage, je leur consacre de nombreuses pages pour vraiment décortiquer les mécanismes qui font de leur succès international ce qui sont, tu vois, aujourd'hui, quoi. C'est que ils ont tout mélangé. Mais pourquoi? C'est parce que en 95, de 80 à 95, les producteurs techno, house, ils sont restés bloqués à la house et à la techno. Ils ont oublié leurs influences pop, rock, gothique, metal, ce que tu veux. Funk, disco. Eux, ils sont arrivés sans œillères. C'est-à-dire qu'ils ont fait, tout le monde connaît, enfin en tout cas la plupart des gens connaissent leur idée de la pop, on va dire noisy avec Darlene. Donc ils ont commencé ce schéma-là. Après ils se sont dit, putain avec l'électronique, putain on peut aller beaucoup plus loin. Parce que les mecs, voilà, Bangalter, fils de producteur, Daniel Vanguard, Gypsy Brother, Ottawa, Sheila, la compagnie créole accessoirement, enfin voilà. Et puis Guy Manuel de Monte Cristo, Deomen Cristo, fils de publicitaire, etc. Donc les gars, tu vois, ils étaient bien. Ils avaient tout le temps de réfléchir à leur musique. Donc c'est pas parce que ils étaient issus de milieux favorisés qu'ils ont pu faire ça. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà le talent et cette capacité à penser à leur musique. Et grâce, on va dire, au hasard, en tout cas à leurs origines, ils ont pu s'occuper H24 de leur musique. Donc, ils sont partis au lycée Carnot, ils se sont rencontrés au lycée Carnot dans le 10e arrondissement, là où s'est rencontré Jean-Louis Aubert et le guitariste de Téléphone, là où aussi est passé Jacques Chirac. Et donc, ces mecs-là, à la base, c'est des geeks, c'est des nerds. À la base, Bangalter, il préférait le cinéma, il préférait, tu vois, les effets spéciaux à la musique. Et puis, Omen Christo, il préférait le graphisme, etc. C'est lui qui a fait le logo Daft Punk. Donc, ils ont fait Darling avec le guitariste de Phoenix, qui est devenu la star qu'on connaît. Et puis, ils ont sorti The New Wave, tu vois, tranquille. C'est de la bonne qualité, mais après, il n'y a pas non plus, tu vois, à sauter en l'air, tu vois. Ça reste un son, somme toute, efficace, très bien produit, déjà, faut le noter. Mais voilà, ils ont signé sur Soma, donc on connaît l'histoire, la rêve, etc. Est-ce que je peux juste vous rajouter un truc quand même? Bien sûr. Faut pas oublier que sur la phase B, il y avait Rolling Scratching quand même. Bien sûr. Et c'est important de le dire. Quand on parle en 95, je vais revenir sur l'anecdote de Loloman. Donc vous avez ce morceau sur la face A qui était tout à fait bizarre, avec en 115 BPM, qui n'était pas du tout ce qui se faisait à l'époque. Et sur la face B, tu avais Rolling Scratching, qui n'était pas du tout ce qui se faisait à l'époque. C'était assez lent pour un morceau acide. Et surtout un morceau, voilà. Et Loloman, qui maintenant, bon, c'est connu, qui est sur le label de Laurent Garnier, que vous avez vu dans l'émission de Code QR, qu'on a interviewé. On lui a fait une interview. On a fait la deuxième interview. C'est notre grand frère, il fait partie avec Jeff Strike. Et surtout, c'est lui qui nous a appris à conduire. C'était notre prof d'auto-école, donc bon, voilà. Et un jour, il explique dans l'interview, Loloman qui DJ depuis 1988, 87 même, voilà, bon, voilà. Et un jour, je crois que c'est en Belgique, il va dans un magasin de disques, Guiteva, et il voit ce maxi de Soma Records, l'original, Daft Punk et Rolling Scratching. Il arrive à la caisse, il écoute ça, il se dit, oh, c'est un truc, il l'achète. Le vendeur lui dit, ah, vous allez le prendre ce truc? Et il fait, ouais. Le gars, presque, il voulait pas lui vendre. Non, bah, vous êtes sérieux? Parce que ça fait longtemps que je l'ai dans le bac, personne en veut, j'arrive pas à le vendre, vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûr de moi, oui, je te le prends, ouais. Voilà. Et c'était avant que ça soit hyper connu, que tout le monde l'a joué, hein. C'était au tout début quand le maxi était sorti, chez Soma Records. Voilà. Donc, un maxi avec 2 morceaux, et qui normalement, c'était pas, et qui aujourd'hui est un collector que j'ai 2 fois parce qu'on me l'a volé, et du coup on l'a retrouvé dans des trucs. Même, je crois que je t'avais chopé. Ouais, mais on en a revendu un. Ah oui, c'est vrai. Rolling Scratching et Daft Punk sur l'autre côté. Faut savoir comment Rolling Scratching, je te le dis, Christophe, a changé ma vie. Ah ben. C'est-à-dire que moi, si tu veux, bon, j'ai déjà raconté plein de fois, mais moi, quand j'étais au New York à Pezenas, donc moi c'était en 96, fin 95, 96,
J'écoutais pas mal de dance music moi avant d'aller au New York. Jean m'a connu un peu à cette époque-là d'ailleurs. J'écoutais pas mal de dance music sur la radio parce que moi je suis passé de Jean-Michel Jarre. Eurodance même. Ouais, Eurodance. Je suis passé Jean-Michel Jarre, musique synthétique, et après bon j'écoutais la radio. Voilà, Jean écoutait Maximum, mais on se fréquentait pas trop à l'époque. On se voyait pas autant qu'aujourd'hui. On se connaissait, mais on se voyait pas autant. Et un jour j'ai des potes qui me disent on va au New York. Et là je commence à écouter du clubbing, tu vois, du bon clubbing. Et un jour, d'un seul coup, t'as Rolling Scratching qui arrive. Et là, j'ai pris, je te prends l'expression d'un certain Pascal Harvez-Nicolas, c'est-à-dire Vitalik. J'ai pris un Boeing 747 dans la gueule. Voilà. Ouais. Et Pascal, c'est l'expression de Vitalik, ouais. Et parce que Vitalik, si tu veux, Pascal, quand j'en ai parlé avec lui, c'était la même période, à la même époque, mais à Dijon à l'enfer. Quand Tonio le mixait à l'enfer. Et c'est lui qui m'a sorti ça, qui m'a dit, ouais, en fait, tu prends un Boeing 747 dans la gueule. Et oui, effectivement, j'ai dit, t'as raison. C'est exactement ce que j'ai pris dans la gueule. J'ai dit, ah, mais c'est quoi? Ah ouais, d'accord, il y a autre chose que, j'ai découvert autre chose, si tu veux, voilà. Donc, ce maxi, là, 45 tours que j'ai acheté à comment ça s'appelle, là, à Avenue 500, Jean, le magasin de Béziers, musique, Music Store? Ouais, Music Store. Ouais. Que j'ai acheté là-bas, que j'ai fait commander. Ouais, bah ce vinyle, par exemple, m'a changé ma perception, enfin m'a fait comprendre, et c'est là que j'ai commencé à acheter les platines et à mixer, quoi. Voilà. Mais pour l'anecdote, en fait, c'est que effectivement, Rolling et Scratching étaient prévus pour le maxi, et les Daft Punk, donc Guy et Thomas, avaient prévu un autre morceau en face A, dans la lignée de The New Wave, tu vois, un truc techno, machin. Et c'est Stuart Macmillan, du label Soma, qui lui a dit, il était passé dans son home studio à Montmartre, il lui a dit ouais, c'est bien ton petit morceau de techno, mais fais écouter un truc funky qui était sympa, j'aimerais bien que tu le mettes en face A. Et bah c'est comme ça qu'est né Daft Punk, en fait. Tu vois, donc sans l'apport, sans le conseil de Stuart Macmillan de Soma, inutile de rappeler Positive Education. Déjà quand t'écoutes ça, bon, hein, on est en 93, voilà. Voilà. Je crois qu'on est tous voilà, sur la même longueur d'onde. Et donc, tu vois, comme quoi, les labels, parfois, les directions artistiques ont le flair et ça crée une phase A à 115 BPM, une phase B, Rolling et Scratching à 120, mais avec une puissance sonore. D'un côté, tu avais les clubs et d'un côté, tu avais les rêves. Il y a autre chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, Christophe. Il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie sur ce maxi, sur Soma et sur cette période-là. N'oublions pas le clip. Il y a eu plusieurs parties il y a eu plusieurs parties. Donc, il y a eu le succès qui a commencé à prendre et le génie artistique de mettre ce morceau, de faire un clip complètement ouf. Que MCM, tout ça, quand ils ont vu le clip, déjà ça a rajouté. On le passe direct. C'est quoi ce truc? Tout ça, c'est un tout, et c'est un génie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon voilà, on peut dire ce qu'on veut sur les Daft Punk. Tout le monde, que ce que tu disais Jean tout à l'heure, on peut dire ce qu'on veut, qu'on aime ou on n'aime pas, mais on est obligé de reconnaître que c'est des génies, point barre. Et voilà. Et après, moi, quand j'ai des gens qui sont un peu, il y a toujours, tu sais, des critic man, je sais pas comment on appelle ça, voilà. On peut dire ce qu'on veut. Les gars, ils ont été là au bon moment, oui et non, parce que ils se sont créés. Et après, il y a plein d'anecdotes qu'on a, mais on peut pas les raconter parce Kiko, tout ça, on va attendre qu'ils arrivent dans leur émission parce que des anecdotes de fou on en a eu en off. Et on a dit à Jean qu'on se les gardait pour qu'on les inviterait. Mais je vous promets qu'on aura des anecdotes assez sympas. C'est exactement pour ça, Christophe, qu'on a voulu créer ce format d'interview aussi. C'est parce qu'en fait, on s'apercevait qu'en off, dans les backstage ou quand on parlait aux artistes, il y avait toujours des histoires de tarés. Et ça restait en off. Alors évidemment, bien sûr. Les mecs qui se mettent minables ou qui ont pris des drogues, ça, on va pas raconter. On va pas raconter ça. Mais on commence à raconter backstage, putain, on n'a pas fini. Non, mais attends. Dans les backstage, il y a des histoires. Et attention, il faut faire la part des choses. Vous savez quoi? On va en raconter une juste après. La part des choses entre il s'est mis à l'envers, il a fait ci, il a fait ça, la drogue, ça on s'en fout. Ça, c'est chacun le fait, on veut pas le savoir. Absolument. Mais par contre, des fois, entre deux histoires de j'étais fracassé, machin truc, t'as des histoires de tarés qu'il faudrait que tout le monde soit au courant, des histoires de fous, tu vois. Il y en a une. Sur la musique, sur la musique, je parlais, bien sûr. On en a plein. Voilà. Si un jour on interview Vitalik, je peux vous garantir que j'ai en tête des anecdotes. Là, ce serait la grande anecdote parce que Benjamin. Moi je suis un vitalologue, un vitalotologue, je sais pas comment on pourrait dire. On va continuer sur une anecdote. Et je sais que tu la connais, Christophe. Je suis sûr que tu connais cette anecdote. On va parler de ça.
Je le mets vite fait sur Facebook, hein, parce que avant que le dieu Facebook nous strike, on a discuté avec Captain Moustache dimanche dernier. Et Captain Moustache est un ami en commun avec Bangalter et tout ça sur Paris. Ce morceau, que tu as dû parler dans ton bouquin, Oui. et peut-être même Christophe que tu parles de l'anecdote que je vais parler. Quand ce morceau est sorti, on en a parlé dans plein d'interviews, quand ils sont arrivés. Alors je sais pas si c'était au Queen avec le test pressing qu'ils l'ont joué, ça a été la folie directe, qu'ils pensaient que ça marcherait pas, et donc du coup ça arrive. Au début ça n'a pas marché. Voilà. Au début ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pas longtemps. Parce que en fait la ligne de basse, elle n'était pas sur 8 mais sur 16 voire 32 mesures. Ouais. Donc la ligne de basse était beaucoup trop développée. Donc ils ont vu que c'était mitigé sur Queen. Ils sont revenus en studio et ils nous ont fait ces lignes de basse qui collaient parfaitement à la guitare de Chaka Khan. Alors faut savoir que ils ont gagné donc quand c'est sorti, donc les Daft Punk déjà gagné beaucoup d'argent. C'était. Et quand Thomas a eu les premiers résultats et les premières entrées d'argent, je crois qu'il y a eu 3 millions de dollars en 20 millions de francs. Non, mais c'est abusé. Donc 3 millions de dollars en peu de temps. Et qu'est-ce qu'il fait Thomas il se dit putain les gars, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? Les gars, je suis trop content, on va fêter ça. Donc il appelle, ils étaient avec des potes, ils ont loué un jet privé. Enfin, il a loué un jet privé. Donc il loue le jet privé comme ça à l'arrache, c'est comme si nous on est là, bon les gars, allez, on va à l'aéroport, il appelle, allez, jet privé, Las Vegas. Ils arrivent à Las Vegas. Pourquoi il n'y a plus de son? Ah oui, c'est le morceau, je suis bête, c'est vrai qu'il y a une coupure dans la version, ça m'a fait peur, j'ai oublié. Et donc du coup, ils sont allés à Las Vegas. Cette anecdote est racontée dans un reportage sur Arte, c'est pour ça que je la raconte, parce que... Alors nous, on a eu quelques détails supplémentaires qu'on racontera pas, par contre. Voilà. Mais ils sont tous allés à Las Vegas. Il a, avec des laisses de billets, allez sur les machines, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de dépenser les 3 millions de dollars comme ça. Mais bon, ils ont pas réussi, je vous rassure, mais ils en ont dépensé beaucoup. Il s'est passé beaucoup. Une limousine, la suite principale, à Las Vegas. Et ils ont passé quelques jours là-bas. Ils sont rentrés après avec le jet privé. Voilà, donc le gros délire. Et c'est vrai que ça, c'est une anecdote. Bon, elle est connue parce qu'elle a été racontée par un producteur sur une émission à la télé. Et nous, on a eu quelques versions supplémentaires et des petits détails croustillants de cette comment on dit ça, ce road trip qu'ils ont fait. Et j'espère qu'un jour on pourra recevoir certaines personnes qui nous raconteront, qui ont vécu et qui étaient dans le jet privé quand même, surtout avec Thomas, pardon, excuse-moi, genre. Ah ouais, c'était quelque chose. Est-ce que tu connaissais cette anecdote? Pas du tout. Ah bah, écoute, moi, je me suis concentré sur l'aspect, on va dire, musicographique, c'est-à-dire qu'effectivement, Music Sound, en fait, c'est quoi? C'est l'entrée de la house en tant que produit dans les supermarchés. Voilà. Les Daft Punk se sont justifiés, entre guillemets, justifiés parce que ça, dès l'instant que tu parles du mot justifié, ça veut dire que tu es accusé. Ouais. Donc en fait, ils se sont plutôt expliqués sur ce point. C'est-à-dire que dès cet instant, nous sommes en 98, la house rentre dans les supermarchés, rentre dans les meetings politiques. Et ça, c'est en tant qu'artiste, c'est très fort. Mais sur un plan musicographique, c'est la fin de la house. Quelque part, c'est la fin de la house française, c'est telle qu'on la connaissait. Elle perd sa naïveté, elle perd sa virginité. Voilà. Ouais, après, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'expression que tu as dit? Le capitalisme les rêves se sont... T'avais dit une chouette phrase, genre, t'avais... là, en fait... Ouais, effectivement, c'est le déterminisme capitaliste, voilà, commercial qui prend le dessus, qui reprend ses droits. C'est ce qui s'est passé là. C'est la fin de l'innocence. Tu vois, t'as une jeune fille, tu vois, voilà, et puis elle perd son innocence. Ça reste quand même, Stardust, ça reste quand même ce qu'on appelle un gold, et qui même encore aujourd'hui, il y a des morceaux qui vieillissent. Il faut pas confondre. Attention. Et aujourd'hui, au bon moment, c'est encore un morceau qu'il fait et qui rappellera. Il faut pas confondre l'aspect artistique, bien sûr, de l'aspect musicographique. C'est-à-dire de l'aspect artistique, effectivement, Music Sound, ça reste un chef-d'œuvre, rien à dire. Il y a eu beaucoup de déboires après parce que Benjamin Diamond, il a réclamé des royalties. Enfin, c'est compliqué. C'est au même titre que Jim Tonic avec Bob Sinclair. Enfin, c'est les mêmes histoires de dessous, tu vois. Donc déjà, tu vois que
On n'est plus dans la musique et l'art pour l'art. Donc sur un plan artistique, effectivement, Music Sound, c'est une tuerie, vraiment. C'est un sample de Chaka Khan qui est maîtrisé parfaitement. Ils ont demandé les droits. C'est notamment pour ça qu'il y a eu, parce qu'à la base, Bangalter l'avait présenté à la Miami Winter Conference, mais c'était encore un bootleg. Ensuite, les gens, ils n'ont pas compris, les médias n'ont pas compris, les journalistes, les maisons de disques n'ont pas compris pourquoi tu mettais autant de temps à sortir ton truc. Le gars, il fait non, t'inquiète, je suis pas là en train de calculer dans une chambre dans le noir à vous manipuler, machin. Juste, j'attendais les droits de Chaka Khan. Ouais. Des ayants droit de Chaka Khan pour me dire, ok, c'est bon. Une fois qu'ils ont clearé le sample, il est sorti. Mais entre-temps, tu as eu 3 milliards de bootlegs et de covers dans le monde entier dégueulasses. Et après, quand c'est sorti, il a quand même, retiré son épingle. Ouais. Donc, c'est pour te dire le génie du mec. C'est clair. Mais sur le plan musicographique, c'est-à-dire dans la généalogie musicale, c'est la date qui préfigure, qui donne on va dire le sommeil, la fin de la virginité, de l'innocence de la house. Après, c'est plus pareil. Après, c'est soit tu vas vers les majors, soit tu es underground, mais tu gagnes plus un rond. Voilà. C'est eux, grâce à ce morceau, ou à cause de ce morceau, ils ont décrété ça. Ouais, mais après, t'as les majors qui sont arrivés derrière. Et les Daft Punk, c'est ça qui s'est passé avec les Daft Punk. C'est-à-dire qu'on parle de deux jeunes, voilà, et du moment qu'après, t'as les majors qui arrivent, même s'ils ont quand même gardé leur partie artistique, faut le savoir, hein, le coup des casques, de rester. Toujours. Donc ça par contre, ça a été très fort parce qu'il fallait se battre. Et ça, si un jour on a la chance, peut-être un jour, Jean, d'interviewer un des deux, c'est d'imposer aux majors. Je fais pop. Non, ça, nous, on fait pas. Tout le monde peut pas dire à son manager, on en a parlé 20 000 fois dans les émissions, de dire la partie artistique. Or, certes, sur Daft Punk, tout ça, bon, mais globalement, c'est la partie artistique. Non, c'est comme ça. Alors, ils sont aidés, il y en a qui donnent, mais. Et ça, là-dessus, pareil, c'est les seuls au monde, encore aujourd'hui, où, il y en a beaucoup qui connaissent leur visage, mais qui ont réussi à garder ce truc. J'en parle dans mon ouvrage, donc je vais pas tout dévoiler maintenant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec Cri d'amour et avec les labels respectifs de Thomas et de Guy, donc Cri d'amour pour Guy et Rouler, Scratcher. Rouler, merci. Rouler, Scratcher et Cri d'amour. Voilà, ils ont monté leur truc. Donc ils ont créé, c'est eux qui ont créé la filter house, qu'on appelle la French touch ou la house filtrée, etc. Le problème, c'est que t'as une bonne majorité des producteurs français, une bonne majorité, non là je suis peut-être un peu marseillais, on va dire une petite majorité qui s'est enfoncée dans la brèche, d'accord? Et le problème, qu'est-ce qui s'est passé? En 2001, quand ils ont sorti Discovery, les gars ils sont partis, ils ont pas compris, tu vois, puisque eux-mêmes avaient copié le filtre des Daft Punk, donc on a eu des milliers de morceaux filter house. J'en passe et des meilleurs en termes de label, etc. On a acheté dans ma playlist, j'en ai mis des significatifs. On pourra peut-être en parler. Ouais. Vas-y, donne-en un. Quand on a un exemple. Voilà. Mais donne-en. Mais après, quand Discovery est sorti, les gars, ils étaient orphelins. Parce que les Daft Punk, du haut de leur génie, étaient passés à autre chose. Donc tout le monde a dit, mais je comprends pas, Discovery, One More Time, je comprends pas. Ah oui, parce que les gars, eux, ils avaient leur dessin artistique et pop universaliste dès le départ. Mais les producteurs, quand tu dis, eux, ils n'avaient pas cette vision. Tu vois? Il y en a beaucoup, ils se sont retrouvés sur le carreau. Donc, les plus gentils, ils n'ont rien dit. Et les plus vénères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont critiqué Discovery. Mais Discovery, c'est la continuité logique de Homework et de leur dessin et de leur projet artistique. Oui, ils avaient déjà passé le cap de la technique de DJ Sneak de 1992, de filtrer des boucles. Ils le disent. Et je les cite dans mon ouvrage. La musique électronique, c'était juste un médium. Voilà. C'était juste un médium. Et puis surtout, ils ont su. Donc quand le mec il dit ça,
Ouais. Tu passes à autre chose. Et puis, c'est un médium. Quand personne le faisait de filtrer des boucles disco sur de la house, comme faisait DJ Sneak en 91, 12, 13, bah, forcément, c'est sûr que si tu le lances à des gens qui ne connaissent pas, ben c'est nouveau et puis tu peux faire des trucs novateurs dessus. Mais c'est vrai que quand en 2000, 2001 tout le monde fait ça, ben forcément, logiquement, ils allaient plus filtrer quoi que ce soit, ils allaient partir sur d'autres trucs. Et après, effectivement, après Discovery, eux, ils sont partis sur les sommets d'Hollywood. Ensuite, il y a eu l'électro-clash, il y a eu la minimalisme. L'électro-house aussi, ouais. Et ouais, et après, la plupart qui avaient suivi le move avec les samples de disco filtrés, au revoir messieurs, dames, quoi. La maximale, comme on en parlait aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est, la house filtrée, comme on dit. Les super funk, les mojo, etc., tu vois. Même si c'était de qualité, ça correspondait à une époque. On n'est pas là pour critiquer, tu vois, le produit artistique. Mais effectivement, c'était trop tard. Ça marchait pour les majors, mais normal, puisque de toute façon, les majors, ils marchent sur un contre-courant. Donc, un truc qui marche chez les majors, c'est un truc qui marchait dans l'underground 3-4 ans avant. Qui va forcément crever très rapidement. Mojo Super Funk, ça marchait de ouf, ça a vendu, mais après, c'est tombé comme un soufflet. C'est tombé comme, tu vois, poum. Et après, en 2002, avec les Troclash, avec le Pulp, avec les Ivan Smag, les Sextoy, etc., les Jennifer Cardini, mon pote, au revoir ta house filtrée, quoi. Range tes samples. Voilà, range tes disques. Et attention, la house filtrée, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté un lot à Benja de combien 2010 il y a pas longtemps, il y a quelques temps. Et alors il y a des bons trucs, mais alors mon pauvre, tu les veux tous les disques filtrés de 2000, 2002, 2003, 2004. De 99 ça a commencé. Jusqu'en 2004, les mecs ils filtraient des boucles disco. 2004. Ah, c'est ça. Ça a été à la mode, mais des fois on est là, on pose le truc, pim pam pam pim. Allez, voilà. Au revoir. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont reproduit à l'identique ce qu'avait fait la disco fin 70. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire produire jusqu'à la gastro-entérite, jusqu'à, tu vois. La New Beat, ça a été pareil. De la disco. La New Beat, ça a été pareil. Parce que ils ont vomi jusqu'à la bile, la disco ou la New Beat. La New Beat, c'est mort parce que c'était à force de faire du mauvais, à force, ça te tue un truc. Bon, tu me diras, après, il y a quelque chose d'autre qui émerge. C'est toujours, la nature. Mais dès l'instant qu'une major reprend un courant comme la trance de Goa, tu vois, la trance Goa. Ah ouais, oh purée. Ah, les compiles de l'époque et tout. C'est mort. C'est mort. Ouais. Ils te sortent 14 compilations, 14 albums par mois. Ils donnent des avances à des artistes qui font juste leur petit truc, mais sans, voilà. Ils se retrouvent avec des avances, puis après, les mecs, ils se retrouvent sur la touche parce qu'il faut rembourser les avances. Parce qu'ils n'ont pas vendu suffisamment. Il y a combien d'artistes qui sont morts comme ça? Eh oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle le déterminisme, effectivement, capitaliste. Et j'en parle pas mal dans mon livre. C'est la guerre de l'argent. Déterminisme. C'est énorme. J'adore cette expression. C'est vrai que c'est une analyse socio-économique en plus de l'analyse musicale. Et c'est une belle phrase qui résume tellement de choses. C'est vrai que c'est rare. Comment résumer de quoi faire un livre entier en une phrase? C'est comme ça que le punk il est mort le punk aussi, en Angleterre, oui. tu vois. C'est tout donc meurt. Quel est l'équilibre entre l'underground et l'overground, entre l'underground et le mainstream? Quel est l'équilibre parfait? Il y en a pas. C'est-à-dire que soit effectivement tu es doté de capacités, de talent pour mener à bien ton projet, comme les Daft Punk, comme certains d'autres, ou soit tu coules. C'est-à-dire parce que tu surfes sur une mode, mais tu n'es pas capable, tu vois, de donner un produit artistique de qualité. Et dans ce cas-là, tu coules. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu dois rembourser tes avances. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont tombés comme ça. Par exemple, le deuxième album de Cassius, on a écouté Cassius tout à l'heure, leur deuxième album, Au Rêve, ça a été ça. Surproduction, ils ont mixé à New York, Los Angeles et tout, ils se sont fait plaisir. Ça n'a pas vendu. Au revoir. Ouais. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc après, effectivement, ils sont revenus aux bases. Ils sont revenus aux fondamentaux. Donc indirectement, tu vois, tu reviens en tant qu'artiste, tu vends beaucoup, tu joues partout, dans le monde entier, mais tôt ou tard, tu te fais rattraper par ça. Chose que les Daft Punk n'ont jamais été rattrapés. Les Daft Punk n'ont jamais été rattrapés par quoi que ce soit. Et pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Parce qu'ils ont maîtrisé
leur partie bien technique. Tu vois, quand Daft Punk mais ils avaient une direction artistique en fait. Oui, non, Ils se font jamais galvauder. Mais la leur. Tu vois. Voilà, c'est pas quelqu'un qui leur dit vous allez faire ça. Non. Daft Punk, tu dis pas. Alors, on peut les conseiller. Il y avait forcément des gens autour d'eux qui maîtrisaient, mais. Et tu vois, Daft Punk, quand tu parlais des albums, quand t'en arrivé à Get Funky, rappelle-toi, quand ils ont sorti Get Funky, l'album, comment il s'appelle cet album-là? Des critiques de partout. Je crois que Bangalter avait sorti un message sur son Facebook en disant, sur son Twitter, de toute façon, on aurait fait ça, on nous aurait reproché ça. Bref, il avait un peu. Et ils ont toujours été critiqués tout le temps, mais ça n'a pas empêché que ça a été à chaque fois des succès complètement de ouf. Voilà, et c'est comme The Weeknd. Faut savoir que The Weeknd, merci Daft Punk, The Weeknd. Il faut se mettre, juste en fait, une dans la aparté, tête. Christophe. The Weeknd. Regarde, Access Memory. Regarde, on part du début. Ils sont à Montmartre. Ils sont chez eux. Ok, c'est des fils de Bourges. Grand bien leur face. Ça arrive. Tu peux être fils de Bourges, d'ouvrier. Voilà. Ils ont fait leur truc. Et c'est pas parce que ton papa il est producteur, c'est pas parce que tu as une Midas en termes de mixage, tu vois. Dès l'instant que tu tournes un potard, tu as un son qui est parfait, ça n'a rien à voir. Par rapport, on va dire, au folklore, on dit que effectivement les écoutes, c'était un ghetto blaster, certes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 30 ans après, c'est des mecs qui sont pris des gifles parce qu'ils mixaient de la merde à une époque. C'est des mecs qui mixaient au coin du bar du Fumoir au Palace, qui était tenu par David Guetta. Et ces mecs, ils se retrouvent 30 ans après avec l'album Access Memories au Grammy Awards avec Stevie Wonder au clavier, s'il vous plaît, et Paul McCartney qui danse. D'accord? Donc, quand tu as vécu ça, je pense que tu peux mourir tranquille. Vraisemblablement. Ouais, là, je pense. En tant qu'artiste, voilà. T'as Stevie Wonder au clavier. T'as, le mec de Chic, là, je sais plus comment il s'appelle, le guitariste. Ouais, je vais te le dire. Neil Rogers, pardon. Ouais, Neil Rogers à la guitare. Voilà. Et t'as Paul McCartney qui danse devant toi, au premier rang. Tu viens de Montmartre. Tu t'es fait défoncer dans les rêves parce qu'on n'aimait pas ta musique. Je pense que, tu peux être fier de toi. Donc, c'est des mecs, c'est le seul exemple, en fait, c'est le seul exemple français, sans compromis, tu vois. Les mecs, ils ont été au fond du fond de leur projet artistique, ils avaient une vision, ils se sont tenus. Je pense que des mecs comme ça, c'est un par génération, tu vois. Au même titre qu'un Stevie Wonder, qu'un James Bond, qu'un Marvin Gaye, ça n'arrive une fois toutes les générations. Donc, à partir de là, les mecs qui critiquent, critiquez leur musique, mais moi, sincèrement, j'ai Paul McCartney qui danse devant moi. Et j'ai Stevie Wonder au clavier et Neil Rogers à la guitare. Excusez-moi, allez vous faire enculer. Hein. C'est clair. Il est 1h43, je me permets. Hein. Tu vois, c'est bon, quoi. Ils ont tout fait, les mecs. Ils ont tout fait. Ils ont prouvé largement leur truc. Mais par contre, effectivement, paradoxalement et indirectement, ils ont défoncé, ils ont souillé, au sens propre du terme, la house française. Voilà. Ils l'ont souillé. Parce que la house française n'était pas préparée, au même titre qu'une petite jeune fille de 17-18 ans. La house française n'était pas préparée. Et une partie a suivi. Et puis après, regarde les dégâts. Regarde les dégâts post-2000, quoi. Regarde les dégâts, quoi. Voilà. Regarde les dégâts. Il y a eu un avant et un après. Il n'y avait plus de house. C'était fini. Il y a Titi qui dit dommage qu'il n'y avait pas Michael Jackson encore. Peut-être. Ah oui, peut-être qu'il aurait été pas loin, au Prince. Il aurait remplacé l'autre, là. Comment il s'appelle? Le chanteur, merde. Comment il s'appelle le chanteur? The Weeknd que je t'ai dit? Non. The Weeknd. Non, l'album Random Access Memory. Le chanteur. Moi, ça, c'est pas mon. Je vois ce que tu veux dire, ceux qui chantent. Ils étaient, comment dire, dans un cocktail à Los Angeles. Et le chanteur lui a fait, vas-y, moi, même si je joue du triangle, ça me va. Non, je vois pas. Tu sais, avec son chapeau. Il y a toujours un chapeau. Putain, merde. Pharrell Williams. C'est Marco qui l'a dit, c'est pas moi. Merci Marco infiniment parce que j'avais un trou de mémoire. Donc effectivement, si Michael était avec nous en 2022, c'est clair qu'il aurait chanté pour eux, mais c'est évident. Et j'en parle dans mon livre, donc je vous invite effectivement à lire mon chapitre parce que sur les Daft Punk, je vais ça va être précis des parce mécanismes, vous allez voir quoi. Tu sais, rien que dans la table des matières déjà,
Influence Chicago, New Jersey, P-Funk, New York, la techno, l'acid, Dr. Dre, etc., etc. Donc je pense que voilà, c'est bien. Moi je propose qu'on fasse peut-être la dernière, mais une toute petite pause. Petit pipi, petite boisson. On se quitte pas maintenant les gars, parce qu'après il va y avoir quelque chose que Christophe va nous dire. Je te laisse choisir le morceau qu'on pourrait mettre là, peut-être un truc un peu chouette. Moi j'ai vraiment kiffé alors je me permets de dire, après c'est toi qui choisis, mais j'ai vraiment kiffé le Pépé Braddock, j'ai trouvé ça énorme. Ah bah ouais, très bon choix. Allez, très bon choix. On met un petit Pépé Braddock. Ah, il y a Loloman là. Très bon choix. Un petit Pépé Braddock, un petit pipi, on revient. On a encore 2-3 trucs à se dire, les amis, ne partez pas tout de suite. Alors attends, je prépare la pochette d'abord. Hop. Ah, c'est du très lourd. Franchement, j'ai tout réécouté. Lui, je pense qu'il est un cran au-dessus aussi. Comme Saint-Germain, il y a quelque chose, lui. Si on peut en parler 2 secondes après, vous allez voir, c'est merveilleux ce titre. On va en parler. On va en parler, ouais. Juste un pipi. Le titre, il est merveilleux. Et on revient, les copains, d'accord ? Ne partez pas, restez là. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Dans 4 minutes, longtemps, ça va vite. Même pas. Tout de suite. Alors attends, parce que là, lui. Attends 2 secondes, parce que j'ai mon logiciel qui à chaque fois qui me fait des misères. Oh putain. On va y arriver. Hop, je remets les pochettes. Voilà. Allez, on se rejoint dans exactement un peu moins de 4 minutes. À tout de suite. Bisous. Bisous.
Pépé Braddock. Deep Bird. Allez, on reprend. Radio Punch. Radio Punch. Alors, toujours de retour sur Radio Punch, donc pour une troisième partie de cette interview, qui est bien partie pour durer longtemps. Bon, après on va faire comme on peut. On vous rappelle qu'on sait à quelle heure ça commence, mais on ne sait pas à quelle heure ça finit. Voilà. Après, si notre invité est fatigué, évidemment. Voilà, c'est comme ça dans Radio Punch. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, qui ne connaissaient pas, bienvenue à vous. On est content de vous recevoir dans l'émission. Je répète encore parce que c'est important que Space 92 on le reçoit dimanche. On l'a déjà dit, mais s'il y en a qui, on sait jamais. Ça sera pas vendredi, mais dimanche à 21h. Et en plus, il descend dans le studio, donc c'est quand même la classe. Donc on l'aura avec nous dans le studio. Deuxième chose, tous ceux qui ne sont pas abonnés sur le Facebook, honte à vous, vous allez de suite sur notre Facebook et vous abonnez, parce que bon, c'est quand même méga la classe. Regardez, il y a quand même les replays et beaucoup de bonus qui vont arriver. Donc d'ailleurs, ça y est, Jean, le jingle est prêt. On a le jingle, l'interview backstage. Les interviews backstage vont arriver. On vous en parle depuis un petit moment. Donc on va dans les festivals ou dans les soirées, dans les clubs et autres, et on interview certains DJ en backstage. Et il y en a quand même pas mal qui vont commencer à être montés. Et vous aurez de belles petites surprises qui vont arriver. Il est tard, c'est pour ça. Il est tard, ouais, il est juste 1h52 du matin, donc c'est rien, c'est que la moitié de l'interview, on va dire. Là, il y a encore combien? Je regarde 75 questions. Voilà, c'est bon. Non, ça va. On va aller vite. Alors si tu permets, je vais prendre le vinyle, je vais faire un petit rewind. Il faudrait que j'ai le bruitage, il faut que tu le trouves. Parce que la question a été posée et bon, depuis tout à l'heure, et puis ça fait partie du livre aussi. David Guetta. J'aimerais bien que tu parles de David Guetta parce que forcément tu dois avoir une approche de ce personnage qui doit être intéressante et qui sort des déchets. En fait, je pense que David Guetta, ça fait partie des sujets. Je pense qu'il faut ni l'idolâtrer ni le bâcher. Je pense qu'il faut en parler avec beaucoup de neutralité et sur ses talents, ses qualités. Tu vois, je pense que c'est pas intéressant de le bâcher ni de l'idolâtrer. Je pense qu'il faut être au milieu. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là, au même titre que Laurent Garnier, c'est d'abord des ambitions. C'est-à-dire, c'est une ambition dévorante. C'est-à-dire, il y a que ça qui compte. C'est un objectif et tu veux l'atteindre. Donc, Laurent Garnier l'a passé parfaitement, outre mesure, tu vois. Mais Laurent Garnier, il a ce petit truc que lui, il voulait pas faire partie du star system. Alors que Guetta, à l'instar de Guetta, lui, il voulait faire partie des paillettes, des strass et de la pop. Guetta commence très tôt, en 87, il mixe au Broad. Le Broad, c'est une discothèque homosexuelle à Paris, très connue, et il mixe, tu vois, pour le dance floor. Et déjà, tu vois, en 87, le mec, il dit ouais, j'aimerais bien faire des soirées acid house et tout. Le patron lui dit vas-y, ok, mais tu te débrouilles. Le mec, c'est lui qui va flyer dans les rues, c'est lui qui fait tout. Il fait tout, tu vois, le mec tout seul. Il avait toujours un petit penchant aussi pour le hip-hop, parce que je vous rappelle que Guetta, il est passé avec Sydney. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sydney, c'est l'émission HIP HOP qui a commencé en 84 sur TF1, et donc il a mixé avec, il a fait du playback à la télé, notamment à La Classe, une émission que les jeunes ne connaissent pas, présentée par Fabrice, où il s'est produit avec Nation Rap. Voilà. Donc il était très branché hip-hop. Notamment, on le voit dans les premières fêtes de Pas de Cash à Paris, posé avec Ariel Wiesman, qui était journaliste, à Actuel, et ensuite qui a switché comme tous ses collègues de talent sur Canal+. Donc voilà, c'est ce petit monde-là. Donc on revient au Broad, en fait. Donc 87, il fait tout. Il organise tout lui-même, ça marche. Le patron lui dit, vas-y, banco, fais-moi tes teufs acid house, etc. Et ça marche. Donc de là, le mec super ambitieux, qu'est-ce qui se passe? Je vais abréger. Il se retrouve directeur artistique du Follies,
puis du Queen, DJ hors pair, technicien hors pair, et ça il faut le dire, parce que je me suis souvent fighté sur les réseaux avec des gens qui disent il lève les bras. Oui, non mais ok, il lève les bras, mais avant de lever les bras, tu vois, avant de lever les bras devant 40 000 personnes, le mec c'est un DJ de ouf, une technique. Moi je l'ai vu mixer à plusieurs reprises, que ça soit aux Follies, au Queen et etc. En tant que DJ, il est vraiment très perfectionniste. Claude Monet qui en parle et qu'il connaît très bien, et Claude Monet en parle dans son interview et qui explique exactement ce que tu viens de te dire, ce que tu viens de dire toi, pardon, qui explique. Mais les gars, faut comprendre. Claude Monet, voilà, Claude Monet, résident du Queen, absolument. Donc on peut lui reprocher ce côté house commercial, etc. En termes de production, effectivement, ça se corse. Il a sorti un premier maxi en 94 avec Robert Owens. Robert Owens, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à écouter I'll Be Your Friend. Si vous n'avez pas la chair de poule, si vous pleurez pas. Pionnier de la Deep House de Chicago. Envoyez-moi un message, parce que voilà. Mais par contre, le maxi, voilà, dégueulasse. Franchement, un flop total. Il se vend pas, et puis quand on écoute, voilà. Et au fur et à mesure, il s'entoure de mecs bons, ce qu'on appelle des ghost producers. Le premier étant Joachim Garraud. C'est notamment avec Joachim Garraud qui compose le premier album, notamment le premier maxi en 99-2000 avec les étoiles, le clip là, je sais plus. Excusez-moi là, c'est vrai que j'ai plus le titre en tête. Love Don't Let Me Go. Love Don't Let Me Go. Bref. Il m'entend ou pas? J'ai l'impression qu'il m'entend plus. Tu m'entends, Christophe? Ouais, carrément. Ah d'accord, ok, non, parce que je sais pas, j'ai l'impression que je m'entendais pas moi-même. C'est bon. Pardon. Donc je crois que c'est un truc comme Don't Leave Me Go, enfin un truc comme ça. Love Don't Let Me Go. Ouais, voilà. Donc c'est Joachim Garraud qui est aux manettes. Ils étaient dans l'immeuble de FG, donc rue de Rivoli à Paris. Ils étaient en dessous. En fait, ils avaient un studio juste en dessous de FG. Et ça a cartonné. Ensuite, très grosse prod, hein, déjà t'as la touche Garraud qui est derrière. Ouais, très bien produit. Voilà. Et New Beat. Et juste pour te dire, quand Garraud, la première fois que j'ai entendu ce morceau, c'est ça que j'ai kiffé chez Garraud, c'est que il a apporté ses touches maximum, encore une fois, ses touches New Beat à lui. Dans cette production mondiale. Et ce morceau, c'était au Soleil. Je me rappelle une bonne nuit avec notre ami Thierry. J'entends ce morceau, l'intro du morceau, la version maxi. Attention, pas la version radio. Putain, c'est une tuerie ce truc, c'est quoi? Ah ouais. Puis ça grince et tout, puis après, putain, c'est Guetta. C'est ça. À l'époque, parce que le morceau, on peut dire ce qu'on veut, on peut critiquer, mais Love Don't Let Me Go, que quelqu'un écoute ça, ok, vous pouvez dire, ok, certes, ça passe à la radio, mais l'intro du morceau, puis même le morceau tout court, le Garraud, là, on sent que derrière, c'est une très grosse prod, c'est bien produit, et même encore aujourd'hui, c'était à l'époque de ce qu'on appelait l'électro, les gens commençaient à appeler l'électro. L'électro house. Ou même l'électro tout court, ce qui nous énervait. Ouais. Ah, t'écoutes d'électro. Oui, bon, bref, ces périodes-là, c'est qu'on a commencé à sortir ce son. C'est vrai. Alors, c'est marrant ce que dit Benjamin, parce que c'est là que, moi, l'électro, c'est Aux 88, c'est Doppler Effect, si tu veux. Et quand les gens te disent, j'écoutais de l'électro, ils disaient ça. Bon, il y a eu pas mal de, maintenant, ça commence à s'arrêter, mais le mot électro ne voulait plus rien dire. Et apparemment, Actarus dit c'était Just a Little More Love, le premier. Donc, attention. Oui, le premier, ça a été Just a Little More Love, mais ce morceau qu'on parle, qui envoie machin, c'est bien Love Don't Let Me Go. Oui, d'accord, mais le premier, c'était... Just a Little More Love, alors c'est marrant, je vais rebondir dessus, il y a deux versions. La version qui passait très souvent, c'était une version avec un peu plus électro du terme de l'époque, mais la version clip et la version qui est un peu plus... pas Aux 88, mais on se rapproche de l'électro, alors pas avec un beat électro saccadé, mais ça restait du 4/4, mais et encore non, si je me rappelle bien, c'était pas 4/4. Actarus Haute, la première. Putain, vous savez quoi, les gars? On a un archive, on va aller sur YouTube et on va trouver ça de suite. Mais parce que c'est intéressant quand même. Il y avait pas aussi Fred Rister, il y a pas que Joachim. Après, donc Fred Rister, effectivement, qui est aujourd'hui décédé. Effectivement, lui, il a composé le deuxième album et le troisième. D'accord. Et après, en fait, il est décédé. Et après, Guetta, il est parti dans ses exercices avec toutes les stars hollywoodiennes, américaines, etc. Tu vois. Ouais. I got a feeling, Black Eyed Peas, enfin voilà, tu vois. Donc, Joachim Garraud pour le premier album,
et Fred Rister, aujourd'hui décédé pour le second et la suite. Effectivement, il le suivait non-stop dans ses stades devant 60 000, 80 000 personnes, tu vois. Mais pour revenir à ce qu'il a fait pour Paris, c'est le Broad, ensuite c'est le Follies, ensuite c'est quand même le Queen, ensuite c'est les Bains, le Palace, le Fumoir, toute la French Touch lui doit beaucoup parce que c'est lui qui les a programmés dans le Fumoir grâce à comment il s'appelle, Pedro Winter. En fait, au Palace, donc tu avais un dance floor et puis il lui a dit tiens, à Pedro, tu prends le Fumoir, tu fais ce que tu veux. Et c'est Guetta effectivement avec sa femme à l'époque, aujourd'hui divorcée, qui lui ont dit vas-y. À Pedro Winter, aujourd'hui boss du label Headbanger que tout le monde connaît, Justice et j'en passe et des meilleurs. Même Monsieur Oiseau a switché sur le label, a quitté Fcom à l'époque. Et donc voilà, donc en tant que DJ, c'est un putain de technicien, mais un vrai technicien. Moi, je l'ai vu mixer, j'étais choqué, quoi. C'est-à-dire que c'est un feeling. Il te mixe de la disco, de la house, de la hard house, mais gentiment, du garage, mais comme ça, tu vois. Les potards, ils glissent. Et le mix, il glisse dans une technicité, franchement, voilà. Donc maintenant, effectivement, c'est clé USB, les mains en l'air, devant des stades, mais je pense qu'il mérite ce statut. Il le mérite amplement. Parce que, au même titre, encore une fois, qu'un Laurent Garnier, en fait, c'est le pendant d'un Guetta, mais en moins bling-bling, tout simplement. À Garnier, on lui a proposé des jours de l'an pour des millions d'euros. Il a toujours refusé, tu vois. Guetta, non, il a toujours aimé les paillettes, les strass, il a toujours aimé ça, le bling. Donc, dès le départ. Donc, voilà. Mais donc, pour répondre à la question, je pense qu'on lui a répondu. Je pense qu'on a répondu largement à sa question. Très bon DJ, très bon technicien, producteur, voilà. On va dire partners producteurs. Sans Garo et sans Richter, effectivement, il n'y aurait pas eu les albums qu'on a connus. Oui, il devait dire voilà, si, mets-moi une snare ici, non, peut-être la montée, on va, tu vois, bon, voilà, c'est sûr que voilà. C'est autrement différent que moi, par exemple, j'ai commencé avec un Atari 520 ST, j'ai commencé avec une 707, après j'ai enchaîné, tu vois, avec un JP 800, un JP 8000, enfin une RM1X, enfin tu vois, donc tu as la différence entre les mecs. Et Dieu sait que vous les recevez hebdomadairement chez vous, des mecs qui savent programmer un synthé, un sampler et un ordi, brancher tout ce qu'il faut. Je parle même pas d'Ableton parce que c'est même plus de mon époque, tellement que je suis ancien. Mais à l'époque, tu vois, ton MIDI, ta programmation, ton sample, il fallait le mériter. Quand tu avais un S1000 ou un S950 de chez Akai, et quand tu l'avais programmé et que tu avais un échantillon de piano de ce que tu veux qui sonnait, tu étais heureux. Donc effectivement, Guetta n'a pas connu ça. Voilà. Mais par contre, Guetta a connu les platines et la direction artistique de beaucoup de grands clubs parisiens. Donc ça, on peut pas lui enlever parce que effectivement, il était très fort. Et un vinyle. Et à l'époque, en étant DJ hip-hop, tu étais obligé, pour pas te faire huer par le public qui était assez, à la différence du public house, qui était un public de puristes, le premier public hip-hop. On en parlait avec ceux de nos invités qui étaient là dans ce milieu-là. Ils rigolaient pas. Hein. Tu te faisais agresser, quoi. Si tu faisais pas tu faisais pas le taf, tu repartais, te faisais planter, quoi. Donc je peux te dire, Jean Brousse, que le public techno. Je vais mettre en fond la version 94-95, il était tout aussi dur, le public techno. Oui. Il ne pouvait pas mixer autre chose que de la techno ou de l'art techno. Enfin. Sinon, t'étais baisé, tu loupais un mix, tu te prenais des tomates. Enfin, il fallait pas si tu loupais un calage, c'était mort pour toi, tu vois. C'est vrai. Donc, effectivement, c'est une bonne école. C'est bon, ça. C'est la version que je vous parlais de Just a Little More Love. Ouais. Alors, il y a Actarus qui dit le best de Guetta pour moi, c'est son remix de Julie Avalon. Il y a du Emmanuel Top dans ce remix. C'est ce remix qui m'a réconcilié avec Guetta, je le joue encore. Après, il y a Manu, on le réconciliera pas avec David Guetta, mais c'est pas grave. Hein. Il y en a, alors, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Juste pour parler, on en parlait tout à l'heure, donc Just a Little More Love, il y a la version normale, et moi j'ai joué cette version. Et forcément, c'est pas. Alors, je suis désolé Facebook. Alors, j'espère que je vais penser à remettre le bouton, parce que c'est vrai que la pause musicale n'a pas été sur Facebook, elle a été que sur Twitch. Hein. Sur Facebook, ils ont eu que la jaquette avec on n'est pas là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Vous savez. Voilà. Et ça, c'est la version de Just a Little More Love. Ah oui, c'est sûr que c'est bon. C'est pour montrer quand même les prods. Je coupe le Facebook, l'extrait, désolé. Parce que on va se faire couper, c'est sûr.
Là, c'est... Ah bah là, oui. Avec Guetta. Voilà, donc bonne prod et même là je me dis putain je peux encore le rejouer en fait ça, cette version. Alors c'est sûr que c'est pas la version qu'on entendait à la radio, c'est pas la version... je crois qu'elle était en clip celle-là. J'ai vu un clip avec cette version. Je dis pas de bêtises, c'est ceux qui sont sur le chat peut-être se le rappeler. À la base, le mec qui chante, c'est un mec qui chante du gospel, quoi. Ouais. Le mec, il a rien à voir avec quoi que ce soit de house. Je remets vite fait l'extrait. C'est un chanteur de gospel, le mec, à la base. Moi j'ai beaucoup aimé la boucle de... Et là, c'est la touch Garo. Touch Garo. La boucle on derrière, retrouve, la boucle old school, le ça c'est Joachim ça, Ça c'est Joachim, c'est Maximum, c'est le Boy, c'est le New Beat. Ça a été et ça c'est formidable, Et après c'était quoi le remix qu'il disait le Actarus? De quel morceau? Il disait... je serais curieux de l'entendre, effectivement, ouais. Avec Emmanuel Top, je serais curieux de l'entendre. Remix de Julie Avalon. Julie Avalon. Alors attends, je vais le chercher sur notre ami. C'est Avalon, A-V-A-L-O-N. Et Guetta, je pense que je vais ouais, Avalon, il y a Julie dedans, je sais pas. Oui, Julie Avalon, effectivement, David Guetta remix. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais peut-être passer l'intro. Est-ce que je connais? Ah oui. Ah Chris, tu as figé, faudrait que tu... rafraîchis ta page, Chris, rafraîchis ta page Google Chrome. Alors, attends. Et tu retapes le même nom ou tu rafraîchis juste? Tu rafraîchis ta page Google Chrome. Oui, un grand classique, ça, effectivement. J'ai joué... c'est 10 ans, 12 ans, même plus. Putain, c'est vieux ça. Voilà. Vous inquiétez pas, Christophe va revenir. On l'entend toujours par contre. Ouais. T'as juste à rafraîchir la page et tu retapes le même prénom que t'avais mis. Yeah, j'arrive. Ouais. Effectivement, t'as raison, Actarus. Tu te rappelles Jean ça? Ah bah quand même. Avalon. Alors ça c'est le remix de Guetta, mais l'original tu le connais c'est sûr. Ça y est, on l'a joué des milliards et des milliers de fois. Attends Chris, t'es pas revenu automatiquement, c'est que t'as dû changer le nom. Non. Là en fait il est en train de mouliner là. Mais c'est normal parce qu'il m'attend, mais c'est ce qui m'inquiète c'est que normalement il n'y a pas à faire ça. Et ouais, il a créé un deuxième Chris ou c'est le même? Il veut toujours pas, hein. Ouais, il mouline. Ouais. Il mouline. Alors rafraîchis à nouveau la page. En fait, faut pas que tu ouvres une deuxième page, hein. Faut que tu rafraîchisses ta page. Ah ouais. Enfin bon, voilà. Attends, je vais couper l'extrait parce que là, on va se faire striker aussi. J'ai toujours la pression sur YouTube, sur Facebook, putain. Alors, pour info, alors Jean en a parlé tout à l'heure, on a interviewé Unvelt il y a combien de temps? Un an. Et là, on a reçu comme quoi que la vidéo est pour l'instant bloquée. Un an plus tard, parce qu'une major a bloqué un extrait sonore. C'est quand même lent. Tu t'en sors, Christophe, ou pas? Ah oui, attends, je te vois. Ah, il y avait un break acide dans le remix, d'accord. C'est en train de mouliner là. Ouais, attends, c'est en train de mouliner parce que je te vois, mais le problème c'est que et tu reviens pas automatiquement, ça m'inquiète. Hein. Ouais. Il y a un petit souci. Ouais, toujours un écran noir. Alors je comprends pas. Absolument. Et toi, ça. Attends, je te déconnecte. Ouais, mais j'ai peur de faire ça. Sinon, quitte la page et relance le lien. Hein, on va voir. Hein. Donc là, j'ai quitté. Ouais. Hop. Je me reco avec le lien. Que personne ne panique, Christophe est toujours avec nous en audio. On peut remettre ta photo, ta capture d'écran. On règle les problèmes techniques, c'était... on n'a pas trop eu, à part si les problèmes de son. C'est le problème du live. Hein.
Alors ça y est, alors, je te revois. Il galère. Ouais, mais il galère, c'est parce qu'il attend ma réponse, je pense. Ah. Ouais, t'as toujours un écran noir, c'est bizarre, hein. Ouais. Ouais, mais sinon change. Ça, c'est bizarre. Et t'as bien quitté ton Chrome ? Ouais, je te confirme, j'ai bien quitté. Et je me suis reco via le link que tu m'as envoyé, donc a priori. Alors pourquoi il galère ? Il me met connexion problème. Donc là, ouais. Ah, attends. T'étais déconnecté là ? Ouais. Alors bouge pas. Je vais moi aussi te déconnecter. Vas-y. Voilà. Allez, reviens pour voir. La dernière fois que j'avais fait ça avait marché. Je ferme. Après, Jean-Burus, si tu as des questions en attendant pour meubler, on va faire du meublage radio. Non, mais on peut parler d'un truc, même si à la limite on voit l'image qui est figée, mais oui, vas-y, je voulais, Christophe, tu sais, on n'a pas abordé Schulz justement. J'aurais aimé que tu nous parles un peu de Schulz, parce que bon, ce soir il devait être avec nous, mais pareil, on l'a appelé un peu tard, et comme ça s'est fait, c'est vrai que le temps passe, et il était aussi, de toute façon, il était sur un festival ce soir. Ouais, il jouait à Barcelone a priori, ouais. Bah ouais, le temps que apparemment ça mouline, hein, donc apparemment il y a un petit souci. Redémarre ton PC, hein. De toute façon, on t'a en audio, t'es sur ton Messenger sur ton téléphone, donc redémarre ton PC, hein, on t'attend, c'est pas grave. Et on parle en attendant de. Pas de souci. Ah ben on a Laurent Brainwasher qui va partager sur son groupe Le Boy notre interview demain. Donc c'est super sympa de sa part. Ouais. Et faudra qu'on mette le replay, que ce soit pour le replay. Parce que c'est vrai que Captain Moustache aussi a reposté le truc de Facebook, mais le problème c'est qu'ils mettent en sourdine, tu sais, on a des avertissements de sourdine. Je pense qu'il faut le replay, j'aurai le temps largement de le faire. Vous aurez le replay dimanche. Donc Brainwasher, ce que tu fais là, attends que je le fasse sur YouTube. Une fois que c'est sur YouTube, il n'y a pas de coupure, rien, puis il y aura le montage. S'il y a des synchros d'images je rattrape les problèmes de synchro entre la voix et l'image, parce que souvent ça désynchronise dans le temps. Je fais tout ça. Je viens de lui écrire. Ouais. Alors donc là, je suis en train de redémarrer mon PC. C'est un Mac ou un PC que t'as ? C'est un PC. Oh. C'est normalement c'est. Moi je dirais même. Ouais. Ah vas-y. Je sais. Alors, autant mon fils, il est Mac, mais autant moi, tu vois, Mac, voilà quoi. J'ai essayé, mais. Nous à Radio Punch, on est tout. On est Linux, PC, Mac. Je veux dire, on fait pas de trucs, Raspberry Pi. Je ne juge pas. Voilà. Un jour, peut-être qu'on fera un backstage, une émission un peu backstage. On montrera un peu comment on marche. Il y a Seb qui a dit Windows. Ah, je sens qu'il a pris position. Ça y est. Ah oui, effectivement, ouais. Non, moi je suis. Alors sachez que cette émission est réalisée sur un PC quand même. Malheureusement, c'est pas sur un Mac. Il y a un Mac quand même à côté là qui gère la gestion des flux, on va dire, enfin de Facebook et Twitch, mais c'est réalisé sur un PC. Il y a Titi qui dit pas d'a priori sur les PC SVP. Ouais. Mais Titi, on est en train de dire que nous à Radio Punch, on n'a pas d'a priori parce que Benjamin. Jean est sur un PC là pour vous dire. Benjamin, c'est un expert dans les trois, donc t'inquiète pas. Après, c'est vrai qu'on a notre préférence. On va pas la cacher. Alors, je comprends pas ce qui se passe, Chris. Bon. Chris. Ouais, là, c'est dur là. Apparemment, ça mouline. Je sais pas ce qui. Alors, s'il faut, je recrée une session. Hein. Et l'ordi, tu l'as redémarré ? Ah oui, il a redémarré. Ah oui, absolument. Ah, attends, non, je comprends pas. Sinon, nous, on se déconnecte. Il y a même pas de son. T'as bien autorisé la caméra à nouveau ? Ah ouais, carrément. Enfin. Ouais. Là, je suis d'équerre là. Hein. Ouais. Ah, et Titi, il a un Commodore 128, lui. Ouais. Ce que je vais faire, je vais recréer un lien. Après, vous savez, quand il y aura le replay, je dis à nos amis là qui sont patients et qui restent avec nous, quand il y aura le replay, gentil. On va couper et voilà. Bon, mais ce que je vais faire, soyons patients le temps de que ça revienne. Je vais recréer un lien. Voilà. Là, c'est un peu chiant, mais quand ou alors, attends, replay, ça se je vais me reconnecter. Attends, je tente un dernier truc. Je me déconnecte moi. Ça y est, il est revenu. C'est moi qui suis revenu. Ouais, c'est moi qui suis revenu. C'est moi qui suis revenu et toi, faut que tu reviennes, moi, Jean. Moi aussi. Enfin, si t'as envie. Ouais, c'est bon. Alors, t'es revenu, mais par contre, faut que je recrée les trucs. Moi, je vais le faire. Continue à parler. Je vais recréer. Tu m'envoies le lien. C'est le même.
Il est là, Télestream. Alors, on y va. Donc, continuez. Et il faut juste que je recrée les vues. Je le mets là, au milieu. Je vais le faire, c'est pas grave. Tac, là. Tac. Ici. Bruce. Ouais, on va parler de Jules. Parce que c'est important. On peut mettre un morceau de Jules à Tanantais. Ah, Dragon Dub. Ah bah oui. Écoutez-moi ça. Serial Records. Allez. Christophe est de retour parmi nous. Voilà, ça c'est fait. Allez, copier-coller, je refais ça. Alors moi je vous vois sans problème. Bah voilà. Ça y est. Back. Coupez le son du truc et voilà. Voilà. Allez, continuez pendant que je refais les vues. Bon alors Jules. Ah regardez. Faut couper le son. Tu dois avoir un truc. Il y a eu un écho. Alors, une trajectoire. Oui, mais je vais le couper, t'inquiète, c'est normal. Ouais, il y a du feedback. Ouais, c'est bon, il a pu y être. Voilà. Trajectoire très atypique, hein, Jules. Vas-y. C'est bon, c'est parti. Ouais, c'est bon. Alors Jules, très inspiré, mais vraiment très inspiré par Guillaume la Tortue et par Jérôme Pacman. Il les suivait à H24. En teuf, toutes les teufs parisiennes, mais surtout très inspiré par la scène hollandaise. Donc là, je vais sortir des noms que les plus anciens vont adorer. C'est Dimitri, Père, 100% Isis. Donc la scène d'Amsterdam telle qu'elle était pratiquée dans la progressive entre 90 et 93. Donc voilà, Jules, il est très inspiré par Guillaume la Tortue et Pacman, qui suivait, et Bertrand, évidemment, mais très inspiré aussi par Mosinor, par la scène hollandaise, et évidemment Francesco Farfa, qu'on retrouve forcément au gré des influences des premiers DJ parisiens. Pourquoi Farfa ? Parce que Farfa, en fait, pour la petite histoire, il mixait d'une façon parfaite, sans toucher au pitch. Voilà. Donc le mec, jamais, il pouvait mixer 2-3 heures, voire 4 heures, jamais il touchait à son pitch. Et Pacman, je sais que Pacman, Bertrand et Jules ont été très impressionnés par cette technique de mixage. Donc ils ont essayé de comprendre et ils ont tâché de faire un peu la même chose. Alors Jules, en fait, c'est quoi ? Jules, il est influencé par aussi la Tortue, par ce côté dub. Il est influencé par la Hollande, ce côté progressif, mais surtout par New York. Pourquoi ? En 93, il part à New York pour un stage, en fait, dans un grand groupe de presse, Hachette, et il part travailler. Parce que, en fait, pour la petite histoire, Julien, donc Jules, a travaillé, a mené 2 vies parallèles, c'est-à-dire d'un côté la publicité et d'un côté le DJing, jusqu'en 98. Et donc en 93, il se retrouve à New York, tout seul, tranquille. Donc le mec, il a 19 ans, il se retrouve à New York, il va dans des auberges de jeunesse, des YMCA, des hôtels, et le truc qui le défonce la tronche, c'est le Sound Factory. Alors pour les plus nouveaux, le Sound Factory, c'est quoi ? C'était à l'époque l'un des meilleurs clubs du monde. Pourquoi ? Il y avait Junior Vasquez qui mixait en tant que résident. Il y avait Frankie Knuckles qui avait une résidence. Il y avait les Master at Work qui venaient mixer régulièrement. J'en passe et des meilleurs. Et bien évidemment, Barbara Tucker, dont on a parlé tout à l'heure, c'est featuring, qui venait chanter également. Donc le gars, en 93, juste après avoir fait sa petite compilation pour Fairway, pour Olivier Planex, il fait son petit CD mix et il part 1 an à New York. Il revient en 94, la scène a totalement changé.
puisqu'effectivement, en un an, vous imaginez bien que la scène rêve et techno parisienne a absolument changé. Et il fait son petit trou, mais il garde effectivement son boulot de publicitaire grâce à son stage qu'il a eu haut la main à New York. Et en fait, dans ces mix, tu retrouves quoi ? Tu retrouves la musique hollandaise, donc tu retrouves Dimitri. Et Dimitri, la spécificité de DJ Dimitri, qui est un grand DJ, en fait c'est l'équivalent d'un Laurent Garnier à Amsterdam, c'est que le mec, à chaque disque, il va jouer un style différent. Il va passer de la house, de la progressive, de la techno, du breakbeat, sans aucune œillère. Et ça, on le retrouve dans le premier CD mix de Fairway, dans Jules, il fait pareil. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage, j'analyse ce mix, parce qu'il vaut le détour. Donc il a gardé de Dimitri, encore une fois, qui est le Laurent Garnier hollandais, il a gardé cet éclectisme de malade, c'est-à-dire enchaîner les titres, les styles, comme ça, à chaque disque. Tu restes pas sur tes acquis. Donc c'est house, c'est progressif, c'est trance, c'est breakbeat. Donc en 93, effectivement, ça pouvait faire hurler les gens parce que faut savoir qu'en 93, 94, en tout cas à Paris, les gens étaient très sectaires. Donc c'était soit tu mixes Techno Détroit et c'est tout, soit tu mixes trance, soit tu mixes breakbeats, mais tu mixes pas tout en même temps. Ce n'est pas possible. Et lui, il a réussi à faire sa place. À la manière d'un Dimitri, en mixant tous ces styles. Et ça a plutôt bien marché. Fin de la décennie, donc en 98-99, il signe sur Serial Dragon Dub. Donc, en fait, on ressent les influences du dub pour lequel il était très fan, sachant qu'aussi il était très fan de Prince, hein, attention, je tiens à le souligner. Jules, Julien, est un très, très grand fan de Prince. Il connaît tout sur le bonhomme, vraiment tout. Et donc, les influences principales, donc c'est la Hollande, c'est New York, Junior Vasquez, donc espèce de hard house très tribal, et c'est ce qu'on ressent dans ces mix. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est un de ses premiers maxi, et après, il a fait connaissance d'un bassiste à Salary Records, qui lui a permis de développer effectivement, sa programmation. Et je vous invite à écouter les lignes de basse qui sont juste magnifiques. Et pour finir, parce que je sais que je peux être relou quand je me mets à parler. Non, c'est passionnant. Pour finir, les basses cultures, soirée hebdomadaire qui tiendra pendant c'est même pas qui tiendra, qui tient encore, ça fait 25 ans. C'est la seule résidence, du Rex qui tient encore à l'heure où je vous parle. 25 ans de basse culture, où il invite les meilleurs DJ. Ça fait 25 ans qu'il tient sa résidence, le mec. 25 ans. Ils ont fêté les 25 ans il y a pas très longtemps, là, et il continue à mixer, le mec. Donc voilà. Outre sa technique de mix, outre son style, ses productions, son label, Basse Culture, je vous invite à consulter sa discographie en tant que producteur et toutes les signatures qu'il a pris au sein de son label Basse Culture, et vous allez voir que le mec, putain, chapeau. Bah, il fait partie des prochains qu'on interviewera aussi, de toute façon. Vous allez voir, bien sûr. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et Titi, j'en parle pas mal. Serial Dub, c'est c'est Serial Record, Serial Dub? Il posait la question. Alors, c'est Serial Record, le label. Serial Record, c'est un label parisien, notamment où c'est illustré DJ Sinclair, décédé aujourd'hui. En fait, même Jean-Jérôme est passé par là. Jean-Jérôme a signé aussi pour ce label. J'allais justement parler de lui, tu vois. Ouais, on est sur un label. En fait, si vous préférez, Serial, c'est vraiment la formalisation du clubbing house parisien fin 90. C'est-à-dire que là, on a tous les ingrédients, tout est parfait, la production elle est parfaite, les arrangements sont parfaits, la maîtrise des fréquences est parfaite, le studio est parfait. Et je vous invite à écouter pour comprendre que basse, médium, aigu, vous avez tous les sons qui sont restitués parfaitement, et on a des chefs-d'œuvre vraiment du clubbing parisien. Après, ça reste du clubbing, donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas, effectivement, que ça reste des titres fonctionnels et circonstanciés pour le dance floor, mais
quand on écoute certaines productions de Jules ou de Didier Sinclair ou de Jean Jérôme, on s'aperçoit vraiment que moi-même, pour avoir dansé comme un cinglé sur le dance floor du Red Light, où Didier Sinclair était résident à Montparnasse, c'est du lourd. Enfin voilà, c'est une culture house, c'est-à-dire que c'est un peu, si vous préférez, c'est un peu l'enfant du Queen. Voilà, c'est un peu l'enfant du Queen, c'est-à-dire une house un petit peu commerciale dans les sons, c'est-à-dire un peu consensuelle, mais tellement efficace qu'on ne peut que se régaler et s'amuser. Voilà. Très bien, c'est super. Alors, tu fais la transition sans que je te la demande sur Jean-Jérôme et Didier Sinclair, justement. Jean-Jérôme, on devait l'avoir ce soir, mais c'était trop tard. On ne pouvait pas dépasser 11 heures. Donc, vu la chronologie, c'était. Voilà. C'est pas grave. Pareil, on aura l'occasion de le contacter. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ah, bah, Jean-Jérôme, bien sûr. Alors, Jean-Jérôme, effectivement. Dupuis. Alors, ce que j'aime. Ouais, absolument. Ce que j'aime chez lui, en fait, c'est que Jean-Jérôme, c'est le mec, il arrive à FG un peu sur le tard. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui sont pas dans le délire parisien, à une époque, FG, donc la FG historique, était dans le 19e arrondissement de Paris. Donc c'était un petit studio tout modeste. Mais les meilleures émissions sont sorties de ces studios. On avait Happy Hour avec Patrick Rognan, après qui a été switché avec Didier Sinclair. Nous avions évidemment Rev Up, toujours avec Patrick Rognan. Nous avions LG sur FG, c'était Laurent Garnier qui produisait son émission, il mixait. Nous avions ensuite Grégory, etc., DJ Grégory, qu'on connaît avec son tube Chic Vénus sur Versatile. Et donc, ça, c'est vraiment le FG historique tel que les Parisiens connaissent. Et ensuite, ils ont déménagé dans les quartiers UP, dans les quartiers un peu plus, entre autres, rue de Rivoli, à Châtelet. Et c'est là qu'intervient Jean-Jérôme. Et Jean-Jérôme, en fait, il arrivait avec un stage, tout simplement. Il venait de la scène hardcore, donc un peu comme moi, DJ hardcore, etc., free, donc la boue, etc. Et le mec, il arrive à FG et puis il est resté 17 ans à FG. Donc 17 ans à FG, mine de rien. Donc on peut lui reprocher effectivement le côté commercial de la radio. J'en parle d'ailleurs dans son chapitre. Mais néanmoins, tu vois, paradoxalement, parallèlement, on peut lui reprocher ce côté commercial parce que mine de rien, effectivement, la radio, au bout d'un moment, il faut bien qu'elle vive. Donc, quand tu as 15 ans, tu peux être underground et te nourrir que de, je sais pas moi, de bière, de 8-6 chaude et manger des pâtes, c'est super. Mais à un moment, voilà, il faut vivre. Et donc, ce que j'aime avec Jean-Jérôme, c'est que le mec, il est allé au-delà de ses prérogatives underground et il a diffusé de la bonne humeur. Vraiment, et c'est le titre un peu de son chapitre. C'est un condensé, c'est un concentré de bonne humeur et de bonnes ondes. C'est-à-dire que le mec, il a fait plaisir pendant 17 ans à des auditeurs, tu vois, qui voulaient écouter du bon son, de la house. Donc le mec, voilà, il a diffusé du bon son, du garage, de la house, du breakbeat, de la jungle. Il n'y avait même pas de limite. Henri Morel, le président de l'association FG, et qui traînait aussi avec les partis politiques, notamment de gauche, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, était très friand de sa musique. Et il a connu, très ami avec Didier Sinclair, malheureusement disparu encore aujourd'hui, comme on en a parlé tout à l'heure. Très ami avec Jean-Marie Quay, alias Jean-Marie Connet, du label Fairway, qui a fait énormément de soirées. Ouais. Et le gars, il a développé son style, c'est-à-dire alors, on peut pas parler de house filtré, parce que je pense que... Alors lui, je sais qu'il appelle ça comme ça. Mais quelque part, tu vois, il y a une connotation négative quand tu parles de house filtré. Oui. Et quand tu écoutes sa musique, c'est pas des samples disco. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu analyses vraiment sa musique, et dans ma playlist, je vous ai joint Hot Dog, de son projet disco. Voilà. Quand vous écoutez la basse,
quand vous écoutez le son, c'est que de la bonne humeur, au même titre que ses émissions. Ça parle d'eux-mêmes. Voilà, le morceau parle de lui-même. Là, pour l'instant, on est plutôt pumping house. Voilà, c'est ça, exactement, Jean-Bruce. On est plutôt sur de la pumping house. Je sais que lui se revendique de la filter house, mais je trouve c'est une autre dimension. On n'est pas sur du simple loops, de la simple loops disco à l'arrache, tu vois, enchaîné sur 8 minutes. C'est un morceau qui dure longtemps. Il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de maîtrise, de programmation surtout. Et ça, tu peux pas lui enlever. Et quand tu écoutes ces programmations, c'est que de la bonne humeur et c'est très très bien produit. Ça se trouve même, tu sais quoi, au Royaume-Uni, il y en a, ils appelleraient presque ça même du speed garage ou des trucs comme ça presque, tu vois. Ouais, bien sûr, carrément. Je suis d'accord avec toi. Donc effectivement, Jean-Jérôme, voilà, et à l'heure où on se parle, il continue à produire. Il a fait des remixes pour Ralphie. Donc pour les plus nouveaux, Ralphie, c'est quand même une figure emblématique de la scène de Brooklyn, de New York, qui avait son label, qui a sorti quand même pas mal de trucs, qui a traîné avec Lenny D qui avait fait du gabber à l'époque. Ils avaient fait du gabber, Lenny D et Ralphie. Bien sûr. En fait, c'est la clique, tu vois, c'est la clique Omar Santana, Lenny D, Ralphie D, c'est la clique en fait. Et donc, ouais, il a eu des remixes. Encore aujourd'hui, il a des demandes de remix qui sont vraiment sympathiques. Et voilà. Et le mec, il fait il fait son truc, quoi. Il continue. Et quand tu écoutes son machin, c'est très solaire. Enfin, ses productions sont très solaires, à l'image de ses animations sur FG pendant 17 ans. C'est que de la bonne humeur, c'est que des bonnes vibes. Et mon chapitre, il est articulé en ce sens, en fait. Pourquoi ? Parce que quand moi j'écoutais, j'avais été le voir dans les locaux d'FG à l'époque de Reed Rivoli. Il s'en souvient certainement pas, mais j'avais pris son premier disque, c'était Jungle, et le seul truc qu'on peut lui reprocher, effectivement, et il le dit lui-même, lorsqu'on s'est entretenu, il s'est peut-être un peu trop dispersé avec des projets, et il aurait dû garder son blaze de Jean-Jérôme. Parce que comme il n'avait pas de collectif pour être ancré profondément, au même titre qu'un bateau, une péniche, dès l'instant que tu veux qu'elle soit stabilisée, il faut une ancre dans la vase. Lui, il a fait des participations qui étaient superbes. Malheureusement, il souffre d'un manque de collectif, etc. Et du coup, lui-même le regrette actuellement. Il aurait gardé son blaze Jean-Jérôme, il se serait pas dispersé, dans d'autres projets. Il aurait peut-être, éventuellement, on va pas se perdre en conjecture, on n'est pas là pour ça, mais je pense qu'il aurait développé le truc, quoi. On en a parlé avec Captain Moustache la semaine dernière, c'était des changements de pseudo, on a fait un chapitre là-dessus. C'était intéressant, on va pas le relancer le débat, mais c'est vrai que c'était intéressant parce que lui il a été Frédéric de Carvalho pendant 18 ans et d'un coup il change de concept, il s'appelle Captain Moustache et c'est vrai qu'il y a, alors quand c'est bien fait le changement de pseudo pour un concept, c'est bien, c'est des fois bénéfique comme Space 92 qu'on reçoit la semaine prochaine qui était Math Minimal avant. Absolument. Mais Kevin Saunderson, j'en parle toujours, Inner City, Reese, Tronic House, E-Dancer, etc. Et c'est vrai que des fois c'est bien, des fois c'est vrai qu'on se perd. Alors c'est toute une jonglerie, quoi. Alors autant quand tu viens de Détroit, tu peux te permettre d'avoir 14 000 pseudos, tu peux te permettre. Ouais. Autant quand t'es français, voilà. Soit t'as une grande renommée, et dans ce cas-là, ça passe, effectivement, tu vois. Mais moi-même, j'en ai souffert parce que je passais du hardcore à la house, donc ça a été très dur de me convertir, etc. Et même Jean-Jérôme le regrette, effectivement, ce passage de plusieurs pseudos. Il serait resté sur Jean-Jérôme, les gens, ils auraient fixé, tu vois, l'émission. Tu vois, Paradise Garage, etc. Enfin, tu vois, ces émissions du matin, ces matinales où il mixait quand même, il mixait pendant 3 heures, voire 4 heures. Hein. C'était quand même chose non négligeable. Christophe Vix, Baduel, Antoine Baduel, qui est l'actuel président d'FG, tu vois, lui faisait confiance. Mais après, voilà, effectivement, il a arrêté au bout de 17 ans. Et puis là, il continue son bonhomme de chemin, quoi. Mais ouais, c'est très symptomatique de cette histoire, c'est-à-dire que Jean-Jérôme, tu vois, voilà, il arrive, et je l'explique dans mon livre, il a le cul entre deux chaises, tu vois. C'est-à-dire qu'il a le cul entre
les présentateurs historiques d'FG, Patrick Rognan, Arnaud l'Aquarium, Laurent Garnier avec ses mix, DJ Grégory, DJ Deep, et puis d'un coup, le gars, hop, il passe à Rivoli, et c'est là que FG entame sa conversion commerciale. Ouais. Tu vois, on veut faire de l'audience, on veut faire du bif, du business, et c'est normal. D'associatif, on passe à commercial. Et Jean-Jérôme, il a relevé le défi haut la main. D'accord. Voilà. Il y avait Actarus qui disait Jean-Jérôme, mon pote, j'écoutais tous les jours au réveil sur ma chaîne IFI de 11h à 13h sur FG, juste avant l'émission de Prozac Trax. Exactement. Projet C'était que des bonnes ondes. Projet Parker, il dit à l'époque, tu te prenais une claque quasiment tout le temps. Seb Laurent, il dit Didier Sinclair était une gentillesse et d'une simplicité exemplaire. Ah là là. Ah ouais. Actarus dit que c'est sa voix de radio que j'adorais. Sa voix de radio, oui, dans son émission, et sa façon de parler pour annoncer les morceaux. Ah ben, ce mec-là, en fait, pour te dire, hein, je te parle personnellement, tu vois. T'es début juillet, il fait beau le matin, tu mettais FG, t'écoutais son son, t'écoutais sa voix, sa présentation, c'est bon, t'étais parti, quoi. D'accord. Enfin, c'est bon. Voilà, fallait pas avoir de hier, tu vois. On rejoint ce côté snob de la scène parisienne. Fallait pas être snob, en fait, il fallait être naturel. Et si toutefois t'étais naturel, bah t'étais à même de recevoir toutes les ondes que Jean-Jérôme te transmettait. Et là, mon pote, t'étais refait pour la journée. Et Jean-Jérôme, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Y a Titi qui demande y a-t-il des sons à écouter de Jean-Jérôme? Ben, en fait, j'ai vu sur son Facebook, parce que là j'ai vu qu'il a sorti il y a pas longtemps un remix. Là, je l'ai vu même aujourd'hui, j'ai vu le post. Donc le Facebook de Jean-Jérôme Dupuis. Après là, le morceau qu'on a écouté, c'était Dogs Biscuits Hot Dog. C'est ça. Donc c'est un de ses pseudos. Et pour le découvrir, je pense qu'il y a un outil qui est pas mal, c'est Discogs, où on peut taper le nom d'un artiste et on a tous ses pseudos, et on peut ainsi des fois même il y a les liens et tout. Du coup c'est voilà, on vous invite à aller jeter un coup d'œil aussi à ce niveau-là. Non, en fait, voilà, pour finir sur Jean-Jérôme, en fait, c'est une tradition, c'est une petite bulle, on va dire positive, au même titre qu'un Didier Sinclair, qu'un Jean-Marie Quay. Voilà, c'est des mecs qui dispersent de la bonne humeur, sans prise de tête, sans snobisme, tu vois, outre mesure. Et voilà, c'est juste, tu te prends ça en pleine gueule, c'est que de la bonne humeur, c'est que des bonnes vibes. Voilà. Ok. Attends, je voulais te poser une question que j'ai dans mes interviews d'habitude, l'interview Back to the Future. Je vais te poser la question, si tu pouvais choisir un lieu ou une époque passée, vécue ou non, ce serait où et quand? Un lieu ou une époque passée, vécue ou non, ce serait où et quand? Alors, il y en a beaucoup, je t'avoue, là, tu me poses la question, j'ai 5000 trucs qui montent en tête, mais je vais rester sur un de mes premiers kiffs, c'est les soirées Wake Up de Laurent Garnier au Rex. La machine à barbe à papa, l'indulgence des barman, c'est un truc qu'on n'a jamais retrouvé après, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par l'indulgence des barman? Bah, tu prenais un verre, t'étais obligé de payer dans l'instant. Des fois, les mecs, ils te vas-y, c'est bon, allez, va danser, reviens après. Enfin, même les barman s'éclataient, tu vois. Ouais. Même les barman, putain. Et ça, c'est un truc de fou parce que à Paris, tu vois, je vais pas revenir sur là-dessus. Je vais pas faire une étude anthropologique sur Paris. Je le fais dans mon livre, c'est déjà pas mal. Mais les barman, c'était loin d'être ça. Même le vestiaire. C'est-à-dire que dès l'instant que tu rentrais, le vestiaire, il était aimable, souriant. Et la musique. C'est-à-dire que grâce à Wake Up, j'ai entendu pour la première fois mixer des DJ de Détroit, de Chicago. Et ça reste gravé à jamais dans mon esprit, quoi. C'est-à-dire que je vais pas faire le Marseillais, tu vois, on me dire tous les matins je pense à ça, mais dans la semaine, je pense au moins une fois aux soirées Wake Up. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais. C'est un truc de fou. C'était marqué, quoi. C'était que de l'amour. Mais tout le personnel, quoi. Tout le personnel. C'est incroyable. Une osmose totale. Voilà. Est-ce que tu veux, du coup, enchaîner sur le quiz?
D'abord, la question Guilty Pleasure. Je voulais te faire la question Guilty Pleasure. Qu'est-ce que Christophe Piriou, il écoute et qu'il a honte? Il n'ose pas le dire, mais là, il va nous le dire à nous, parce qu'on est entre nous, il n'y a personne qui écoute. Ah bah je vais vous le dire. Hein. Alors, j'ai très honte, mais j'assume. Lime. Lime? Ah oui, c'est de la disco. Italo Disco. Ouais. Entre Italo Disco et High Energy. Ouais, t'en as de Lime, toi. Possible, ouais. Il y a des disques qui sont jaunes, je sais, il y a eu des... Ouais. Ils avaient fait des vinyles jaunes translucides. Avec marqué numéro 1 non, je sais pas. Je sais pas, mais je crois t'en as, toi. Toi, t'en as des Lime. Ouais, ben ça va, l'Italo Disco, c'est pas... T'as pas plus entre la High Energy et l'Italo Disco. Ouais, t'as rien de vraiment lourd. De pire, Je sais pas, t'écoutes pas Céline Dion sous la douche, je sais pas moi. Ah non, bah je peux aller plus loin. Allez, Modern Talking. Modern, ouais. Ouais, ça passe. C'est la scène pop, quoi. Ah, ça passe, les mecs. Demande à ta femme. Si ta femme est pas. Si ta femme est pas au lit, là, si ta femme est pas au lit, demande-y qu'elle nous dise la vérité. La dernière fois, c'est. Ah non, elle dort, mais je peux t'assurer que pour moi, déjà, c'est. Enfin, voilà, tu vois, pour moi, c'est du lourd. Enfin, pour moi, c'est Guilty Pleasure à fond, quoi. Tu vois, Modern Talking, Lime. Là, je suis au fin fond de mes goûts cachés, quoi. Ah oui, vraiment. Mais non, mais tu me dis comme ça. J'avais compris. Ah non, sincèrement. Bon, alors, je vais te poser une autre question, parce qu'on y est là un peu. Yo Maha. Yo Maso. Désolé, mais je kiffe de ouf. Moi, il me filait le cafard, j'aime pas la mélodie, en fait. Je sais pas, ça me rappelle une époque un peu, là, j'étais pas trop bien à cette époque-là, ça. Bah, moi, c'est le côté high energy que j'aime bien, tu vois. Tu vois, up tempo, avec la ligne de basse synthétique, j'aime bien, tu vois. Je suis parti. On va te poser une question, Christophe. La voilà. Dis-moi. Regarde la vidéo, il y a un petit jingle, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi il y a... Voilà. Alors, la question millionnaire. Christophe, je te donne 1 million d'euros là, je te le donne, mais il faut le dépenser, il faut faire quelque chose avec. Mais c'est pas forcément acheter quelque chose avec, c'est faire quelque chose avec. Tu fais quoi? Bonne question. Je ne suis pas matérialiste, sinon j'aurais fait carrière depuis très longtemps. Donc voilà. Qu'est-ce que je ferais avec 1 million d'euros? Très bonne question. Et malheureusement, je serais incapable de vous répondre. Qu'est-ce que je ferais? Je vais répondre à une question bateau en fait. Investir dans de la pierre, dans l'immobilier, me prendre un bureau, acheter les meilleurs, pas les meilleurs, mais en tout cas les meilleurs disques, disco, soul, funk, même les mecs qui le vendent sur Discog à des prix de ouf, je les prendrais. J'engagerais un mec pour commander tous mes disques, tous mes livres. Les classer surtout peut-être. Hein. Pardon? Les classer les disques peut-être aussi. Si t'en achètes beaucoup. Tout. Tu prends un gars qui te classe tout. Hein. Ouais, c'est ça, parce que j'ai eu beaucoup de disques. Et en fait, au fur et à mesure de mes déménagements, de mes séparations successives, j'ai perdu beaucoup dans l'histoire. J'en ai même revendu parce que parfois c'était dur. Et je suis monté à une collection de 5-6 000 vinyles. J'avais une collection de funk et de soul qui était vraiment très appréciable, tu vois. Avec des bons collectors, hein, tu vois, que j'avais acheté quand même pas mal. Donc ce serait ça. Avec 1 million, je ferais plaisir à mon entourage, à toute la famille, tu vois. Moi, je suis un dépensier, tu vois, donc ça serait, voilà, on s'amuse. Voilà. C'est l'histoire de quelques jours, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, l'argent et moi, c'est pas, voilà, je m'en fous. Du moment pas qu'on est en bonne matérialiste, santé, c'est bien, comme tu as dit. Absolument, voilà. Du moment qu'on est en bonne santé. Comme dirait Jean Bruce à côté, là, ta gauche, c'est que des zéros sur un compte en banque. Hein. Ouais, absolument. Pour moi, les billets, c'est des papiers. Virtuel, quoi. tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis pas une pince, mais loin de là. Enfin, je veux dire, je m'en fous, quoi. Nous, avec Ben, un jour, on nous posera la question. On est tellement des fous que des fois même, on se pose la question, et on liste en fait tout. On liste tout. Ah, c'est sûr que si ça nous arrive, nous, on serait quoi faire hein. Là, mais on peut faire une émission sur cette question millionnaire, les gars. Ah non, mais là, j'ai répondu du tac au tac, mais c'est vrai que ça. 1 million, tu sais, je suis même pas, quoi. Enfin, je pense d'abord à mon fils, forcément, tu vois, j'ai un fils, donc je pense à lui, mais après, voilà. Là, j'ai fait un mariage pendant 3 jours. Le mec, il a tout payé, tu vois. 3 jours en Normandie, l'hôtel, la bouffe, tout. Enfin, 3 jours. Normal. On était 80 personnes. Le mec, il a tout payé. Donc, tu vois, je suis plus dans cette vibe-là. C'est-à-dire, allez, les gars, faites-vous plaisir.
picoler, manger, danser. Un peu comme Thomas Bangalter quand il prend le jet privé. Bon, les gars, allez, c'est bon, que c'est 3 millions d'euros, je m'en fous, j'en ai déjà 20, 30, 40 dans mon compte. Allez, on va les dépenser à Las Vegas quand même. Voilà, bon. Ils ont pas réussi à les dépenser quand même, de ce qui a été dit. C'est ça. Je n'ai jamais économisé. À une époque, je gagnais pas mal d'argent dans la musique. Ok, alors je me suis fait plaisir. Je faisais surtout plaisir aux gens. Et puis après, voilà, 45 piges, tu penses à l'essentiel, quoi. Tu vois. Enfin voilà, ouais. C'est ça. Voilà, tu penses à l'essentiel. C'est clair. Ok, bon, mais bonne réponse. Voilà, tant qu'on est dans cette mood là, on va te faire la fameuse le quiz old school ou génération X, parce que tu es de la génération X, tout comme nous. Ouais. Christophe. Ouais. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Il faut réagir spontanément. Il faut répondre assez vite. Ouais. Ok, t'es prêt ? Oula. T'es prêt ? Allez. C'est tard, mais en général, ça va. Bon, il n'est que 2h46. Alors, 808 ou 909 ? 909. DX7 ou Moog ? Moog. Atari ou Amiga ? Amiga. Fuse ou Plastic Man ? Fuse. Oh, ça fait plaisir. Les inconnus ou les nuls ? Les inconnus. Samantha Fox ou Sabrina ? Sabrina. Ouf, c'est rare. Mac, Linux ou PC ? PC. Flic ou zombie ? Question. Flic ou zombie ? Ouais, par rapport au film, ouais, c'est. Zombie. Je suis fan. Ouais, si tu veux. Je suis fan. Mega Drive ou Super Nintendo ? Mega Drive. Ok. Acid House ou New Beat ? Acid House. Ok. Prince ou Michael ? Michael. Derrick, Juan ou Kevin ? Derrick. Celle-là, elle est un peu dure pour tout le monde à chaque fois. Ouais, Alien ou Predator ? Predator. Mad Max 2 ou Blade Runner ? Blade Runner. Terminator 1 ou 2 ? 1. Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme ? Albator. Euro ou franc ? Franc. French Touch ou Electroclash ? French Touch. Sylvester ou Arnold ? Sylvester. Années 80 ou 90 ? 90. Rave ou club ? Rave. Ken le survivant ou les chevaliers du Zodiaque ? Ken. Disco ou funk ? Disco. Rock ou rap ? Rap. Classique ou jazz ? Jazz. Soul ou reggae ? Sol. Et la question commuteur, Dépêche Mode ou Kraftwerk ? Kraftwerk, sans hésiter. Eh ben voilà, c'est bien. Spontané, c'est bien. Écoute Christophe, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire sur le livre qu'on n'a pas abordé ? Forcément, on n'a pas abordé tout. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on aborde ? Il est 3h du matin, je pense qu'on a quand même... Pas mal fait, ouais. On a fait juste 5h24 d'émission. Ah, ouais, le voilà. Le son. Oh, punaise, le son. Je me souviens de Benjamin hier. Il disait le record c'était 6 heures. Attends, il n'y a plus de son, Attends, je suis en train de mettre le son, c'est bon. Attends, il n'y a plus de son. Ça va revenir, c'est bon, c'est bon. Ça va, vas-y, continue. C'est bon là ? Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais. Donc je disais que hier, effectivement, Benjamin me disait que le record, a priori, c'est 6 heures d'émission. Je crois qu'on n'est pas loin là. 10, 11, minuit, 1h, 2h. T'es à 5h10. Pas mal, hein. Non, t'es pas encore. Non, t'es pas Paul Nasca ou Jack de Marseille encore. Ouais. C'est pas un concours non plus. Hein. C'est pas un concours. Alors moi, pour la petite anecdote, mon record d'interview, c'est avec Manu Casana, 6h30 chez lui. Ah ouais, non mais Manu, j'imagine, ça devait être passionnant. Ouais. Je suis arrivé chez lui à 17h, ou à 17h, je suis arrivé chez lui, je suis reparti, c'était 2h ou 3h du matin, je me souviens même plus. Ouais, mais c'est un truc de fou. Ça devait être passionnant. Donc, oui, forcément, ouais. C'est pour ça que je lui donne un large chapitre, effectivement, dans mon bouquin, parce que
le mec, voilà quoi. Il a tellement d'anecdotes. Pour info, j'ai une chaîne YouTube perso, Jean Bruce. Je vous invite aussi si vous voulez venir y jeter un coup d'œil. Moi, j'ai pas besoin d'abonnés, j'ai juste besoin que vous veniez sur mes vidéos et que vous regardiez ça. Je mets des archives. Il y a des petits bootlegs aussi. J'ai des bootlegs que je fais, effectivement. J'aime bien m'amuser à faire des reworks, des remixes, des bootlegs. Mais il y a aussi des archives. Donc il y a des interviews, des vieilles interviews, des vieux reportages, des vieilles archives. Plutôt années 80-90. Donc sur Jean Bruce sur YouTube. Et je vais en poster une. Je vais poster une vieille interview de Manu Casana qui était passée sur une émission sur Arte. J'avais diffusé là, j'ai passé une interview, il y avait Frankie Bones et son frère Adam X. Donc j'ai édité, j'ai cuté, j'ai mis les sous-titres en français puisque c'était en anglais ou le contraire. Et Manu Casana, j'ai fait les sous-titres en anglais parce que pour que tout le monde puisse le voir. Donc si à l'occasion vous voulez aller jeter un œil sur ma page, c'est Jean Bruce sur YouTube. Voilà, c'est mon petit mes petites archives, mon petit délire, voilà, c'est des trucs à l'ancienne. Et voilà. Donc du coup, je pense que ce livre, ça va être, comme tu dis, il faudra le regarder chapitre par chapitre, le déguster. C'est ça, il faut prendre son temps. Avoir un bon marque-page, sûrement. Ouais, c'est ça, faut pas se prendre la tête, quoi. Je devais le sortir récemment, mais voilà, Scanix est revenu vers moi, donc lundi, je l'interview, et je comptais vraiment faire quelques pages sur lui, parce qu'il y a très peu d'interviews sur Scanix, sur son enfance, son adolescence, encore une fois, parce que moi, je mets un. Alors nous, on en parle un peu. Pas trop. Vous savez qu'on n'aime pas trop rentrer dans la. On essaie. Il n'aime pas trop, mais pas trop parler de nous-mêmes. On essaie de rester discret sur ça parce que c'est vrai que toi, tu peux, dans le cas d'un ouvrage, c'est différent. Tu vois, tu peux te servir de ça pour dresser un portrait un peu exhaustif. Nous, c'est vrai qu'on essaie de se concentrer sur le côté partage passion. Et même, c'est ça. Tu vois, voilà. Après. En tout cas. Beaucoup de monde, on a un peu perdu de monde, mais il y a quand même un gros, on va dire, comment on dirait, qui est resté jusqu'au bout. Donc bravo à vous sur le chat d'être resté. On est resté jusqu'à 15, jusqu'au bout. Donc il y a le replay que je vais mettre en ligne. Je vais galérer pour ces zones de. Mais bon, on va se débrouiller. J'ai fait un backup audio. Enfin, en gros, si vous voulez, j'enregistre la console séparément sur un autre ordinateur, comme ça. Au donc moins, là, les petites coupures, on va les avoir. Sauf les premières. Sauf les premières, mais les dernières, c'est bon. On synchronisera les deux. Non, ça va aller. On va se débrouiller. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même, je sais plus qui c'est qui m'a dit sur le chat, on entend en sourdine. Alors peut-être qu'on entend très fort en plus 32. Oui, il a dit qu'on entendait un petit peu. Donc peut-être, j'avais pas pensé à ça. On pourra. Si on normalise, on peut peut-être se. Ou même dans Final Cut, je vais montrer un plus 32 dB. Des petites dernières questions qui sortent du chapeau. Sera-t-il traduit à l'étranger? Alors, en fait, pour l'instant, c'est de l'autoparution, parce que moi, j'ai toujours agi comme ça, même en tant que producteur, c'était d'autoparution. J'allais en Tchéquie pour graver mes scuds, en fait. Donc moi, ça a été toujours le mode punk, quepon, do it yourself, quoi. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de traduction à l'étranger. Si toutefois, si jamais... Le succès est là, quoi. Voilà, si le succès est là, est au rendez-vous, et qu'un éditeur souhaite traduire, avec plaisir, parce que c'est une histoire qui mérite d'être effectivement traduite. Sachant que tu parles surtout de la France, maintenant on sait jamais, pourquoi pas, si c'est. Mais voilà, après. Alors, on a eu Berlin avec aux éditions Alia, on a eu la French Touch, on a eu aussi l'Angleterre, Londres, Sheffield, avec des très bons ouvrages. Effectivement, moi, lorsque je lisais tous ces ouvrages, je trouvais qu'il manquait un truc pour la France. Donc, modestement, j'ai voulu remplir ce trou, quoi, c'est-à-dire remplir ce vide, puisque à aujourd'hui, à l'heure où on se parle, effectivement, il n'y a pas d'ouvrage qui traite de toute cette histoire. On met la lumière sur Cassius, on met la lumière sur Daft Punk, sur Étienne de Crécy, sur Alex Gosser, et c'est très bien parce que ce sont des très bons producteurs, même des producteurs émérites. Malheureusement, lorsqu'on parle des anciens, La Tortue, Le Castor, Armand, Bertrand, Pac-Man, c'est une suite de noms. On a droit juste à une suite de noms, même que Manu Casana, que Yayo, que Invaders, Bernard Toussaint et Rakam, bien sûr, Fabrice Soumont. Donc on a droit juste à des suites de prénoms, de noms, voilà. Et les auteurs sont
Ils en restent là. Donc, Juste je voulais vraiment apporter cette dimension biographique, une dimension analytique, journalistique et universitaire. Okay. Après, effectivement, parfois, ça peut être compliqué. Titi demande s'il y a du vocabulaire compliqué. Oui, alors, parfois, est-ce qu'il y a des effectivement. lexiques Alors, mon cher Titi, je t'invite à aller voir mon site. Tu as une présentation alors, de mon génial, livre. c'est ça que je voulais dire. Je remets le logo. Juste pour rappeler que ton site, c'est... Syncrétique.fr, voilà, absolument. Donc voilà, Titi, tu vas sur syncrétique.fr, tu as le logo qui est là, affiché. Voilà. Et tu as des extraits, en fait, et tu verras effectivement si c'est un peu chaud ou pas. Et je remercie, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Laurent Lemarchand, qui m'a aidé à construire ce site. Donc, je le remercie infiniment parce qu'effectivement, d'ailleurs, si tu as d'autres personnes à remercier, n'hésite pas, c'est le moment. Hein. Ah bah écoute, voilà, j'ai remercié Nicolas Durand pour la relecture parce que c'est lui justement qui me dit là tu vas un peu trop loin parce que des fois je m'emballe un peu. Et je remercie infiniment Laurent Lemarchand pour le site parce que voilà, il me l'a construit en 2-2 et on peut pas tout faire. C'est-à-dire que même quand tu es tout seul, quand tu es artisan, tu dois tout faire et c'est vrai que le fait de construire un site à ta place, ça t'enlève une belle épine du. C'est important d'avoir une équipe, hein. On est bien placé pour savoir. Hein. C'est clair. C'est que des ondes positifs. Les mecs, voilà, ils te demandent pas d'argent. C'est que du bénévolat. Et puis ils font ça parce que voilà, je crois en mon projet et je suis dans mon délire. Et puis voilà. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ouais, c'est super qu'on ait mis la lumière sur toi. Et puis ça va rester avec les replays, tout ça, et ça va. Voilà. Et quand tu auras de la, voilà, et on te réinvitera pour le tome 2. Hein, quand on aura les dates. Bah avec plaisir. On fera une émission spéciale tome 2. Et d'ailleurs avec la scène hardcore, ça peut être intéressant. Du coup, on préparera plus à l'avance pour les intervenants, et ça peut être sympa. Ouais. Et puis là, je serai plus dans ma zone de confort. Voilà. Parce que là, pour le coup, je l'aurais vécu. Ouais. La house et la techno, je l'ai vécu un peu sur le tard. Comme si là, il l'était pas, tu sais, depuis tout à l'heure, on est dans des détails hyper précis. C'est bien, t'es pas. Ah bah, imagine pour le hardcore. Alors, imagine, tu vois, je suis pas dans ma zone de confort. C'est le gars qui regarde le replay, tout ça, il dit, ah bon, bah alors, c'est pour un mec qui est pas dans sa zone de confort. Mais moi, tu vois, il l'avoue, ouais. Il l'avoue, mais. C'est bien d'avouer quand on a des. Il l'avoue, mais il est pas dans sa zone de confort, c'est juste que c'est juste 10 minutes par question et hyper précis. Là où il s'y connaît pas, il est 10 fois plus pointu que les Alors, 3 quarts. qu'est-ce que ça va être? Alors là, on est à 5h33, on va être, je pense, on va faire une émission en une journée. On va commencer à 10h du matin pour finir à 19h. Ah ouais. Et puis je sais que le hardcore français, ça reste. Voilà. Eh ben, ça va être sympa. On en parlera prochainement, mais ça reste. C'est du très très lourd. Alors, très très lourd. Je rappelle que semaine prochaine, ça sera pas vendredi, mais dimanche, que nous regardez le beau Space 92, alias Mathieu, l'ancien Matmanimal, va venir descendre de sa base toulousaine à Béziers, directement dans ce studio pour avoir une superbe émission. On va parler de son passé, de tout, de son succès actuel, de toutes ses futures collabs et comment il a vécu ce passage d'être un DJ connu, hein, parce que Matt Minimal était quand même un peu connu, et de passer, quand tu es numéro 1 sur Beatport, à star. De c'est intéressant de voir ce passage, ce qu'il le vit en ce moment. On part souvent du passé, hein, tu vois, Christophe, dans nos interviews. Et là, pour la première fois, on va avoir quelqu'un qui vit quelque chose d'énorme. Il est dedans, donc ça va être intéressant de voir comment. Il a gardé la tête très froide. Ah oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement sympa. Il est booké partout et c'est vrai qu'il explose. Mais pour quelqu'un qui nous dit ah non, l'interview, je viens à Béziers. Ah non, moi je descends les gars. On fait pas à distance. Voilà, c'est comme ça. Si Christophe, tu nous dis l'interview 2, d'ailleurs pourquoi pas à venir le faire au studio, ça peut se prévoir. Avec plaisir. En Béziers, on se débrouille. Hein. Quand les gens avec plaisir, en vacances ou quoi, c'est vrai que ça rajoute un petit truc. Ça rajoute. Il y aura moins de bugs, d'images figées ou autres. En tout cas, on va préciser qu'on va faire une pause au mois d'août sur les interviews. Oui, parce qu'on a des choses à faire. On va poster sur le Facebook les backstage. On postera des anciennes interviews. Et on va créer des nouveaux backstage parce qu'on va faire la Fanny Picnic. Il y a pas mal de festivals qu'on va couvrir. Ouais, on va couvrir. Voilà. Et on va préparer aussi d'autres choses. Il y a un petit podcast, Nocturne Blues Podcast. Vous savez qu'on fait le Nocturne Blues Podcast. On sort des mix de temps en temps. En ce moment, vous avez Nicolas Cuer. Je vous remets le YouTube que vous allez dessus vous abonner si c'est pas déjà fait. Je sais, je suis hyper lourd, mais il faut, hein. Et des fois, il faut être lourd. Voilà. Donc, vous voyez, il y a Nicolas Cuer qui est là.
Vous voyez, c'est une petite captation. Si je vous la mets là, voilà, c'est sympa. On vous mettra de temps en temps des petites captations comme ça. C'est la première qu'on a faite. On a mis 2 ou 3 caméras, on a filmé avec l'audio de la console en bonne qualité. Et vous avez un bon set techno, franchement, de Nicolas Cuer, du pote Nicolas, que je t'invite aussi à regarder, Christophe. On va le mettre sur. Il y a eu un bug. J'ai trouvé une technique, Jean, pour le nom. Enfin, on le fera demain. Pour Facebook, on va en faire la promo en fait sur Facebook de ce mix. Nicolas le repostera aussi. Il y aura une petite surprise aussi semaine prochaine, pas semaine prochaine pardon, dans 2 semaines après la venue de Space 92. Il y aura une petite surprise sur le Nocturne Blues podcast. J'en profite, allez, on n'est plus à 2 minutes près maintenant, hein, franchement, c'est juste 5h36 d'émission. Je vous rappelle que la radio, oui, ça tourne, web radio, donc c'est http://stream.radiopunch.fr/8/live. Par exemple, là, il y a ça. Ah bon, il y a Radio tourne 24h/24. Voilà, bon là il y a l'interview en direct. On va l'officialiser peut-être cette radio à la rentrée. Genre, si on a le temps, mois d'août, on va peut-être faire un design de trucs. Hein. Le site web, oui, c'est vrai qu'on a un site web aussi. Hein, c'est noctureblues.fr tout simplement. Voilà. Pour nous joindre, nous envoyer des promos, tout ça, soit vous envoyez à l'email qui est info@noctureblues.fr ou directement en message Messenger, on répond. Ouais, des promos, des démos. Des démos, des promos, voilà, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on répond, il n'y a pas de souci. Même sur les replays YouTube, on répond. Même quand quelqu'un pose une question sur les replays, on répond, on est là. Voilà, le Twitch, merci de vous abonner si vous êtes sur Twitch, là que vous êtes passé par hasard, abonnez-vous, hein, ça fait toujours des abonnés en plus sur Twitch, car je vous rappelle que sur Twitch il n'y a pas de coupure, et on fera plus tard des émissions qui seront que sur Twitch, purement musicales. On parlera Underground Broad Party, on va le faire, hein, c'est pas la priorité mais on va le faire, et on est content de voir qu'on est à 117 followers sur Twitch. Honnêtement, ça monte presque aussi vite que YouTube. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout merci à toi Christophe. Merci. On s'est régalé, je pense. Merci le noyau dur. Voilà. C'est intéressant d'avoir. Alors moi j'avais l'habitude avec Jean Bruce, mais c'est vrai qu'on a que des passionnés de cette interview. Mais là c'est très 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 pointu. On se disait avec Jean Bruce. Et je pense que tous ceux qui vont regarder l'interview, comme disait Titi tout à l'heure, ça me faisait rire. Je vais être moins con à la fin de l'émission au niveau musique. On a eu des gars pointus, tu vois. The Hacker, Scanix, c'est des gars qui rigolent pas avec enfin, faut faire attention quand tu parles avec eux parce qu'ils sont très très pointus. Voilà, mais là, à niveau historique, je pense que là cette émission, je crois que t'as le pompon, pas la plus longue, mais en tout cas la plus pointue peut-être. C'était très pointu. On va garder en antenne vite fait Christophe quelques minutes bien évidemment. Pour tous les autres, on se donne rendez-vous donc dimanche prochain à 21h. Attention, c'est pas 21h30, c'est 21h. Ouais, c'est un peu plus tôt comme ça. C'est un peu plus tôt le dimanche. Voilà, on fait un peu plus tôt. À la cool. Allez, on va se finir sur un jingle. Et on se donne rendez-vous. On va peut-être donner le mot de la fin à Christophe. Ouais, Christophe, ouais, bon. Un petit dernier mot, Christophe. Ah bah écoute, c'était top en fait. Tu t'es régalé. Pour être franc avec vous, là je suis à 5h57 au compteur. Ouais. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, mais c'est la patience. Quelques verres de rose. Voilà, quelques verres de rosé, un paquet presque fini. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci aux auditeurs pour les questions. C'était interactif, c'était top. Et voilà quoi. Rien à dire. C'était super. Merci à vous. Ouais, alors attends, j'allais mettre un jingle. Ce qui est génial, c'est que j'ai mon logiciel là qui me fait qui ne répond plus. Alors attendez, on va attendre quelques secondes avant de balancer le jingle. En espérant que le logiciel. Ah ouais, sinon ça veut dire que vraiment que même lui en a marre en fait. C'est le soft. Et bon, allez, oublie. Allez, on vous laisse. Dimanche prochain, 21h. Enfin, si j'arrive à passer le jingle. Attends, il y a Actarus qui dit c'est quand mon passage chez vous. On se recontacte. Ça se fera, Acta, mais à la rentrée. Là, déjà, en août, on fait pas. Et après, en septembre, on a. Et j'ai lancé le jingle. Allez, parti. Jingle dans la gueule. Non, c'est parce qu'il y a une latence sur le truc. Allez, Actarus, on se contacte. Et merci à tous. Bisous. Acid House.